la structure démographique de notre île et risque à terme de déstructurer notre corps social avec un impact évident sur la sociologie électorale de la Corse. Or, en sciences politiques, il y a 3 modèles principaux pour comprendre, pour expliquer les comportements électoraux. Le premier, c'est une approche sociologique et il se fonde sur le postulat d'un effet des variables socio-économiques sur le vote, le sexe, l'âge, l'appartenance à une classe sociale, ce qu'on appelle les CSP, etc. Le second modèle, c'est une approche un peu plus psychologique ou psychosociologique où on explique le vote par le fait que l'électeur choisit son candidat par identification partisane. En gros, vous naissez dans une famille nationaliste et vous êtes nationaliste. À 18 ans, vous votez nationaliste. Vous êtes à droite et vos parents sont à droite et vous votez à droite. Ce n'est pas automatique, mais en tout cas, c'est une tendance lourde. Et puis le troisième, il s'inspire de modèles économiques. Et il se base sur l'idée qu'un électeur est rationnel et qu'il effectue des choix politiques en fonction de son intérêt pour les maximiser. En bref, on a 3 dimensions qui jouent: le profil des électeurs, l'inscription dans une trajectoire et le choix rationnel. Et c'est là qu'intervient la 3e dimension, l'identité. Si je faisais un mauvais jeu de mots, je dirais que la 3e dimension entre en jeu avec un enjeu, voilà, un enjeu identitaire ou un enjeu d'appartenance. Et qu'y a-t-il de plus significatif sur le plan identitaire que le sentiment d'appartenance à un tout, à un collectif, et de nous exprimer aussi au nom de ce dernier? Ce qui semble alors froid quand on parle de corps électoral, quand on parle de statistiques, est en réalité beaucoup plus profond, car il s'agit du peuple dont on parle. Oui, décider dans un village, une ville, un pays, de ses représentants ou de son futur, c'est participer à façonner la trajectoire du peuple auquel on appartient. Et alors, comment croire ou penser que dans une île soumise à 4000 arrivées nettes par an, en moyenne sur plusieurs années, sur plusieurs même décennies, une île déjà exposée à la perte de ses principaux repères culturels, en proie à des phénomènes de prédation majeurs, soumise à l'évolution des modes de vie et à des logiques individualistes toujours plus prégnantes, le fait d'avoir un corps électoral lui-même en constante évolution ne soit pas partie prenante du problème, voire un réel facteur d'aggravation. La question du corps électoral que vous avez voulu traiter pose donc fondamentalement celle du devenir de notre peuple et de la recherche indispensable d'un équilibre. L'équilibre entre notre évolution naturelle et la nécessaire reconnaissance de ce que nous sommes pour nous permettre de sauvegarder ce qui doit l'être, à savoir notre être propre et notre être au monde. L'expérience kanak nous démontre d'ailleurs que ce sujet est épineux et en constante évolution quant à son impact dans le cadre de la trajectoire d'un territoire soumis à des migrations importantes. C'est en cela que la reconnaissance institutionnelle représente une étape fondamentale. Elle n'est pas un caprice. Elle représente, comme certains tentent à le dire, elle représente une première brique pour sacraliser un certain nombre de fondamentaux. Je peux être d'accord avec certains d'entre vous, il est vrai qu'elle n'est pas tout, et elle ne fera pas tout. D'autres sujets sont et seront à traiter, celui de l'accès au foncier, par exemple. Et d'ailleurs, je veux profiter de cette occasion pour saluer l'initiative, je devrais dire le combat, du maire de Moncale ou Mougale, qui s'engage concrètement pour que des jeunes Corses ne soient pas dépossédés de leurs terres, notamment à travers des projets de construction accessibles aux primo-accédants. Donc, qui votera demain pour le futur de la Corse? C'est le sujet, mais s'il ne doit pas, à mon sens, parasiter les décisions institutionnelles à venir, il mérite d'être posé et mérite d'être discuté, faute de quoi nous aurons nous-mêmes créé les conditions de notre isolement et de notre minoration sur cette terre. C'est un sujet de chaque instant pour tous les enjeux qu'il implique, pas seulement la question des arrivées, mais aussi la question de la natalité et la question du vieillissement, dont nous traitons d'ailleurs dans le cadre de Corsica Prospettiva,
auquel vous serez associés très prochainement, à nouveau de manière plus importante. Car un pays vieux qui ne fait pas d'enfants et qui continue d'accueillir, sans capacité d'intégrer, et dans lequel les conditions de la sauvegarde de ses propres acquis ne sont ni reconnues ni réunies, ne peut construire son avenir de manière sereine. Allora, care giovanote e cari giovanoti, la démographie, si elle est subie, devient une mécanique froide. Mais pensée collectivement, elle peut faire l'objet de réflexions dépassionnées, tout autant que fructueuses, afin d'identifier les leviers politiques, économiques, réglementaires appropriés pour construire une politique d'intégration indispensable. Per conto mio, voglio continuare a credere che non avevamo mica lottato mentre basise 80 anni Bernunda, con riescide, ma io come ho riacquisto. Per la città oggi non aveva più nessuna maestria di uno stravane. Questo non è mica possibile. Questo dibattito è essenziale e complesso, che ne aveva dopo, a voi di trattarlo come lo giole, in con misura. Non vi lasciate mica intrappolare di noi in discorsi di già pronti, perché stavolta, come lo si dice, l'affare sto veramente in francese. Buon lavoro e buon dibattito a tutti. A ringraziarvi. Allora, già adesso una locuzione di un vicepresidente. Cara Presidente dell'Assemblea, cari membri del Consiglio Esecutivo, cari colleghi, cari tutti. Qualche mese fa, prima dallo Stato e poi dopo da un giudice, la nostra lingua è stata torna una volta negata. Attitudini che portano a gunedo tutto il disprezzo del sistema colonialista della Francia per ciò che noi siamo. Per conto mio, mi esprimerò in corso oggi. Primo, per rispondere a stati vergognosi che ci vogliono condannare, ma di no per un piacere di avere in bocca questa lingua e per domandarvi, cari colleghi, da duprala in ogni tempo della nostra mandatura e mica sola quando è messa in pericolo da qualche arditi. Oggi, noi da scambiato. Se noi vogliamo un'avanzata politica importante, ci vorrà un atto popolare forte. Non c'è bisogno di una riconoscenza di lavoro per campagorso. Sino ad ora, mi si pare, nessuna milizia è stata creata per impedire di parlare a corso. E a nostra responsabilità da maestrare il nostro destino. Imponiamo allora la nostra lingua, imponiamo allora i nostri valori, imponiamo la nostra maniera di campare, imponiamo la nostra identità senza mai lasciare piazza o dubito nella sua esistenza. E cominciamo tanto a architettare il suo paese, suitando la giustizia di Paoli, il coraggio di Gian Pietro Gafori, l'onore di San Boguccio, la resilienza di Maria Gentile, l'unità di Vicentelli d'Istria e la sapienza di Pietro Rocca. On farà un dibattito awa, ma fin du così, o stranieri che si vogliono impatronisci un pudara che piega e adattarsi all'ambiente che l'avevamo dato. Per compio, ripiglierà qualche versi di Flavia Garlotti. Sto paese ne conosco, chi l'hanno in corpo, ferita consisarà, che tutto usale di l'acqua un po' guarisce, da reta o etro di un destino, ci siamo, con la nostra vita proibita e figiulemo. Ciò che non possiamo essere, se lo si sciappava su vetro, dalle nostre mani a noi rese. Allora sciappiamo su vetro, che ci riviene a noi di costruire la nostra vena. A ringraziarvi. A ringraziarti. Allora, c'è qualche informazione prima di passare a domanda a bocca, perché c'è un movimento tra i gruppi e commissione, dunque c'è Santu Sciaretti che ha
rappresentata sua emissione, dunque non è più membro di questa assemblea, ad essere rimpiazzato per Batti Giuseppi, del gruppo Scelta Patriota. Dopo un dei gruppi c'è di nuovo un scambio, Kiliano Belliomini non è più del gruppo di gioventù di OSTC, ma è passato a Scelta Patriota. C'è un altro movimento di Davia Maria Leccia, enfin nemico movimento, infatti di apparentata a Scelta Patriota. Dopo, tra le commissioni c'è Fabio Albano che passa da Commissione Sviluppo Economico, Trasporti e Affari Europei a Commissione Cultura, Lingua e Ambiente, e Marie Poli che dia Cultura, Lingua e Ambiente che da passare a Sviluppo Economico, Trasporti e Affari Europei. Ecco, allora, vi domando di via atto di queste modifiche e spero che il mercato ora sta da bientà. Perché non è mica vacui, ma a terza sessione, non è mica vacui ogni volta. Dunque, cioè stabilisce appena i vostri gruppi e i vostri effettivi, per piacere. A ringraziarvi. Dunque, che è fatto? Allora, passiamo alle domande a bocca. Dopo acconciamento e decisione di commissione permanente. Dunque, saluto i due consiglieri esecutivi che sono qui, a ringraziarvi. Scusiamo il presidente dell'esecutivo che per ragioni imperative un po' mica essere qui, dunque vi domando di scusarlo, di sicuro, gli mandiamo un saluto. Dunque, sono i consiglieri esecutivi che rispondono alle domande. C'è una domanda a bocca. On sarà mica vata e ringrazio a Samir Becherighi e al suo gruppo. Non faranno mica la domanda non sfranchisata, ma avranno al mese di ottobre e così il presidente che tiene a rispondere risponderà da Berel. D'accordo? Siamo da consento non qui. Ecco, dunque, ma principia, se voi siete d'accordo, allora, se Scelta Patriota è d'accordo, ma comincia mica a ostra, ma con quella di non di ostra di no, ma di terza, non l'autonomia alimentare, così possiamo capire, lasciare parte il presidente di l'ODARC. C'est le BIOABA. E siete d'accordo? D'accordo. Non? Fate mica gue? Bon, allora no. Scusate, a di bruit da pistonabile, ma un mertier mica, Allora no, allora di prima, non ta situazione finanziaria. Di Julien Paolini che da rispondere. Allora, qual è chi fa già domanda? Jean-Laurent? Non ta situazione finanziaria, qual è chi la fa? Allora, andate burro. A ringraziare, Madame la Presidente. Allora, sono Presidente della UE, la Corsica avanza poco a poco in un processo di scambio in cui lo Stato ingira lo Statuto d'autonomia. Una domanda centrale si pone, quella della nostra capacità finanziaria a appittarsi di noi competenze domani. Allora, che non ce la facciamo oggi a ammaestrare i nostri bisogni fondamentali, dopo parecchi mesi ci troviamo in una situazione di costretti budgetari, non la mancanza di mezzi, non l'affogo finanziario della collettività, ma allo stesso tempo portati un progetto politico forte che brama di più di responsabilità, più potere e di più arnesi. Signor Presidente, a chi ne esami oggi in materia di salute finanziaria, a chi ne è un livello di adepita e soprattutto come potete pretendere rivendicare l'autonomia se no non siamo mica capaci di ammaestrare i nostri bilanci. Tanto la collettività è in situazione di poter governare o gestisce in modo semplice la penuria. Che messaggio mandiamo allo Stato e al popolo corso? Quando le ambizioni politiche sono allontanate dalle realtà budgetarie. A ringraziarvi. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères de l'Assemblée di Juventus, saluto a tutti. Monsieur le conseiller, vous évoquez la situation financière de la collectivité de Corse
suite notamment à la publication du rapport de la Cour régionale des comptes, et qui évoque notamment l'état général des finances de la collectivité de Corse, l'état de la dette et la capacité que nous aurions, je crois que c'est le point central de votre question, à poursuivre la recherche d'un statut d'autonomie pour la Corse, compte tenu de ces difficultés. À l'inverse, je pense, pour ma part et le Conseil exécutif dans son ensemble, que pour répondre à ces difficultés inhérentes à la situation financière, un statut d'autonomie est aujourd'hui indispensable et je vais essayer d'argumenter en ce sens. Tout d'abord, revenir sur ce rapport de la Cour régionale des comptes, puisqu'il a été décrit, notamment dans les médias, de manière, je dirais, négative sur la situation de la collectivité de Corse, qui a été présentée comme étant très dégradée. Je voudrais quand même y apporter une nuance, puisque je vais vous citer le rapport de synthèse de cette Cour régionale des comptes, donc sur la situation financière de la collectivité de Corse. Je cite, c'est eux qui l'écrivent. La situation financière de la collectivité de Corse, dans un contexte de fusion, puisque vous savez que la collectivité de Corse est issue de la fusion des deux départements, Piemonte et Cismonte, et de l'ancienne collectivité territoriale de Corse, a relativement bien résisté, donc c'est la Cour régionale des comptes qui écrit, que la collectivité de Corse a relativement bien résisté aux effets de la crise sanitaire, la crise du Covid, ça c'est pas rien, et aux conséquences financières de contentieux anciens. Contentieux anciens, sous-entendu par la Cour régionale des comptes, des contentieux liés aux mandatures précédentes, notamment de droite et de gauche, notamment liés au DSP maritime, avec des condamnations lourdes pour la collectivité de Corse, mais qui ne sont pas du fait de la majorité nationaliste aux affaires, je veux le dire ainsi, depuis 2015, en responsabilité. Alors je poursuis, ce même rapport de la Cour régionale des comptes, il nous dit « Retraité de l'impact financier de ces contentieux, donc des fortes amendes qu'on a eu à régler, son taux d'épargne brute s'est maintenu à un niveau égal ou supérieur à la moyenne cumulée des départements et des régions. » Sous-entendu, lorsqu'on regarde la situation de la collectivité de Corse, elle n'est pas moins bonne que celle des départements ou des régions. Je dirais même que la situation de la collectivité de Corse aujourd'hui est bien meilleure que celle de la plupart des départements. Et je vous le présenterai avec des exemples précis. Donc, on n'a pas, quelque part, de leçons à recevoir, je dirais, des collectivités de l'autre côté de la mer, au vu de la situation qui est la nôtre aujourd'hui d'un point de vue budgétaire. D'autant qu'on est frappé par des phénomènes majeurs, la présidente l'a évoqué, une augmentation très forte de la population. On a gagné en Corse, sur les 10 dernières années, environ 1,2% d'augmentation de population. C'est à peu près 5000 nouveaux arrivants auxquels il faut soustraire environ 1000 personnes liées au delta entre les décès et les naissances, donc beaucoup plus de décès que de naissances, un delta de 1000. Donc ça fait à peu près 4000 personnes, on va dire, en augmentation de population tous les ans. Donc c'est considérable. Si je compare à la France est une augmentation en moyenne de 0,5% par an. Donc vous voyez qu'on est presque 3 fois supérieur à ce que connaissent les régions françaises de droit commun, je dirais. Et vous imaginez bien que augmentation démographique, donc surcoût pour, je dirais, les collectivités dans leur politique publique, auquel s'ajoute un taux de précarité en Corse qui est bien supérieur à celle d'autres territoires, et notamment une précarité qui touche en premier lieu les jeunes, mais pas seulement, également les personnes âgées dans nos villages, en lien notamment avec le coût de la vie en Corse, carburant, produits de consommation courante, etc., etc. Donc notre structure budgétaire, elle est en plus de la collectivité de Corse, c'est-à-dire les recettes qu'on reçoit, elle est en plus, je dirais, injuste au vu de ce que reçoivent les autres collectivités de même niveau, région ou département. Par exemple, la collectivité de Corse reçoit une part de TVA qui est 15 points inférieure à celui reçu par les régions et les départements. Quand on sait que notre population augmente,
que notre consommation augmente d'une manière générale, et donc que potentiellement notre part de TVA qu'on pourrait recevoir augmenterait également, eh bien, on en touche moins que les autres collectivités, régions et départements. Et donc c'est une première, je dirais, pénalité, une première injustice vis-à-vis des autres territoires français. Et un ratio de recettes figé avec une inflation et une croissance inférieure de 20 points par rapport à la moyenne. Donc, la double peine, en quelque sorte, une précarité qui augmente, une population qui augmente et une structure de recettes, je dirais, beaucoup moins favorable à la collectivité de Corse, en tout cas sur les dernières années. À cela s'ajoutent des décisions, j'ai presque envie de dire, qui s'imposent à nous, prises directement par l'État. Et c'est en ça qu'un statut d'autonomie, et notamment une autonomie fiscale et un nouveau pacte budgétaire, est une solution indispensable aujourd'hui. C'est parce que quand des décisions tombent d'en haut, elles s'imposent à nous et on se doit de les appliquer. Et tout ça, ça nous fait exploser nos demandes de fonctionnement. Je vais vous donner quelques exemples. L'effet des mesures réglementaires pour l'année 2025 du fait de décisions gouvernementales, notamment sur les politiques sociales, c'est 1,2 million d'euros liés à l'augmentation à compter de 1er janvier 2025 de 1% du taux de cotisation patronale maladie régime mixte, donc c'était le décret du 30 janvier 2024, 4,5 millions au regard de l'augmentation de 4 points de la cotisation employeur CNRACL, auquel il faut ajouter le glissement vieillesse technicité de plus 1,8 million d'euros. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ne serait-ce que par application de décisions législatives et réglementaires prises par l'État français, on a une augmentation, une explosion de nos dépenses de fonctionnement, et c'est valable également pour tout ce qui est lié, par exemple, au RSA ou à d'autres dispositifs sociaux. Sur l'investissement, c'est un choix politique, ça. On a souhaité maintenir un volume d'investissement très fort, à 300 millions d'euros en moyenne par an, parfois plus, parfois un peu moins, en tout cas entre 2019 et 2023, on est en moyenne à 295 millions d'euros d'investissement et on a besoin de cet investissement en Corse. Lorsque je parle d'investissement, je parle bien sûr de travaux sur maîtrise d'ouvrage de la collectivité de Corse, les routes, les collèges, les lycées, les établissements de services publics, mais également les aides qu'on fournit aux communes, à l'ensemble des territoires insulaires, dans tous nos villages. Et on voit bien que, je dirais, les spécificités corses, notamment avec un grand nombre de communes, de petites communes qui n'ont pas les moyens, sans l'aide de la collectivité de Corse, de faire des projets, disparaîtraient si on ne les accompagnait pas, notamment sur des projets d'eau, d'assainissement ou encore sur des projets d'infrastructure. Et ça permet aussi, je dirais, de faire travailler beaucoup d'artisans partout sur le territoire grâce à ce soutien de la collectivité de Corse auprès des communes et intercommunalités. Je vous donne un chiffre. Les dépenses d'investissement en moyenne par habitant de la collectivité de Corse, c'est 868 € par habitant en moyenne entre 2019 et 2023. Les départements et régions françaises, c'est 316 € par habitant et par an. On est à plus du double d'investissement par habitant si on se compare aux départements et régions françaises. Et je vous disais, et je vais finir là-dessus, que si on n'avait pas fait la fusion, nous les nationalistes, on s'est battus pour faire la fusion et la disparition des départements. Je vais vous donner la situation des départements aujourd'hui français. En 2023, 15 départements français ont fait appel au fonds de sauvegarde de l'État. Le fonds de sauvegarde de l'État, c'est en gros, on n'arrive plus à payer nos salaires, nos dépenses classiques, etc. Et donc, on demande à l'État, aidez-nous, faites-nous un chèque, on ne s'en sort plus, on est en quasi-faillite. En 2024, ça va être 30 départements qui ont fait appel au fonds de sauvegarde. Donc, en un an, une augmentation de près du double des départements. Le Conseil de la Charente a été mis sous tutelle. Le Conseil départemental de la Charente, c'est 350 000 habitants pour 609 millions d'euros de budget. C'est la population de la Corse. Parce qu'au vu des recettes qu'ils ont, ils n'arrivent plus à faire face à leurs dépenses sociales. Donc imaginez la situation des deux départements, s'ils avaient été maintenus, je pense qu'eux également auraient complètement disparu. Et donc ce choix de la fusion a été un choix salvateur
Et pour autant, on a vraiment besoin de cette autonomie pour rediscuter avec l'État et de dire qu'aujourd'hui, la structure budgétaire de la collectivité de Corse ne permet pas de répondre aux besoins matériels et moraux du peuple corse. Ringraziabi. Ringraziabi. Allora, a domanda a bocca Ghi bene, sarà quella torna di scelta patriota nanta l'autonomia alimentaria. Quelle che avage? Mi sentite? Sì. Vai. Biego e Bisento. Allora, vabbè. Biego come l'ugiole. Allora, oggi in Corsica l'agricoltura tiene una parte minore di sviluppo economico dell'insieme della consumazione alimentare di Corsi e avuto di Vora. Déjà anni fa, quando i Corsi hanno aperto i porti di governo nazionali, aveva fatti dell'autonomia alimentare una primura. Poi vediamo che i frutteri agricoli calano di petto a speculazione immobiliare che è da continuare la sua strada. Allora, oggi 80% dell'alimentazione consumata dai Corsi giunge da stranieri, ciò che traduce una forte dipendenza da lavoro e che è appoggiata dai crisi legati alla crescita dei prezzi anche in quei di piccole posizioni di grano che con corpi che 10% dei nostri bisogni isolari. Io Presidente di Lodarche, che ha vostra strategia per un'autonomia alimentare a lunga data. Grazie. E da parola au Presidente. Ringraziable pour votre question. Aujourd'hui, comme vous le soulignez, la Corse est largement dépendante des ressources alimentaires provenant de l'extérieur. Des transitions doivent être opérées pour réduire cette dépendance et dynamiser le marché intérieur local. Il s'agit d'un changement majeur de paradigme qui requiert d'établir des méthodes de travail impliquant un grand nombre d'acteurs. Actuellement, les productions locales sont surtout orientées vers la demande touristique. Réduire la dépendance alimentaire de l'île implique donc de restaurer la fonction nourricière de l'agriculture pour ses habitants. Évoluer d'une situation visant à alimenter une demande touristique saisonnière à une situation destinée à nourrir quotidiennement la population nécessite de repenser la stratégie de développement. Tout cela sans remettre en cause évidemment les développements engagés sur la qualification des productions agricoles et l'exportation de produits locaux qui demeurent essentiels. La fonction nourricière de l'agriculture corse est donc une nouvelle orientation qu'il s'agit de développer. Le projet que nous portons d'orienter le développement agricole vers plus d'autonomie alimentaire est donc un projet courageux car il requiert de faire des choix dans un environnement réglementaire contraint et un contexte budgétaire difficile. Il nécessite que des transitions soient opérées pour réduire la dépendance, sécuriser les exploitations existantes dans un contexte de changement climatique et installer de jeunes agriculteurs qui puissent vivre du fruit de leur travail. Concrètement, la collectivité de Corse est aujourd'hui autorité de gestion du deuxième pilier de la PAC, ce qui permet notamment d'orienter nos interventions sur l'installation des jeunes agriculteurs et sur la modernisation des exploitations. Le fil conducteur de nos travaux a été de soutenir la production, actant ainsi un véritable changement de positionnement avec les politiques précédentes. Dès 2022, dans le cadre du PDRC, nous avons réorienté certaines aides et lancé plusieurs dispositifs visant à développer l'autonomie alimentaire des exploitations. Un plan d'investissement exceptionnel de 9 millions d'euros avec des taux d'aide de 70 et 75% pour les jeunes agriculteurs afin de permettre l'équipement des exploitations en matériel automoteur, tracteurs, mini-pelles et ainsi encourager la reconquête pastorale pour une gestion raisonnée des parcours herbacés et ligneux. Un plan de soutien à la mise en place de cultures protéiques qui a permis la création de plus de 500 hectares de légumineuses fourragères.
Ces projets aidés à 75% et bénéficiant des conseils techniques des agents agro-pastoraux de l'ODARC devraient permettre de renforcer l'autonomie alimentaire et assurer la pérennité économique des exploitations. En matière de recherche, la mise en place du pôle de compétences en fourrage céréales de Miachar est désormais engagée. Des expérimentations sont menées en coopération avec le groupement régional des producteurs de fourrage et de céréales afin d'obtenir des données précises sur l'irrigation des productions fourragères, de tester différentes espèces, y compris de céréales panifiables, afin d'évaluer leur potentiel. La nouvelle programmation de la PAC 2023-2027 a permis la traduction des orientations politiques en matière de développement de la production et de sécurisation des exploitations en dispositifs opérationnels. Ainsi, nous avons sollicité et obtenu auprès du ministère de l'Agriculture le doublement des aides couplées du premier pilier à l'élevage ovin et caprin en race corse afin d'encourager et récompenser la production. Dans le cadre du deuxième pilier, une nouvelle politique d'installation des jeunes agriculteurs a été définie avec des projets d'entreprise intégrant un socle productif solide et une assise d'exploitation structurée. Ces nouvelles dispositions concernent également les aides à l'investissement. Par exemple, une approche collective du financement de matériel agricole au coût élevé a été intégrée au dispositif d'aide, de même que la rationalisation des investissements en fonction de la taille des exploitations, permettant ainsi un bon dimensionnement de l'outil de production. Des taux d'aide sont majorés pour les filières ovines et caprines ainsi que pour les petites exploitations maraîchères. Enfin, le regroupement d'exploitants en collectif est fortement encouragé pour la transformation des produits et leur commercialisation avec un appel à projets spécifiques et des taux d'aide plafond des taux au plafond des possibilités réglementaires. L'ODARC travaille également à la mise en place d'un marché d'intérêt territorial pour fluidifier les échanges entre producteurs et consommateurs. Bon, par rapport à ça, bon, je tiens à m'excuser, on allait se réunir en commission, on se réunira prochainement, hein, excusez-moi. L'ODARC, dans le cadre de cette politique, l'accès au foncier demeure un enjeu majeur, notamment pour concrétiser la mise en valeur des 105 000 hectares d'espaces stratégiques agricoles, lesquels sont protégés par le PADUC. D'ores et déjà, la mise en place d'un fonds foncier à l'installation et à l'amélioration des terres dotées de 4,4 millions a permis de récupérer 545 hectares de terres et de les redistribuer sur une période de 5 ans à des jeunes agriculteurs. Avec l'intervention de la Commission territoriale d'aménagement foncier, cette politique a vocation à se renforcer en mobilisant toutes les possibilités prévues par le Code rural en matière de récupération des terres en friche, en adéquation avec la vision du territoire et des collectivités locales désireuses d'impulser de telles politiques de mise en valeur. Cependant, les prérogatives de la collectivité de Corse demeurant insuffisantes pour agir fortement sur une relance orientée de la production. En effet, la maîtrise du premier pilier de la PAC assortie d'un système dérogatoire aux 15% des aides directes pouvant être couplées sont essentielles pour permettre un effet levier des aides à la production, notamment dans les filières stratégiques viande, lait, fourrage, maraîchage, et ce, afin de soutenir les exploitations locales et favoriser la résilience du système alimentaire insulaire. C'est tout l'enjeu des travaux d'ores et déjà engagés dans le cadre de la prochaine PAC. À ce titre, l'ODARC a mis en place des ateliers au sein du conseil d'administration afin de faire émaner un ensemble de propositions stratégiques et très pragmatiques qui serviront de base à notre projet politique d'autonomie. C'est également dans cette optique que la présidente de l'Assemblée de Corse est intervenue au Comité des régions la semaine dernière en interpellant le commissaire européen à l'agriculture sur l'importance d'une PAC forte, adaptée au territoire et orientée vers la production. Ringraziabi, consigliera, ringraziabi di nuovo per questa domanda che è importantissima, di sicuro, perché io che si va a Genova, non sta a politica agricola comune,
e sappiamo che l'agricoltore è un pilastro di un nostro sviluppo e della nostra autonomia alimentare di noi, per l'ambiente, importantissimo. Allora, aspettiamo questa riunione oggi, Presidente, ce la fa, non i mercati di interessi territoriali. C'è stata una domanda arrivata a rientrare, ce la programmata subito a rientrare se così da consento. Ecco, a ringraziarvi. Allora, la domanda a bocca che bene ad essere fatta da Lisa Maria Giudicelli, per scelta Badriotta, avete la parola. Vi ringrazio, ma Presidente. Jo Presidente di l'Ufficio di Trasporti. Oggi pareti studenti corsi sono obbligati a parte per continuare i loro studi in Francia per via di la manco di certe formazioni nell'isola. Si spiazzamenti regolari, spesso per guida come l'IO, rappresentano un costo importante. Eppure, il tarifo residente non si applica mica a linee dette non DSP, come l'IO a Scia o l'IO a Iaccio. Ciò che mette i giovani in una situazione di inegualità, benché li siano fiscalmente e familiarmente legati a Corsica. La carta studentina di Corsica, benché la permette una riduzione variabile non al prezzo di biglietti, non garantisce mica un tarifo fisso e dipende spesso dall'anticipazione di riservazione. Per questo, non assicura mica un accesso regolare a prezzi accessibili, al contrario di un dispositivo residente. In suo contesto, perché nessun meccanismo specifico non è stato messo in ballo per accompagnare gli studenti isolani obbligati a mobilità e assicurare un trattamento ugualitario in paragone con gli altri residenti corsi? Non sarebbe pertinente di rivedere questi criteri di eligibilità o anche di creare un tarifo studente residente perenne, più stabile e più adattato a questa realtà? Vi ringrazio. A ringraziare ma Miguel, allora vado a rispondere Julien Paolini perché chi un consigliere qua non si può mica connettere, donc avete la parola. Oui, merci pour votre question. Excusez le président de l'Office des transports, Jean-Félix Acquavive, qui est retenu en raison d'une réunion avec son homologue sarde. Donc, sur cette question, tout d'abord, vous remercier parce que ça va nous permettre de préciser un peu ce qu'on a tenté de mettre en place pour répondre à cette problématique liée au transport aérien, notamment, et aux tarifs dans le transport aérien, notamment pour les résidents corses. Tout d'abord, rappeler que d'un point de vue légal et juridique, si on s'arrête aux dispositions actuellement en vigueur, la délégation de service public et donc en cascade le tarif de résident dont peuvent bénéficier les gens qui vivent et travaillent en Corse ne s'applique que sur le bord à bord et sur Paris. Mais concernant Paris, si pour la Commission européenne et les services de l'État, sur le bord à bord, il n'y a pas eu de discussion sur la nécessité de maintenir un tarif résident, en revanche, pour Paris, ça a été un combat. Parce qu'il a été difficile de convaincre notamment la Commission européenne de la nécessité pour les Corses de pouvoir se rendre à Paris à un tarif, je dirais, abordable. Puisqu'on considère que la continuité territoriale, en tout cas c'est la vision qu'a la Commission européenne et certains services de l'État, se fait avec la zone la plus proche, à savoir Nice et Marseille, et qu'il n'y a pas lieu d'avoir une continuité territoriale avec Paris, ce qui n'est pas, bien entendu, notre vision. Et donc, concernant la possibilité d'instaurer un tarif résident pour d'autres destinations, par exemple, pour aller poursuivre des formations qui n'existent pas en Corse, comme vous l'avez indiqué, on pourrait citer médecine après la première année, ou encore des formations en urbanisme, puisque je crois qu'il y a une question justement sur ce point-là, ou d'architecture, eh bien, on pourrait aller les suivre à Toulouse, à Bordeaux ou encore à Lyon. Aujourd'hui, en l'état du droit actuel, ce n'est pas malheureusement permis. Pour autant, est-ce qu'on ne peut rien envisager à droit constant? Oui, on peut tout à fait, bien sûr, réfléchir, et c'est pertinent de le faire,
sur des tarifs préférentiels pour les étudiants qui justifieraient à la fois de l'impossibilité de suivre cette formation en Corse, parce que non dispensée, de pouvoir bénéficier de tarifs et de conditions, parce qu'au-delà du tarif, il y a aussi la qualité de la prestation qu'offre le transporteur. Par exemple, hein, quand vous avez un tarif résident, ben vous pouvez changer votre billet quand vous voulez, c'est gratuit. Vous pouvez transporter des bagages, c'est gratuit. Quand vous travaillez avec d'autres modèles de compagnies aériennes dites low cost, eh ben, vous payez tout. Vous payez le siège, vous payez le bagage, vous payez le moindre changement d'horaire, etc., etc. Donc, travailler avec Air Corse, il y a des tarifs préférentiels sur ce type de destination pour les étudiants, bien entendu. Les critères d'éligibilité, hein, pour être certain que ça aille bien aux bénéficiaires ciblés, et aussi en prenant en compte les difficultés budgétaires de la compagnie, mais plus globalement de la collectivité de Corse, si demain elle venait à soutenir ce type de dispositif. Vous avez vu par exemple hein, que le tarif résident, par exemple sur le bord à bord, hein, sur le Bastia-Nice ou l'Ajaccio-Marseille, était à 100 € grâce au travail qui a été réalisé depuis 2015 par le Conseil exécutif. Il est passé récemment aux environs de 120 €, je crois. Hein. Encore une fois, non pas en raison de décisions prises par la collectivité de Corse, donc des décisions prises par la Corse et sa représentation, mais par le gouvernement qui a augmenté ses taxes, notamment sur tout ce qui est taxes liées au carburant, ce qui a fait exploser les prix des billets d'avion sans qu'on puisse intervenir, même si, je dirais, nos députés, notamment les députés nationalistes, hein, mais pas seulement, se sont mobilisés pour que cette fiscalité, je dirais, injuste puisse être rectifiée. Donc, deux pistes sont privilégiées, vous l'avez compris, des adaptations législatives et réglementaires, une fiscalité qui reconnaît la spécificité de la Corse et notamment la nécessité des Corses de devoir se déplacer pour leurs études, mais aussi pour des raisons de santé. Il faut penser aussi à tous les gens qui sont obligés de partir pour pouvoir se soigner, parce qu'on n'a pas l'offre de santé qui répond à toutes les problématiques sur le territoire. Et au-delà de ces évolutions législatives et réglementaires, un travail sur de nouveaux critères d'éligibilité avec Air Corse et des tarifs préférentiels pour une certaine catégorie de voyageurs et de Corses. Je vous remercie. Ringraziabi. Allora, la parola adesso a Pauline Santelli, petiamo all'unità. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de l'AUE, l'Université de Corse et l'École d'ingénieurs Polytech affichent aujourd'hui une volonté claire de développer de nouveaux cursus de formation. Et pourtant, il n'existe toujours aucun cursus habilité à former des urbanistes, ni aucune école d'urbanisme à part entière. De ce fait, les jeunes Corses qui souhaitent se diriger vers les métiers de l'urbanisme sont contraints de quitter l'île pour suivre leur formation sur le continent. Cela contribue à un phénomène bien connu. La majorité des professionnels de l'urbanisme en poste en Corse ne sont pas issus du territoire. Cette réalité, elle entre en contradiction avec la volonté de corcisation des emplois, plusieurs fois affirmée par le Conseil exécutif. Elle est également problématique dans la mesure où notre île possède des spécificités normatives et des défis d'aménagement propres qui nécessitent des réponses contextualisées et des outils adaptés à notre environnement insulaire. Alors, dans la perspective du processus de Beauvau, qui vise à doter la Corse d'un statut d'autonomie, et également dans le contexte de la révision du PADUC, il apparaît d'autant plus nécessaire de former sur place des urbanistes qui maîtrisent les enjeux propres à notre île. L'ouverture d'un cursus en urbanisme et en géographie à Corté, ou alors d'une école d'urbanisme spécialisée dans l'aménagement propre au territoire méditerranéen, répondrait donc à cette exigence. Et je tiens également à préciser que cette demande est portée par le réseau des urbanistes, géographes et aménageurs de Corse. Donc, compte tenu de tous ces éléments, envisagez-vous de faire valoir la nécessité d'ouvrir une formation en urbanisme à Corti et d'engager, en ce sens, des discussions concrètes avec le président de l'Université de Corse, le président de Polytech, ou également tout porteur de projet souhaitant développer une école d'aménagement du territoire. Je vous remercie. Ringraziabi
una domanda di noi in connessione con il rapporto, uno dei rapporti di dopo presentato da Amanca. Avete la parola. Je vais laisser répondre, j'aurais répondu avec plaisir à cette question. Je vais laisser répondre ma collègue Lado Giudici, en charge de la formation, de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Et on a quand même beaucoup de Corses qui sont de brillants urbanismes, et on a la chance d'ailleurs d'en avoir un certain nombre à l'Agence d'urbanisme et d'énergie. Allora, cara consigliera Zidellini, normalmente. So qui, Madame la Presidente. Salute, a ringraziarvi. Salut à tous. Avete la parola. Je vous remercie, Madame la Présidente, Madame le membre de l'Assemblée d'Adjuento, merci pour votre question. Vous l'aurez compris, nous l'avons travaillé et évidemment avec le président de l'AUE. J'entends la logique de votre question et aussi le sens de votre requête. Vous évoquez l'absence de formation d'urbanisme et d'urbaniste sur notre territoire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un urbaniste? Contrairement à d'autres formations, je peux en parler par exemple avec un master de psycho, vous sortez psychologue, avec un concours d'avocat ou de notaire, vous sortez notaire ou avocat, mais c'est vrai que pour la spécificité, on dira urbanisme, il n'existe pas un cursus type pour faire sortir en gros l'appellation urbaniste. Beaucoup de formations peuvent conduire à exercer ce métier, que ce soit en droit public, en géographie ou encore même les études d'architecte. En effet, être urbaniste, ça consiste surtout à travailler sur tout ce qui touche aux documents d'urbanisme, au programme d'aménagement, et ce, tant au sein d'un bureau d'études, au sein d'une collectivité, Monsieur le Président de l'AUE l'a rappelé, ou encore des services de l'État. Certaines de ces formations sont notamment présentes en Corse, et notamment à l'Università di Corsia, pour ce qui est de la formation en droit public. Aussi, je vous rejoins sur le besoin réel de professionnels de l'urbanisme, mais je peux vous rassurer que selon ce que l'on qualifie d'urbaniste, nous trouvons beaucoup de jeunes Corses dans les bureaux d'études, notamment à la collectivité de Corse, et le président de l'AUE l'a rappelé, au sein également de son agence, et on peut le dire aussi avec des jeunes avec un gros niveau de qualification, vraiment un très haut niveau. Pour rentrer un peu plus dans la technique, il est important d'avoir en tête qu'une ouverture de filière ne résulte pas seulement d'un souhait ou alors du constat d'un besoin. Évidemment, la volonté politique, le constat qu'il pourrait y avoir une nécessité en Corse pour ce métier-là sont des éléments clés dans le processus de création et d'ouverture d'une filière, mais il y a aussi des considérations académiques. Il y a aussi la responsabilité d'ouvrir une filière complète, ce qui nécessite des capacités en ressources humaines, des capacités évidemment financières, mais aussi des validations ministérielles, car une ouverture de filière ne se fait pas aisément. Et pour obtenir des bac plus 1, des bac plus 5 urbanistes, cela pourrait nécessiter, dans le cas insulaire, de devoir ouvrir les 5 années à Corte en géographie. Je vous laisse compter le nombre d'élèves qu'il faudrait en première année, sans la garantie qu'ils feraient le choix d'aller jusqu'à la validation du Master 2 et de la dite spécialité. Si la collectivité de Corse est en effet prescriptrice en termes d'éducation par son pouvoir de définir la carte de l'enseignement supérieur et de la recherche et aussi de l'arrêter par voie de ratification via l'Assemblée de Corse, la concrétisation de l'ouverture de nouvelles filières ne s'envisage pas dans un délai très court, voire même court. Mais je suis sûre que ça, vous le savez et vous le maîtrisez. Comme vous le faites remarquer très justement, il pourrait en effet être pertinent que nous ayons des jeunes formés ici à ce métier. Toutefois, je me permets de rappeler que cette ouverture, ce fait de penser des filières s'organise dans des visions plus globales, plus large. Et pour rappel, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE pour la Corse, adoptée pour la première fois par décret en 2015, vise à retranscrire les orientations et priorités d'action pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie en Corse afin d'atteindre l'objectif d'autonomie énergétique à horizon 2050, qui a été fixé donc dans le schéma régional climat air énergie, adopté par l'Assemblée de Corse en
2023, me semble-t-il, et à cette occasion et sous l'égide du CREFOP, une large concertation relative au métier de la transition énergétique a été menée avec l'ensemble des professionnels du secteur de la formation et des acteurs concernés comme l'AFPA, les CFA, la CCI, la Chambre des métiers de l'artisanat, la CAPEB de B, Constructis, l'Éducation nationale, la DAFPIC, la fédération du BTP, les fédérations du BTP 2A et 2B, l'Università di Corsica, à travers notamment l'IUT Génie Civil, Polytech et notamment la plateforme Vignol, afin d'identifier les besoins en formation. Et c'est vrai que lors de cette concertation d'experts, la formation en urbanisme à proprement parler n'a pas été identifiée comme une priorité, mais évidemment, ce n'est pas parce que ça n'a pas été identifié comme une priorité que nous n'allons pas creuser et approfondir ce point-là. Aussi, si des discussions concrètes doivent être engagées avec le président de l'Università di Corsica, le président de Polytech, mais également tout porteur de projet souhaitant développer une école d'aménagement du territoire, il s'agirait avant toute chose d'en étudier l'opportunité, la faisabilité et le coût. Pour conclure, je vous rejoins sur l'idée de former les jeunes au métier dont la Corse a besoin. Il est nécessaire que l'Università di Corsica et tous les acteurs de la formation de Corse garantissent aux jeunes des formations qui leur assureront à leur tour de trouver un travail et de pouvoir en vivre sur leur île si tel est leur désir. Car oui, au-delà de nous interroger sur le besoin d'une formation, nous devons avoir en tête la question de l'employabilité, aspect crucial dans tous les débats autour de la formation post-bac. Madame Santelli, vous l'aurez compris, les ouvertures de filières sont des choses qui se mesurent, se mûrissent et se mettent en place, parfois sur un temps long, peut-être même trop long. Bien sûr, je prends bonne note de votre question et j'allais dire de votre idée plus que de votre question. Et c'est un point que je pourrais aborder notamment lors des prochaines discussions sur la carte des formations. Je vous remercie. Bien, merci Madame la conseillère. Juste un mot sur le sujet. Moi, c'est vrai que tous les observateurs extérieurs qui sont venus, y compris à l'Université de Corse pendant des années, ont toujours trouvé paradoxal qu'il n'y ait pas de géographie dans une île. C'est quand même symptomatique. Hein. Enfin, c'est pas symptomatique, c'est paradoxal. C'est symptomatique d'un paradoxe. Voilà, on ne parle que d'aménagement du territoire. On est une île, on parle de la discontinuité géographique, bon, etc., etc. On a une topographie très particulière et il n'y a jamais eu, si ce n'est dans les périodes très très récentes, puisque maintenant il y a eu Michel Castellani comme professeur de géographie humaine et désormais il y a Caroline Tafani, mais très peu de géographes et on a été amené souvent, notamment les économistes, à co-diriger des thèses avec des géographes d'ailleurs pour pouvoir faire en sorte que certains étudiants fassent leur thèse sur des sujets de type aménagement du territoire ou autre. Donc merci pour la question qui était tout à fait nécessaire et merci aussi pour la réponse. Je précise que l'urbanisme n'est pas que de la géographie, loin s'en faut. Voilà, c'est vraiment multidisciplinaire. Bien, donc, question suivante. Ça va être Angélique G. Giovanni qui va la poser pour Budget Nazionale. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, chers collègues, messieurs les conseillers exécutifs. Chaque année, la Corse est frappée par de nombreux incendies, dans un contexte marqué par le changement climatique qui engendre des températures extrêmes et des périodes de sécheresse plus intenses survenant de plus en plus tôt. Les risques liés au feu s'intensifient. Le mois de juin 2025 a battu des records de chaleur à travers le monde. Face à ces changements, la lutte contre les incendies devient de plus en plus complexe, exposant davantage nos pompiers à des situations dangereuses. De plus, ce sont des centaines d'hectares de végétation qui partent en fumée, emportant avec eux notre patrimoine naturel, culturel et paysager. Enfin, cela impacte lourdement les Corses confrontés à des événements de plus en plus fréquents et violents. Le début officiel de la campagne Feux de forêt a eu lieu le 3 juillet. Or, au regard des conditions énoncées ci-dessus, cette date semble dépassée et aurait mérité d'être revue et avancée dans des meilleurs délais. En effet, une anticipation du calendrier permettrait aux moyens aériens d'arriver plus tôt sur l'île et d'être déployés plus rapidement dès l'identification d'un départ de feu. La saisonnalité dépasse désormais le strict cadre estival et doit donc engager une intensification des moyens de lutte hors période estivale. En 2022, le président de l'exécutif avait répondu à 2 questions orales sur la lutte contre les feux de forêt et la prévention incendie. Il affirmait alors qu'il était nécessaire de repenser le modèle de la protection civile
et notamment les moyens de lutte contre le feu, en rappelant également que malgré l'expérience accumulée et capitalisée, il n'était plus possible de penser aujourd'hui, donc en 2022, comme il y avait 5 ans ou 10 ans. Le constat demeure le même 3 ans après, ces déclarations et la situation d'urgence demeure. Monsieur le Président, de quels moyens pouvons-nous disposer rapidement pour faire face à cette saison estivale qui semble être sous haute tension incendiaire? Quels sont les axes de réflexion que le Conseil exécutif entend mener afin de mieux protéger notre peuple et notre terre? Et comment l'établissement public d'incendie et de secours de Corse, récemment créé et dont la mise en place est prévue d'ici 2028, jouera-t-il un rôle dans cette problématique? Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Cette question traduit une inquiétude qui est partagée, bien sûr, par de nombreux Corses, une inquiétude qui est liée plus globalement à la question du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique, et qui s'accélère. Et en effet, les exemples récents, je vais prendre que vous avez évoqué, du mois dernier, montrent la nécessité, et même en début de mois ici, que le risque incendie, en lien avec ce dérèglement climatique, ne va cesser de se renforcer. Si on regarde les projections de réchauffement climatique, la plupart des experts considèrent qu'en 2050, on aura un réchauffement de plus de 2,5 degrés sur la Corse, avec des hausses de température très marquées dans un certain nombre de territoires, ce qui pose des problématiques, bien sûr, de sécheresse, de changement du modèle agricole, mais également des risques incendies qui vont s'accroître, avec une disponibilité en eau pour lutter justement contre ces risques incendies qui sera moindre. Les exemples récents, je pense bien sûr au feu de Linguizet ou encore au feu de Solar, qui ont frappé très récemment la Corse. Donc oui, je vous réponds très clairement, on a besoin de revoir notamment le calendrier campagne feu de forêt pour que les moyens matériels et humains nécessaires à cette lutte contre les incendies soient mobilisés plus en amont sur notre territoire, probablement à minima dès le mois de juin, et même pour que ça s'arrête tardivement dans la saison, puisqu'aujourd'hui, on a vu dans un certain nombre de territoires des feux très importants, même en plein hiver, et donc une campagne feu de forêt qui doit bien sûr être allongée. Donc les politiques de prévention et de lutte contre les incendies, on s'appuie toujours sur ces deux volets-là, la prévention et la lutte, pour répondre à cette problématique-là. Je rappelle que le Conseil exécutif a défendu et a fait adopter récemment, en 2023, le plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies. C'est aussi une réponse à votre question, puisque dans ce plan, il y a un certain nombre de mesures qui sont proposées, et ça a été travaillé avec les services de l'État, mais aussi avec les communes et intercommunalités, qui, je rappelle, communes et intercommunalités sont compétentes en matière de prévention et de lutte contre les incendies, mais qui malheureusement, au vu de leurs difficultés budgétaires, de leur petite taille et d'autres compétences qu'elles exercent, elles ne sont pas en mesure d'exercer pleinement cette compétence. Et donc la collectivité de Corse, bien souvent, soutient ces communes et intercommunalités pour créer des ouvrages de lutte contre les incendies. Ça peut être par exemple des zones d'appui à la lutte, donc des zones de débroussaillement pour éviter que l'incendie vienne toucher les habitations. Ça peut être la création de points d'eau, la réalisation de pistes, etc. etc. Donc parmi ces actions dans le PPFENI, donc le PPFENI, le plan de protection et de lutte contre les incendies, c'est un plan qui couvre une période de 10 ans, donc 2024-2033, et donc dans lequel est reconnu, pour répondre à vos questions, le risque permanent incendie. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un risque saisonnier. Ce plan prévoit bien et acte bien la présence d'un risque permanent en Corse d'incendie. Le début officiel de la campagne, elle peut être bien sûr avancée en fonction du niveau de danger. On a des années, par exemple, où on sait qu'on a une sécheresse très très forte dès le mois de mai ou de juin. C'était par exemple le cas en 2024. C'est moins vrai en 2025, puisqu'on a eu la chance cet hiver d'avoir un peu plus de précipitations.
il y a des patrouilles de surveillance qui sont mises en place dès le printemps. Et bien sûr, on intègre la vulnérabilité avec la création d'interfaces. Là aussi, on s'est beaucoup battu pour qu'on puisse créer des interfaces à proximité des habitations. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les interfaces? Vous savez qu'il y a des obligations légales de débroussaillement, que les gens sont tenus de débroussailler autour de leurs habitations. Les interfaces, ça permettent d'aller au-delà de ces obligations légales de débroussaillement pour protéger les zones à risque une fois qu'elles ont été cartographiées par un certain nombre de professionnels de la lutte et de la défense contre les incendies. Je ne vous détaille pas l'ensemble des fiches du plan, ça sera un peu long, mais je vous ai cité quand même quelques actions de ce plan de prévention. L'emploi intégré du feu et l'ouverture des milieux. L'emploi intégré du feu, c'est des brûlages dirigés, c'est-à-dire qu'on va brûler certaines zones à une certaine période de l'année pour éviter que le feu, qu'en cas d'incendie, le feu ne se propage trop vite. La création d'ouvrages, j'en ai parlé, les pistes, les zones d'appui à la lutte. La création d'outils informatiques aussi de SIG pour partager les données entre les différents acteurs. La création des points d'eau et ensuite le renouvellement des engins, parce qu'aujourd'hui, il y a les moyens humains, bien entendu, les hommes, et en ce début de saison, je pense bien sûr aux pompiers qui sont mobilisés de manière importante sur le terrain, souvent en prenant même un risque physique, mais également aux agents de la collectivité de Corse, les forestiers sapeurs par exemple. Les renouvellements d'engins, c'est par exemple 7,5 millions, 7 millions pour la collectivité de Corse sur ces dernières années, et aussi une convention d'objectifs et de moyens avec les SIS pour qu'ils puissent renouveler leur flotte d'engins de lutte contre les incendies. La réponse, bien sûr, elle doit être territorialisée, elle doit être collective. Chacun a une part de la solution. Vous savez que l'État a aussi des compétences en la matière, la collectivité de Corse, mais également les communes, les intercommunalités. Je l'ai dit. Vous nous interrogez aussi sur la création de l'EPISC. Bien entendu, ça va être un outil important également pour améliorer notre politique en matière de lutte et de prévention sur les incendies de plusieurs manières. La mutualisation des moyens humains et financiers, premier aspect d'amélioration. Deuxièmement, l'harmonisation des pratiques et notamment le partage des bonnes expériences. On n'a pas toujours les mêmes pratiques, par exemple en Corse du Sud ou en Haute-Corse. Là, ça permettra d'avoir un partage d'expériences de manière à sélectionner les meilleurs moyens de lutte et de prévention. Et enfin, le développement de partenariats, notamment à l'échelle méditerranéenne, avec par exemple la Sardaigne, l'Italie ou encore l'Espagne, et le développement de la recherche et de l'innovation, notamment avec l'Université de Corse, où on a beaucoup de programmes européens pour justement diversifier encore les technologies et les bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre les incendies. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, la parole maintenant va être... alors, je ne sais pas qui va la poser, mais c'est une question de Fontebo-Boulard. Je suppose que c'est Paul Faure. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Présidente, faire nation et se réapproprier de nos moyens d'existence passe en premier lieu par la fin de la prédation de nos ressources par le capital. Parmi ces prédations, nous souhaitons citer la cherté des carburants. Malgré une TVA à 13% contre 20% sur le continent, le prix des carburants en Corse reste systématiquement plus élevé. Le surcoût sur les carburants est de l'ordre de plus de 8% selon les données publiées en 2025 par l'ADEC, ce qui représente un surcoût annuel pour un ménage de 300 € par rapport au continent. Parmi les causes contrôlables du problème, l'autorité de la concurrence pointait des facteurs économiques liés à la concentration du capital. Elle pointe en effet que les 2 seuls dépôts assurant le stockage des carburants sur l'île sont contrôlés par un unique acteur, le groupe Rubis, par l'intermédiaire de la société Dépôts pétroliers de la Corse. Or, cette prise de contrôle, établie de façon progressive de 2010 à 2017, porte sur une infrastructure essentielle, compte tenu du caractère incontournable des dépôts pour la distribution et la vente de carburant sur l'île. Dans la mesure où la société corse, compte tenu des choix d'urbanisme et d'aménagement du territoire, est à ce jour structurellement dépendante du transport automobile, l'existence d'un tel monopole est proprement insupportable. La CDC, prenant acte de l'avis publié en 2021 par l'autorité de la concurrence, soulevait plusieurs pistes de travail prometteuses. L'une qui retient notre attention est la création d'une société d'économie mixte locale dédiée à la gestion des dépôts pétroliers de l'île.
La notion d'intérêt général qui conditionne la création d'une SEM nous semble ici remplie, s'agissant d'une situation de monopole de fait sur un bien aussi indispensable que l'essence. Nous vous interrogeons donc pour savoir si la création de cette SEM est toujours dans vos intentions, et si oui, à quelle échéance? Arrigradiabi. Arrigradiabi. L'essenza. Hai la parola. Merci, monsieur le conseiller, pour cette question. Vous le savez, les prix des carburants est structurellement plus cher en Corse. Je l'évoquais dans ma réponse précédente. Plus cher en Corse que sur le continent, ce qui est très pénalisant pour les Corses, notamment pour ceux qui font le choix de vivre dans l'intérieur, dans les villages, et qui sont contraints de se déplacer quotidiennement pour travailler ou pour avoir accès aux services publics. La charge des carburants, elle a fait réagir les élus corses, quelle que soit leur famille politique, depuis des décennies. Et pour autant, malgré ces réactions et ces prises de position politiques, le mécontentement des Corses et de leurs représentants n'a pas débouché jusqu'à aujourd'hui sur une amélioration substantielle de la situation. Aucune modification structurelle du cadre législatif et réglementaire n'est intervenue dans ce domaine. Je vais vous donner une date, la session de l'Assemblée de Corse du 14 avril 1987. Il y a une quarantaine d'années, on va dire. Le diagnostic est déjà posé en 87. Et dans le contexte de l'époque, il y avait déjà des propositions qui étaient faites par l'Assemblée de Corse, qui portaient notamment sur la création d'un statut fiscal spécifique. Et ça fait écho aussi à ma première réponse. Depuis 1987, donc depuis plus de 40 ans, ni statut fiscal, ni dispositif dérogatoire pour la Corse n'ont été mis en œuvre. Depuis, il y a eu plusieurs délibérations, plusieurs propositions, à la fois à droit constant, c'est-à-dire sans évolution législative et réglementaire, en s'appuyant sur le droit existant, comme ça a pu être le cas, par exemple, pour les territoires d'outre-mer, ou bien en mobilisant la faculté d'adaptation législative dont dispose l'Assemblée de Corse. Donc plusieurs majorités se sont succédées depuis 1987, vous le savez. La problématique n'a fait que s'accentuer et pour autant, on n'a toujours pas de résultats concrets en la matière. Plus récemment, 2020, l'autorité de la concurrence, qui d'ailleurs souligne les phénomènes de monopole ou de duopole dans un certain nombre de secteurs stratégiques en Corse, il y a par exemple le secteur des déchets, il y a le secteur des transports, il y a le secteur de la grande distribution, ou encore, bien sûr, il y a le secteur des carburants, ce qui engendre, bien sûr, un certain nombre d'effets négatifs. Je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus, mais l'autorité de la concurrence, en 2020, confirme un niveau élevé de concentration des marchés qui sont jugés captifs, notamment sur la distribution des carburants routiers en Corse, et émet des recommandations. Donc, en conséquence, le Conseil exécutif a fait également une analyse, a fait des propositions qui ont été adoptées par l'Assemblée de Corse en avril 2021. En parallèle, des travaux ont été engagés dans le cadre de la conférence sociale, suite à la crise des Gilets jaunes. Et parmi les mesures de l'autorité de la concurrence, donc dans son rapport de 2020, repris dans la délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du Conseil exécutif en 2021, il y avait en effet une mesure d'ordre structurel qui prévoyait la création d'une société d'économie mixte et donc un partenariat public-privé dans le domaine des infrastructures de stockage de carburant. Donc ça a été débattu et c'est bien sûr une piste qui est intéressante, notamment en raison des phénomènes de concentration sur ces marchés, des surcoûts qui sont engendrés sur le consommateur. Donc bien sûr que cette piste, elle doit être étudiée de très près. Par ailleurs, l'Assemblée de Corse a proposé que cette proposition soit retenue et mise en œuvre et de l'adjoindre à la représentation de l'État, une représentation de la collectivité de Corse dans cette structure.
D'ailleurs, la création d'une telle structure avait reçu plutôt un avis favorable des acteurs socio-économiques, notamment des professionnels du secteur de la distribution de carburant. Mais à ce jour, malgré les délibérations de l'Assemblée de Corse, malgré les sollicitations du Conseil exécutif et les courriers du président du Conseil exécutif, il n'y a pas de suite qui ont été données par l'État à cette proposition et donc aux propositions de l'autorité de la concurrence qui, je rappelle, est quand même un organisme directement lié à l'État. Et on a besoin, pour créer cette structure demain, d'une modification législative et donc d'une proposition du gouvernement pour pouvoir mettre en œuvre cette structure. Donc, par ailleurs, il y avait eu d'autres propositions en matière de régulation des prix des carburants. Je ne vous les détaille pas ici, hein, mais certaines ont été récemment reprises par les parlementaires, et notamment par les parlementaires corses. Encore récemment, hein, la proposition de loi du député Colombagne, elle rentre pleinement dans cette idée de régulation des prix des carburants, et notamment la demande d'un décret qui permettrait la mise en œuvre des demandes. Et le député Castellagne aussi a posé une question écrite au gouvernement en avril 2025, donc très récemment, sur cette question du blocage des prix sur le segment de la chaîne où est constatée en Corse une situation de monopole et donc pour les carburants. Donc vous voyez, hein, malgré ces différentes initiatives anciennes, plus récentes, du Conseil exécutif, de l'Assemblée de Corse, des députés corses, notamment des députés nationalistes, pour l'heure, le gouvernement est resté malheureusement sans nous répondre. Donc on va continuer bien sûr à se mobiliser sur cette question auprès de l'État, comme on le fait depuis 2015, mais tant que la Corse n'aura pas malheureusement un pouvoir normatif en la matière, on disposera de peu de leviers pour corriger ces inégalités dans une Corse qui souffre de plus en plus de ces difficultés liées à l'accès finalement aux produits de base, hein, et plus globalement une réflexion sur finalement pouvoir continuer à vivre dignement sur cette terre. Il y a la question bien sûr des carburants, il y a la question du niveau de vie, mais aussi la question par exemple de l'accès au logement qui sous-entend ces problématiques-là, et on aura l'occasion d'en discuter à la fin du mois dans le cadre des débats qu'on aura sur le PADUC, sur la révision du PADUC, et on en parlera également cet après-midi lorsqu'on examinera le rapport relatif à la spéculation foncière et immobilière. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Alors, il y a une question maintenant qui va être adressée à Lauda Guidicelli par Giovantu di OSTC. Lauda, vous êtes toujours là? Oui, c'est bon. Avete la parola, allora. Grazie. Cara Presidente e cara consigliera, abbiamo da presentare una questione orale déposata da un nostro gruppo Giovantu di OSTC. Nous souhaitons vous alerter sur un sujet préoccupant que connaît l'économie corse. Au premier trimestre 2025, celle-ci n'est plus créatrice d'emplois selon l'INSEE. Elle génère même la suppression de certains postes. Dans la sphère privée, les secteurs les plus touchés sont le commerce, l'hébergement-restauration, la construction et l'industrie agroalimentaire. Le secteur énergie fait part également de difficultés au recrutement. À l'inverse, le secteur public comble le déclin perceptible du secteur privé. De ce fait, les services non marchands représentent plus d'un tiers de l'emploi local. Cette perte de vitesse, si elle perdure, pourrait avoir des impacts sur l'ensemble de notre population, entraînant une hausse du chômage et une précarité certaine. La Giovantu di OSTC souhaiterait savoir quelles solutions pourriez-vous apporter pour générer de la création d'emplois sur notre territoire, en garantissant, bien entendu, la priorité de l'emploi aux Corses. Comment, par ailleurs, comptez-vous redynamiser l'implantation d'entreprises privées locales, fiscalisation avantageuse, aide à l'embauche, démarches administratives plus simples? A ringraziarvi. A ringraziarvi. Allora, consigliera vada a rispondere. Lauda, avete la parola.
Ringraziarvi, signora Presidente, Madame le membre de l'Assemblée di Gioventù, je vous remercie pour votre question. Je me permets de répondre aussi en lieu et place du président de l'ADEC, Monsieur Gilles Giovanangeli, qui ne peut pas être à nos côtés aujourd'hui. Donc, vous reprenez la note de conjoncture de l'INSEE de juin 2025, qui donc au premier trimestre dit quand même que l'emploi salarié se maintient tout juste en Corse. Face au repli de l'emploi privé, la robustesse des services non marchands qui englobe l'essentiel du secteur public permet à l'emploi territorial de se maintenir. L'emploi se stabilise dans le secteur marchand hors intérim, malgré une diminution des effectifs dans le secteur du commerce. En revanche, pour les, je dirais, secteurs de la construction et de l'industrie, on observe une perte des emplois. Toutefois, il doit être relevé, selon cette même note de l'INSEE, que le taux de chômage en Corse est stable à 6,3% de la population active et qu'il est en baisse de 0,3 points sur un an, alors qu'au niveau français, il progresse pour atteindre 7,4%. Notre taux de chômage demeure inférieur de 1,1 point au taux de chômage national français. En analysant la situation sur un pas de temps plus long et sur la base du bilan de l'année 2024 établi également par l'INSEE, la situation économique de la Corse n'est ni préoccupante ni en perte de vitesse au regard des principaux marqueurs d'analyse, même s'il est indéniable qu'elle demeure structurellement déséquilibrée, génératrice d'inégalités sociales importantes et fortement exposée à la persistance d'un contexte économique complexe et instable, dépendant de l'extérieur et de la saisonnalité. D'un point de vue purement conjoncturel, au niveau général, l'activité économique en Corse enregistre une croissance de 0,9% par rapport à 2023 et à titre comparatif, celle de la France n'atteint qu'une augmentation de 0,4%. Bien que cette progression soit principalement irriguée par une arrière-saison touristique dynamique avec une hausse de la fréquentation de 6,7% par rapport à 2023, l'emploi insulaire reste robuste avec 129 200 salariés recensés en fin d'année, tandis que le taux de chômage poursuit sa baisse, restant en deçà de la moyenne rencontrée en France, comme je vous l'ai dit dans mon propos un peu plus haut. Néanmoins, quelques fragilités sont observées, notamment sur le secteur de la construction en repli, largement affecté par les hausses des taux d'intérêt au niveau, je dirais, des banques françaises. En corrélation avec cette dynamique, la création d'entreprises affichait des résultats encourageants pour l'emploi local avec 6 520 créations en 2024, soit une augmentation de 5,4% par rapport à 2023. Cette croissance est essentiellement portée par les micro-entreprises avec 4 220 créations, soit une hausse annuelle de 9%, supérieure à celle observée donc au niveau toujours français, plus 7%. La répartition sectorielle de ces créations révèle une prédominance des services aux entreprises, suivie par les activités de commerce, transport, hébergement et restauration, puis les services aux particuliers, enfin le secteur de la construction et l'industrie. Si la politique de l'emploi constitue une compétence principalement exercée au niveau de l'État, la collectivité de Corse, et vous le savez, au travers notamment de l'ADEC, intervient dans ce champ de compétences via un soutien au développement économique au sens des aides aux entreprises pour la création et le soutien à l'investissement, l'accompagnement aux transitions et également pour la création d'emplois, et ce notamment sur l'appui à la création et au soutien de filières. En 2024, l'ADEC a ainsi accordé près de 15 millions d'euros d'aide directe au bénéfice de plus de 260 entreprises et plus de 20 millions d'euros d'aide indirecte au bénéfice de près de 550 entreprises pour soutenir les projets de création et d'investissement générateurs d'emplois pérennes. Grâce à ces aides, c'est plus de 1000 emplois qui ont été créés et environ 4000 qui ont été consolidés sur l'année 2024 pour l'ensemble de l'île. En 2025, la collectivité de Corse, toujours via l'ADEC, poursuit son action avec le renouvellement de sa politique d'ingénierie financière à hauteur de 54 millions d'euros, permettant d'assurer le financement des entreprises de Corse et ainsi augmenter toutes les potentialités de création et de maintien d'emplois sur le territoire. Dans d'autres domaines, toujours l'ADEC se déploie son action en direction de l'économie de production et de proximité des très petites entreprises, notamment, et c'est important, sur les zones rurales et de montagne, avec tout dernièrement le lancement de l'appel à projet Crèche.
Le programme d'action de l'ADEC d'ici la fin d'année porte sur la reconduction de différents dispositifs visant à accompagner le secteur du bâtiment, dont on connaît les difficultés conjoncturelles, notamment dans sa reconversion vers des activités de rénovation énergétique, mais également à stimuler des filières à potentialité d'emploi comme le numérique, la cosmétologie, la silver economy ou encore les industries aéronautiques. 2025 devrait permettre de proposer devant l'Assemblée de Corse la reconduction du dispositif de soutien à la création d'entreprises Créa Imprese, supervisée donc toujours par l'ADEC pour des publics à besoin. Sur un plan plus prospectif, la poursuite du soutien au pôle de compétitivité Cap Énergie et à l'incubateur Inisia va permettre de favoriser la création d'implantations d'entreprises innovantes et créatrices d'emplois sur le territoire. L'ADEC reste d'ailleurs fortement mobilisée sur la structuration du secteur de l'économie sociale et solidaire via des partenariats pluriannuels dont on sait qu'il assure un rôle économique de premier plan et un amortisseur social. L'ESS en Corse constitue un secteur dynamique fondé sur des valeurs de solidarité, d'inclusion sociale et de développement durable. C'est à mon sens essentiel pour l'île car cette ESS joue un rôle clé dans le renforcement de la cohésion sociale et le développement local. Ce secteur recense 1060 établissements employeurs avec plus de 9500 emplois et de plus, au sein des zones rurales isolées, l'ESS contribue largement à la dynamisation de l'emploi. Elle intervient à travers l'implantation de structures sociales et sanitaires, le développement de services d'aide à domicile ainsi que le soutien à l'activité économique locale via des coopératives agricoles, des groupements d'employeurs ou d'autres formes dites collectives. Les territoires du Speloncagliamone, du Centro Gorsia et du Fiumorbu Castello, par exemple, jouissent d'une part importante d'emplois appartenant à ce secteur de l'ESS. Par son ancrage territorial et sa vocation solidaire, l'ESS participe activement à réduire les inégalités sociales et territoriales. Il en est de même du secteur de la silver economy, cher à notre collègue Bianca Fazzi, dont il importe d'assurer la structuration et la mise en dynamique en lien avec le vieillissement aggravé de notre population. Nombre d'actions partenariales sont en cours associant notamment le Gérontopole de Corse, mais aussi d'autres régions d'Europe et au-delà, confrontées à cette même problématique, à l'image du projet de coopération internationale avec le Québec sur la question donc de la silver économie. D'un point de vue opérationnel, donc la collectivité de Corse, via l'ADEC, vient de déployer l'appel à projet Autonomie en milieu enclavé, visant à soutenir et à accompagner les initiatives locales qui favorisent l'autonomie des personnes, notamment en zone rurale et isolée, car vous savez que Bianca Fazzi en a fait son cheval de bataille, notamment à travers son schéma de l'autonomie, notamment en complément, une action coordonnée avec les chambres consulaires est en cours de structuration afin d'accompagner les entreprises en amont de potentielles difficultés ou en situation de difficulté avérée pour préserver notamment les emplois. Le bilan économique ne pourra être véritablement dressé qu'à l'issue de l'année 2025, tant on sait que la santé économique de la Corse est corrélée au dynamisme de la saison et aussi à l'après-saison touristique. Pour finir, et une fois de plus, et d'un point de vue très opérationnel, le statut d'autonomie apparaît comme levier essentiel à la transformation du modèle économique et social de notre île. Ça a été rappelé aujourd'hui, notamment dans les diverses réponses qui ont pu vous être fournies. En effet, en disposant du transfert de la compétence emploi adossé à l'acquisition de la compétence fiscale et du pouvoir législatif, ce processus offrirait des leviers puissants pour soutenir l'emploi local et renforcer la vitalité économique des entreprises du territoire, en garantissant également une équité vis-à-vis des différentes, des différentes potentialités que connaît notre île. Il permettrait aussi la mise en place de politiques territorialisées de l'emploi, favorisant la corcisation des emplois et l'adaptation de la formation aux besoins. Pour les entreprises, l'autonomie pourrait ouvrir la voie à une fiscalité sur mesure, réduction de l'impôt sur les sociétés par exemple, pour les secteurs innovants, crédit d'impôt pour l'investissement productif et la recherche, allègement des charges pour les TPE, notamment dans un milieu rural. Cette capacité d'action renforcerait l'attractivité et la compétitivité de l'économie insulaire, tout en luttant contre les inégalités territoriales, mais aussi et surtout contre la spéculation, en valorisant les ressources locales et en redynamisant les territoires de l'intérieur. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère pour cette réponse
très complète. Donc, merci beaucoup de votre présence. Donc, nous allons maintenant passer la parole à Florian Riolac pour Chiama l'Unida. Avec la parole. Monsieur le conseiller exécutif, le mercredi 18 juin 2025 avait lieu à la mairie d'Ajaccio une réunion entre la ville, l'ACAPA, la CCI, l'État et la CDC afin de préparer la signature du projet partenarial d'aménagement. Sur la table de discussion, telle que le relate le journal Corse Matin, l'éventualité du déplacement de la gare d'Ajaccio ou de son centre-ville vers l'entrée de ville, quartier Saint-Joseph. En effet, la majorité municipale en place a pour projet de déplacer la gare afin de supprimer les rails entre le cours Prince-Impérial et le boulevard Charles-Bonaparte dans le but de relier les quartiers des Salines et des Cannes au fond de baie. Nous pouvons déjà nous interroger sur le fait qu'après suppression des rails, il subsistera toujours 5 à 6 voies de circulation et que leur suppression ne rendrait pas beaucoup plus accessible la côte à la population. En parallèle, ce projet est également justifié par la municipalité par la volonté de créer un pôle multimodal censé concentrer la convergence des transports en commun vers Saint-Joseph. Un usager arrivant donc en train de l'extérieur de la ville devrait, après son voyage, emprunter le bus, la navette maritime ou le téléphérique. Premièrement, ce déplacement de la gare et la création de ce pôle multimodal semblent en réalité être envisagés pour justifier l'utilité du téléphérique, infrastructure ruineuse et peu viable. Ensuite, nous pouvons légitimement penser que les usagers habitant des périphéries ou encore étudiants devant se rendre en centre-ville, souvent chargés de bagages, s'en retrouveraient largement désavantagés. Dans un troisième temps, alors que le but du projet est censé réduire l'entrée de véhicules en centre-ville, nous pouvons légitimement nous demander si le train ne demeure pas la meilleure solution, offrant une ligne directe aux usagers et desservant plus de quartiers et donc une plus large partie de la population ajaxienne. Ces interrogations sont d'autant plus importantes dans le contexte où la collectivité de Corse envisage la mise en place du tram-train qui augmenterait les rotations et où de nombreux investissements ont déjà été engagés en ce sens. Ainsi que dans un contexte où les limites toujours plus accrues de la gestion des transports en commun à Ajaccio ont été démontrées. Ma question est donc la suivante. Considérant l'attente des résultats des études en cours nécessaires pour prendre une décision, quelle est votre position a priori sur le projet d'aménagement de l'entrée de ville d'Ajaccio entraînant le déplacement de sa gare? Ringraziabi. Bon, celle-là, c'est une question pour vous, hein. Oui. Véritablement. Allez-y. Merci, monsieur le conseiller, pour la clarté de votre question qui va nous permettre de préciser la position du conseil exécutif sur ce secteur stratégique qui est l'entrée de ville d'Ajaccio. Tout d'abord, ce secteur d'entrée de ville, il pose des questions en matière de transport et de mobilité. C'est le sens premier de votre question, mais il pose aussi des questions plus globalement en matière d'aménagement du territoire, parce qu'il y a des questions aussi de logement, il y a des questions d'accès à la mer et donc de qualité de vie pour les habitants, il y a des questions paysagères, il y a des questions liées aussi à l'adaptation au changement climatique et peut-être au verdissement de cette zone. Donc il y a de sécurité, il y a beaucoup de questions qui peuvent être traitées au travers de l'aménagement de ce secteur qui va en gros, pour faire simple, du centre-ville, la gare, le port de commerce, jusque quasiment à l'aéroport. Et donc on voit bien l'enjeu stratégique en matière d'aménagement du territoire que représente ce secteur-là qui, force est de constater, a été particulièrement abîmé au fur et à mesure des années et qui est très difficile à appréhender au quotidien par les usagers. Donc, je rappelle aussi que ce secteur, il a été identifié en 2015 dans le PADUC comme un secteur d'enjeu régional, au même titre que d'autres secteurs, c'est-à-dire des secteurs à très très fort enjeu. Il y en a à l'entrée de Bastia, il y en a dans le centre de Corse, il y en a un peu partout sur le territoire, où il était nécessaire de mener des opérations d'aménagement importantes et partenariales entre les différents acteurs, qui sont les acteurs, qui sont les aménageurs de ces secteurs. C'est la collectivité de Corse, bien sûr, en premier lieu. C'est les mairies, les intercommunalités et l'État. C'est dans ce cadre-là que, depuis 2014, la collectivité de Corse travaille sur cette entrée de ville, les services de la collectivité de Corse,
et qu'a été signé le 18 juin dernier, signé pas tout à fait encore, mais en tout cas il y a eu une déclaration d'intention pour mener un projet partenarial d'aménagement. Alors, important de préciser aussi, il y a deux types de projets partenarial d'aménagement. Il y a ceux dits de préfiguration qui consistent à faire des études et il y a ceux opérationnels qui consistent à faire des travaux. Là, on est au stade de l'étude. Donc, c'est un PPA de préfiguration qui permet de regrouper l'ensemble des acteurs et de partager les diagnostics et de voir comment on avance. Il y a deux scénarios qui ont été retenus à l'étude. Un scénario qui consiste à maintenir la gare en centre-ville et un autre scénario qui consiste à déplacer la gare à Saint-Joseph avec un relais intermodal. Alors, moi, je vais être très clair avec vous. La position du Conseil exécutif, la position de son président, à ce stade, et sans prévaloir de ce que nous diront les études, d'un point de vue technique, d'un point de vue des flux, ou d'un point de vue économique, à ce stade, la position du Conseil exécutif est de maintenir le train en centre-ville. C'est, nous, le scénario qu'on privilégie. Et d'ailleurs, si on regarde la plupart des grandes agglomérations françaises, ou même des villes moyennes, toutes ou beaucoup font le choix du transport en commun, font le choix, quand c'est possible, d'installer des tramways ou de maintenir les gares en centre-ville. Et là, on irait à l'inverse de tout ce que la plupart des villes essayent de faire, c'est-à-dire privilégier le transport en commun plutôt que le déplacement individuel en voiture ou privilégier la mobilité douce, vélo ou piétonne. Et donc, on est bien dans ce cadre-là. Je vous invite, pour certains d'entre vous, vous avez dû voir ce qu'a fait Nice, notamment le tramway entre l'aéroport et le centre-ville qui a changé radicalement le visage de la ville. Donc, on privilégie ce scénario-là et on privilégie aussi ce scénario-là parce qu'on a fait des investissements très importants en matière de transport ferroviaire. C'est 11 millions d'euros qui ont été investis sur les 3 dernières années dans le périurbain, notamment le développement de la CCVU pour accélérer les cadences de trains, notamment dans le périurbain Bastiais et prochainement dans le périurbain Ajaccio. On a aussi des demandes du bassin de vie ajaccien qui va jusqu'à Bocognane, qui nous demande les villages, je dirais, qui entourent et qui sont desservis par le train, qui nous disent il faut accélérer les cadences pour que nos usagers puissent utiliser le train et éviter, je dirais, les embouteillages en entrée de ville. Et donc, pour toutes ces raisons-là, vous avez compris que le scénario privilégié par le Conseil exécutif, c'est le maintien du train en centre-ville. Mais il s'agit d'un projet partenarial et qui dit partenaire dit forcément recherche de consensus, discussion, étude de différents scénarios possibles. Et la mairie et la CAPA, la mairie d'Ajaccio et la CAPA souhaitent pouvoir étudier un scénario qui consisterait à interrompre le train à Saint-Joseph, même si le maire d'Ajaccio a précisé lors de la dernière réunion du PPA qu'il n'était pas arrêté sur un scénario particulier. Donc oui, les deux scénarios seront mis à l'étude et c'est l'objet de ce PPA de préfiguration. Mais je rappelle aussi que la collectivité de Corse, en bout de course, reste décisionnaire au vu de ses compétences, notamment en matière de transport, et aussi parce qu'elle est propriétaire de 80% du foncier dans ce secteur-là. Enfin, je termine sur la question du téléphérique, puisque vous l'évoquez dans votre question. Sur le projet de téléporter, vous évoquez qu'il est également justifié par la municipalité par sa volonté de créer un pôle multimodal censé concentrer la convergence des transports en commun vers Saint-Joseph. En gros, on fait une gare ferroviaire à Saint-Joseph, il y a le téléporté, il y a un parking, et donc plus la peine d'avoir de train qui va jusqu'en centre-ville. Nous rappelons que dans le cadre de l'enquête publique sur le téléporté d'Ajaccio, sur le téléphérique d'Ajaccio, 2 réserves ont été formulées par le commissaire enquêteur. C'est important. Il y a une enquête publique, il y a un commissaire enquêteur qui recense l'ensemble des remarques de différents acteurs et il relève 2 réserves, création d'un parking à Saint-Joseph et création d'une voie de bus entre Saint-Joseph et le centre-ville. Donc ces 2 réserves
n'obère en rien le maintien d'un train en centre-ville, vous avez compris. Hein. Il faut préciser aussi que le Code des transports définit précisément ce qu'est un plan d'échange multimodal. Un plan d'échange multimodal, ça désigne un lieu où une infrastructure permet la correspondance entre plusieurs modes de transport. Port, aéroport, train, bus, métro, tramway, vélo, voiture, etc. Donc, en dépit des projets en cours de réalisation pour répondre aux réserves, c'est-à-dire création d'un parking, pour pouvoir ouvrir le téléphérique, en gros, il faut créer un parking et créer une voie de bus vers le centre-ville. Malgré cela, même si on faisait ça, on ne serait pas dans la définition exacte de ce qu'est un plan d'échange multimodal. Donc, voilà, je conclurai en vous disant que ce projet partenarial, ça représente une avancée parce que ça permet de répondre à un enjeu du PALUC. Ça n'obère en rien les investissements qui sont faits par la collectivité de Corse et on va maintenir des investissements en matière de transport ferroviaire. Ça fait partie de nos priorités politiques. Ça ne lève pas complètement les réserves qui sont formulées par le commissaire enquêteur sur la question du téléphérique qui, je rappelle, est un choix de la municipalité et de l'intercommunalité d'Ariège et pas forcément celui de la collectivité de Corse. Et donc, on verra ce que nous diront les études qui vont durer au bas mot 2 ans. Et bien sûr, on reviendra régulièrement vers vous pour échanger avec vous sur cette question d'importance stratégique pour le pays ajaccien et plus globalement, je crois, pour la Corse. Arin Radiabi. Bon, je rappelle que dans tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de développement, les trains arrivent en ville. Hein. Voilà. Sauf la gare TGV à côté de Marignane. Mais... Et c'est actuellement considéré comme le moyen de mobilité durable le plus important. Bien. Alors, je crois que nous avons terminé la séquence des questions orales. Nous remercions donc les conseillers exécutifs pour leurs réponses. Merci. Et puis, je tiens à féliciter tous ceux qui se sont exprimés pour ces questions qui sont vraiment très importantes. Les sujets sont tous très pertinents. Merci. Bien. Alors, conformément... Alors, d'abord, je voudrais remercier pour leur présence 2 anciens membres de l'Assemblée Adiwentu, 2 sortants. Donc, il y a mademoiselle Barbara Pianelli-Balisoni, voilà, dans la tribune en haut. Et puis, alors, il était là tout à l'heure, j'ai vu monsieur Jean-Alain Taré, je ne sais pas où il est, peut-être qu'il est encore là, voilà, qui ont fortement participé lors des précédentes mandatures. Je les remercie aussi de leur présence et puis profitez aussi, vous êtes invités à rester avec nous, évidemment, à la pause méridienne, au déjeuner. Vous êtes les bienvenus et je vous remercie encore pour tout le travail que vous avez réalisé les uns et les autres, l'une comme l'autre, dans cet hémicycle. Voilà, bien que appartenant à des groupes fort différents, ayant des profils fort différents. Voilà, et merci beaucoup pour votre contribution et votre présence aujourd'hui. Alors, le point à l'ordre du jour qui va venir est celui de l'adoption du règlement intérieur qui vous a été envoyé. Donc, toute assemblée plénière, vous savez, débute lors de son installation avec le règlement intérieur qui existait auparavant. Et ensuite, elle se saisit de cela dans un groupe de travail ou une commission, ça dépend des parlements, pour reprendre le règlement intérieur. Alors, nous avions constitué, souvenez-vous, un groupe de travail qui s'est réuni à 2 reprises, mais a travaillé aussi par échange de textes avec des propositions de chaque groupe. Tous les groupes ont pu faire des propositions. On a fait des synthèses. On a confronté nos points de vue, mais qui ont rapidement convergé, je dois dire. Hein. Les choses se sont faites assez rapidement et vraiment de manière constructive et sereine. Le résultat, le fruit de ce travail est passé en conférence des présidents élargie aux présidents de commission et ensuite au sein de la commission commission permanente ce matin. Alors, en résumé, pour ceux qui n'ont pas encore lu la dernière version, donc ce règlement intérieur, il comporte quelques modifications.
rien de révolutionnaire, de drastique. Par contre, des choses qui étaient déjà en pratique sur l'ancienne mandature et qu'on a voulu sanctuariser, formaliser dans le nouveau règlement intérieur. Également quelques précisions qui ont été apportées. Moi, je vous donne de mémoire, mais les vice-présidents ou ceux qui étaient membres de la commission pourront compléter, hein, s'ils le souhaitent. Donc, d'abord, je précise qu'on a fait un préambule dans lequel on rappelle que l'Assemblée Adiaduantu est là pour défendre les intérêts matériels et moraux du peuple corse et que les langues d'usage et des débats dans l'hémicycle sont le corse et le français. Donc, o corso a parida cu francese onde o nostro emiciclo, ne riparleremo stasera di i rigorsi che abbiamo fatto da un punto di vista giuridico davanti al Consiglio di Stato, al Tribunale Amministrativo, al Consiglio di Stato, ma da qui a poco tempo davanti alla Corte Europea di diritti umani. Dunque, vogliamo in questo preambolo incalcare di noi la necessità di parlare la nostra lingua e quello che voleva può parlare corso dell'emiciclo, che è di prima fare. Dopo abbiamo deciso di formalizzare di noi l'idea che ci saranno delle questioni orali. D'accordo? Mica di più. Fuori di un caso speciale come oggi per esempio, posto che la domanda a bocca di Samir sarà riportata per un evento eccezionale per la prossima volta, ma oggi no, si monta delle questioni a bocca. 7 mozioni al massimo, d'accordo? Dopo i rapporti, allora abbiamo lavorato nei tempi di trasmissione. E ricominciamo, adesso scappa di tutti, ma dico all'esecutivo che l'esecutivo ci deve di noi dare i rapporti più presto possibile. Ma questo non posso mica mettere un regolamento interno all'Assemblea di Adiaduantu, ma ci vorrà di noi a ridomandare ogni volta che l'esecutivo trasmette i suoi rapporti, quando legge una sesina, i suoi rapporti il più presto possibile. Dunque, questi rapporti, i rapporti di un dia non basi all'ultimo, quelli dell'Assemblea di Adiaduantu. Dunque, questi rapporti saranno esaminati in commissione au massimo 7 giorni prima. Donc, examen, je le dis aussi en français, and even in English if you want. Donc, pour que ça rentre bien, on ne sait jamais. Donc, les rapports 7 jours avant, en commission. D'accord? Transmission à l'administration dans les 48 heures aussi avant la session pour qu'on puisse y réfléchir, que moi je puisse y réfléchir, que tout le monde puisse travailler dessus, comme ça a été fait cette fois, c'était bien. Voilà, on est plus à l'aise et on peut confronter ensuite, faire des amendements, confronter nos points de vue en amont et aussi en commission permanente. Bien. Lorsqu'il s'agit des avis sur des rapports de l'exécutif, ça, c'est pour les rapports en autosaisine. Évidemment, vous ne pouvez pas faire un rapport 7 jours avant si l'exécutif le transmet 2 jours avant, son rapport. Donc, les avis en saisine de l'exécutif, eux, ça sera 48 heures avant la session. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est bon. Les amendements, on a demandé là aussi de les avoir en amont et c'est quand même plus agréable pour tout le monde, d'accord, de prendre connaissance des amendements, même si le droit d'amender existe dans tout Parlement jusqu'au dernier moment, notamment les amendements de compromis. D'accord? Donc, mais les amendements aussi en amont, je crois qu'on avait mis 48 heures avant, voilà, qu'on les ait au moins pour la fameuse commission permanente. Alors, la commission permanente, justement, là, innovation, on ne fait pas uniquement la commission le matin à 9h30, à Strapé, Radigol, d'accord, où on peut parler de rien, on en fait une 48 heures en amont. Donc, il y a 2 commissions permanentes. Une 48 heures en amont pour confronter justement les amendements, régler les problèmes, anticiper, etc. Et une au dernier moment. Pourquoi? On la prévoit s'il y a quelque chose qui s'est passé. Imaginez qu'il faille faire une motion d'urgence parce qu'il y a eu un problème exogène dans l'actualité qui arrive la veille de la session. Il faut que le matin, on puisse discuter
en commission permanente du sujet ou se mettre d'accord sur quelque chose. Voilà, et ce matin, ça a été utile en l'occurrence. Donc, 2 commissions permanentes. Voilà. Il y a une commission de déontologie aussi qui est formalisée. Elle est importante. Elle aura examiné notamment les cas litigieux de conflits d'intérêts, de rédaction, de questions orales qui ne respecteraient pas les codes déontologiques. Voilà. Le rôle des vice-présidents a été précisé et amélioré. Et puis, l'utilisation aussi de l'intelligence artificielle dans certaines proportions. Voilà. Parce que si je vais uniquement voir des rapports produits par ChatGPT ou Nasotropoguale, c'est pas la peine qu'on ait une assemblée à Diaduentu, Miss Broyuzola. Hein. Voilà, d'accord. Donc, utilisation intelligente, pour le coup, et modérée de l'IA, mais nous aurons l'occasion d'en reparler à l'occasion au moment du passage du rapport sur l'IA. Donc, voilà, globalement, les innovations, les aménagements de ce nouveau règlement intérieur. Est-ce qu'il y a des précisions que vous souhaitez apporter? Non. Des questions? Non plus. Moi, je me félicite de la qualité des débats qui ont eu lieu. Je ne suis pas d'accord. Et puis après, on est tombé d'accord. Voilà. Et ça a été très bien. Donc, voilà. Donc, si vous êtes prêts, on passe au vote, parce qu'il faut l'adopter quand même. Hein. Donc, qui est contre ce règlement intérieur? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc, le règlement intérieur de la nouvelle mandature est adopté à l'unanimité. Et quoi c'est fait? Et maintenant, il faut le respecter. Surtout, l'apprendre par cœur, bien sûr, et le respecter. Quoi est fait? Allez, 12:15, mezzogiorno e quarto, dunque, ora passiamo al dibattito. Perché dopo mezz'ora ci sono 2 rapporti e 7 mozioni, un pacchetto, un grosso pacchetto di emendamenti, O dibattito, allora, questo dibattito, come l'ha detto prima, non eravamo mica d'accordo in conferenza di presidente, non faceva nulla perché c'erano 3 proposte e poi la democrazia ha parlato, quasi tutti i gruppi erano d'accordo per fare questo dibattito e noi abbiamo già parlato stamane, avevamo parecchi argomenti e dunque abbiamo lasciato la parola a quello che vuole pigliare, vi rammento di noi i tempi di parola. A ringraziarvi. Dunque, Scelta Patriota avete 20 minuti, Bogge Nazionale 10 minuti, Chiama l'Unità 10 minuti, Fronte Popolare 7 minuti, Bogge di Lavane 7 minuti e Gioventù di USTC 6 minuti. Facciano 10, 30, 40, poco presso un'ora. Ma on si è mica obbligati di usare tutto questo tempo. Hein? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le temps. Voilà. Alors, le débat, je le rappelle, quel corps électoral pour l'avenir de la Corse? Sujet très important. Je ne refais pas la démonstration, enfin, je ne présente pas les arguments que j'ai présentés tout à l'heure, parce que maintenant, c'est à vous de parler. Voilà. Diaboi. Allora, qual è chi abbia a parola? Giulio Antone, a te. Alors, je l'introduce. La refonte du corps électoral est un passage obligé vers l'émancipation du peuple corse. Il y a quelque temps, le dégel du corps électoral en Kanaki par le Parlement français, au mépris des accords de Nouméa de 1998, a suscité un mouvement de rébellion insurrectionnelle d'autant plus légitime que le dernier référendum a été honteusement dévoyé par l'État français, en pleine période de deuil prononcé par les autorités coutumières kanak après la tragédie du Covid. Cette question de qui est légitime pour voter lors des échéances fondamentales pour l'avenir du pays est centrale dans un système réellement démocratique.
En Corse, le dernier toilettage du corps électoral appelé à voter lors des différentes échéances remonte à 89, soit il y a 35 ans. La mise en place du statut JOX appelait alors dans son sillage la refonte des listes électorales afin de se débarrasser des doubles inscriptions, des personnes décédées mais encore susceptibles d'exprimer leur opinion dans les urnes ou autres inscriptions alibi destinées à conforter le matelas électoral des clans locaux. Depuis lors, la croissance des flux migratoires n'a cessé de se développer et ces 10 dernières années, la Corse a subi une balance migratoire de 8 000 arrivants chaque année, contre 3 000 départs, soit un excédent de population nouvellement résidente de 5 000 personnes par an. La population de la Corse est donc passée en 15 ans de 250 000 à 350 000 résidents lors du dernier recensement. Toutes ces personnes en âge d'exercer leur droit de vote sont quasiment automatiquement inscrites sur les listes électorales avant le 31 décembre par les mairies. Toutes, en l'absence d'un statut de résident, peuvent acquérir un bien en Corse et toutes vont donc participer prochainement à des échéances électorales importantes pour l'avenir de la Corse. Élections municipales, territoriales et peut-être aussi un référendum suite à la réforme constitutionnelle portant sur le statut de la Corse. Ces échéances se dérouleront donc une fois de plus avec la participation des nouveaux arrivants, issus de la colonisation de peuplement. Donc l'attachement à notre terre est aussi volatile que le pollen au printemps. Les communes du littoral, composées essentiellement de cette nouvelle population résidente, constituent un poids pesant sur l'expression démocratique légitime en Corse. En Corse comme en Kanaki, le peuple corse, seul peuple de droit sur sa terre, est minoritaire et en voie de disparition. Aucune élection ni consultation ne peut être qualifiée de démocratique sans l'épuration des listes et la refonte du corps électoral fondée sur 10 années de résidence continue et permanente. Accepter le contraire est donc accepter de se faire voler notre destin et notre souveraineté politique. Arringraziavi. Arringraziati. Qual è chi vuole via parola? Ujo Simeone, avete la parola. Misintide. Ça marche, c'est bon? Ok. Bon. Suite aux résultats des dernières élections législatives, la question du corps électoral a semblé s'imposer, notamment donc avec l'implication des nouveaux votants qui n'ont ni de près ni de loin de rapport avec les héritiers du peuple corse. Plusieurs possibilités ont déjà été évoquées, que ce soit aujourd'hui, cette année ou même auparavant, mais finalement il aurait fallu qu'ils soient anticipés bien plus tôt. Quand je dis bien plus tôt, je parle de il y a 15 voire 20 ans, au moment où c'était d'ailleurs potentiellement plus efficace. La question du corps électoral est en fait liée à la question de citoyenneté présente dans tout gouvernement démocratique. Ainsi, pour établir un corps électoral dit corse, il faudrait définir les contours du principe de citoyen corse et fixer un point de départ temporel. Quand je dis point de départ temporel, c'est une date. Si celui-ci est fixé dans le passé, où on parlerait de corps électoral historique, la solution ne serait pas viable. Il doit donc être établi le plus rapidement possible dans le futur. Et les premiers citoyens corses, seront des Corses auxquels peuvent être inclus ou non ceux de la diaspora, ça c'est un autre débat, mais également les composantes de la communauté de destin, qui font partie de la population corse aujourd'hui. Voilà pourquoi le problème aurait dû être anticipé plus tôt. Et le point de départ temporel permettrait de créer la base de la citoyenneté corse et ainsi de limiter le déséquilibre démographique croissant qui constitue un danger pour la survie du peuple corse. Arringraziabi. Arringraziabi. Monsieur Morison. Mi ringrazio. Bon, prima è stato detto da Gianto e da Lisandro c'è una realtà sociale in Corsica che
persone che giungono ogni anno, una situazione politica che scambia e noi teniamo una definizione di comunità di destino fatta da una logica di lotta nazionale. Allora mi domando, quando questa comunità di destino è stata messa in piazza come concetto, negli anni 70 e poi 80, la situazione di Gorsica era differente. Quelli che giungevano qui parlavano gorso. Campavano in un paese con l'uso gorso. Oggi, quelli che giungono qui, li abbiamo visto, Lisandro l'ha detto, all'ultima elezione, non sono più gorsi. La persona che giunge qui, per me, non è mica gorsa. Può campare qui, ma c'è un problema, vero. C'è una differenza tra un corso e qualche sia che campa qui. C'è una questione identitaria, dunque. Non c'è mica sbagliarsi, l'hai detto alla Presidente, quando hai fatto il vostro discorso. Noi siamo nemici di Jordan Bardella, che dice che i gorsi si difendono. Io sono gorso, difendiamo l'identità, ma contro quella di Jordan Bardella. E queste idee populiste. Ma non c'è mica sbagliarsi. Il popolo gorso, 5.000 persone che giungono all'anno, non fanno più zitelli, figlioli. E a Corsica non fa più i gorsi oggi, secondo me. Ci sono quelli, non c'è mica fa una generalità. Ci sono persone che giungono qui, che sanno ad unirsi a nostra identità. Ma c'è content un problema. Allora c'è la parla a livello tecnico. Cosa si può fare di questo corpo elettorale? Samir ha ne parlare dopo, perché c'è comunque regole giuridiche, al di là del constato sociologico, del constato di paura che noi abbiamo per la nostra bene, per la nostra lingua. Andiamo a parlare dopo con la mozione di Jean-Baptiste. Ma non è mica normale in 2025 che c'è qualche sia che può fare una lettera contro la lingua gorsa, intera gorsa. Non esiste mica normalmente. Non si può mica fare. E non posso mica andare in Francia, in questo paese, in faccia, dicendo che qui non si parla mica francese. E lui non ha mica il diritto di fare della lingua gorsa una lingua minoritaria nel nostro paese. Vi ringrazio. Ringraziabi. Allora, altre domande di parola? Oui, Léa. Léa Ferrandi. Pour Fonte Boboulard. Oui, merci beaucoup. Alors, la question du corps électoral, c'est une question qui est très légitime et qui doit être absolument adressée. Alors, je ne vais pas paraphraser Madame la Présidente ce matin, mais sur les aspects démographiques et de changement de population, il est effectivement nécessaire de répondre à cette question. Cependant, elle doit se poser en lien avec un fond politique solide, fort. Le corps électoral n'est pas une finalité, mais doit faire partie d'un panel d'outils pour le bien commun. Ce n'est pas une finalité qui servira à classer les Corses des continentaux, ou pire, les Corses entre eux, et je pense notamment à la question de la diaspora. Répondre à la question du corps électoral n'implique pas que cela réponde à des questions d'identité, de culture et de position politique. Je vais reprendre l'exemple de la Kanaki qui a déjà été abordé. Le corps électoral a été négocié au moment des accords de Nouméa et n'a pas pris en compte les Kanaks issus de la diaspora qui n'étaient pas sur place, dont beaucoup ont été exclus de ce corps électoral, mais a pris en compte les colons français déjà installés sur le territoire sur certains critères. C'est une décision qui est volontaire. Il y avait une volonté de construction sur ce territoire. Construction implique concession. C'est une donc la question du corps électoral est un jeu d'équilibre qui doit s'accorder en harmonie avec plusieurs autres critères, notamment les transferts de compétences,
la valorisation forte de l'identité, de la langue, et surtout des lignes directrices claires et sans ambiguïté sur les grands sujets de notre temps, auxquels notre île est d'ores et déjà sujette. Le changement climatique, la pauvreté, la gestion de nos ressources, la valorisation de notre culture, la lutte contre l'emprise mafieuse. Enfin, notre place au sein du système mondial, et c'est évidemment une liste non exhaustive. D'ailleurs, je tiens à souligner la fragilité de cet outil. Comme nous l'avons vu l'année dernière, le dégel du corps électoral en Kanaki a été engagé par l'État colonial, au prix d'une guerre civile et de l'arrestation et de la mort de nombreux Kanaks. Je fais cette parenthèse pour souligner la nécessité de ne pas voir cet outil particulièrement comme un acquis au sein d'un État colonisateur où les droits des peuples, et particulièrement le droit du peuple à disposer de lui-même, est une variable d'ajustement dans un système impérialiste et oppressif. Le corps électoral n'aura de force qu'en présence non négociable d'autres acquis. Un transfert de compétences fortes, dans le cas de l'autonomie, et dans la possibilité de l'indépendance d'une colonne vertébrale politique solide, une charte de valeurs profonde et non négociable que d'aucuns appelleraient une constitution. J'amène ici mon dernier point, celui qui est à mes yeux le point prioritaire. Le corps électoral pose la question de ce qu'est la vraie démocratie. Un corps électoral, oui, mais des votants et citoyens. Comment impliquer et motiver les gens dans les institutions? Excusez-moi. Aïe oh. Parce que, ouais, je m'autochronomètre, sinon je parle beaucoup. Alors, le corps électoral ne doit pas être une coquille vidée de ses compétences et de son sens. Il est nécessaire de passer par une révolution institutionnelle du système libéral pour garantir une démocratie directe, pure, et donnant à chaque personne les outils pour s'en saisir pleinement, sans influence ou menace extérieure. Les menaces, elles avancent aujourd'hui à visage découvert, au gré de mouvements qui prendront la place d'influence et seront les vautours de notre société. Je parle, et je le dis, des influences extérieures et comme intérieures, capitalistes, coloniales, racistes, violentes et réactionnaires, pour qui la démocratie est un bien de consommation comme un autre au service de leurs idéologies mortifères. 3 minutes 15. Ringraziabi, altre domande di parola? Marie. Mais c'è Jean-Laurent, dis-nous, ma Marie, on a des bourgs. Elle nous déjà parlé, 12 groupes à parler. Alors, parla de oi et dopo arrivaccio un giro. Merci. Alors, on ne peut nier effectivement le constat qui est à faire sur notre île, sur l'arrivage massif d'une population qui ne vient pas de très loin, comme vous l'aviez indiqué, Madame la Présidente, et qui surtout est une population qui aujourd'hui demeure sans sentiment d'appartenance. Chose qui aujourd'hui chez nous est un minimum conservée. C'est un fait qui est à prendre en compte puisqu'effectivement, les gens qui arrivent chez nous, comment peuvent-ils décider aujourd'hui de l'avenir de la Corse, sachant que quand vous allez dans des magasins où ils sont employés, ils ne savent même pas appeler notre nom de famille, tout de même. C'est quand même quelque chose qui est important à relever et à noter. Donc ce sentiment d'appartenance, c'est une priorité. C'est quelque chose que nous, minoritaires, chez nous, on arrive pour le moment un petit peu à conserver. Bien évidemment, nous avons un corps électoral qui peut être idéal pour le futur de la Corse, qui, je dirais, intégrerait toutes les personnes qui sont inscrites à l'électorat depuis les années 90 chez nous, d'autres personnes qui seraient résidents de notre terre depuis une quinzaine d'années à peu près, et bien évidemment les personnes qui sont nées ici. L'importance de ce corps électoral idéal sera ensuite de le geler pour que, suite aux arrivées massives qu'on rencontrera très certainement dans les prochaines années, qu'il n'y ait plus la possibilité de changer cela. Maintenant, il faut qu'on ait conscience qu'il n'est pas possible actuellement de changer ce corps électoral et d'avoir ce corps électoral idéal. Quelle solution on a aujourd'hui ? Parce qu'effectivement, on ne peut pas lutter, du moins on lutte timidement contre cet arrivage massif de personnes sur notre territoire.
qui ont accès effectivement au vote, parce que je vous donne juste des chiffres. Sachez que entre 2019 et 2024, il y a eu plus de 18 541 votants supplémentaires. Dans ces 18 541 votants supplémentaires, il faut prendre en compte bien évidemment nos jeunes Corses qui atteignent la majorité. Mais en dehors de ça, il y a quand même des personnes qui arrivent chez nous et qui peuvent du coup voter. Ça représente à peu près 3 700 votants par an depuis 2019. Donc c'est un constat, il faut en prendre conscience. Donc ces personnes qui arrivent chez nous peuvent voter. Ils n'ont pas forcément ce sentiment d'appartenance à notre terre, puisque bon, ils ne sont pas d'ici, quoi. Ils peuvent habiter n'importe où dans le monde, ces gens-là, il faut le rappeler. Nous, ce qui serait intéressant peut-être de proposer, pour essayer d'inculquer ce sentiment d'appartenance à notre terre et pour que les gens aient une visibilité un peu plus approfondie de ce qui peut se faire chez nous, c'est de proposer peut-être un dispositif qui ne peut être que volontaire actuellement et symbolique, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance de notre peuple corse actuellement, mais ce dispositif volontaire et symbolique qui est destiné donc aux néo-arrivants, qui serait comme un parcours citoyen, permettant bien évidemment de mettre en place des ateliers de découverte de notre histoire, de nos institutions, une initiation à la langue corse, comme ça on a pu appeler Antona avec double T et double N quand on va dans les magasins, et bien évidemment de présenter nos enjeux environnementaux, économiques, culturels de l'île. Bon, ce ne sera pas une solution à tout, ce n'est pas une solution miracle puisque ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais ça montrerait effectivement que quand on arrive chez nous, ce serait intéressant de se pencher sur la question de notre territoire et de ce qu'il en est. Ça donnerait une visibilité, ça ne changerait peut-être pas les votes, malheureusement, on aura des gens qui voteront peut-être des extrêmes, même s'ils passent par ce cursus-là, mais ça permettrait, je dirais, peut-être de développer ce sentiment d'appartenance. De même, il est possible d'invoquer, enfin, la collectivité a la possibilité d'invoquer des référendums, pourquoi pas, en mettre en place plus souvent sur des thématiques bien précises. Je sais qu'on n'a pas accès à tout, mais ça peut être une solution intéressante pour essayer de faire participer davantage notre population, puisqu'on voit qu'il y a un petit déclin au niveau des votes et de la participation électorale. Voilà, pour le moment, ce sera tout pour nous. Arin Gradiavi. Arin Gradiavi. Jean-Laurent Morazzani, puisqu'il y a deux Jean-Laurent, si j'ai bien compris. Arin Gradiavi. Bon. Ciò che è stato detto posso che aderire e di sicuro avere un costato assai simile, ma prima di tutto ci tocca parlare di un nostro popolo, di ciò che ha votato anche alle ultime legislative e ciò che ha fatto i conseguenze diretti e indiretti. Bon, prima popolo corso ha una piccola responsabilità in una situazione che noi campiamo oggi, posto che non parla più la sua lingua né in Carudio né nei luoghi di lavoro e né manco in casa, che è il primo affare e non possiamo mica rimettere in causa. Come l'ha detto stamani Flora, non c'è nessuna milizia, nessuna forza prepotente che impedisce ai corsi di fare uso della sua lingua. Dopo, per il famoso affare del FCPE, le ha detto in modo chiaro, Monsieur Perrin non ha mica piazza di noi, non ha mica piazza perché faccio parte di qui di Giondini che hanno una volontà di imporre un modo di vita e quando certi vogliono attaccarsi a diventare attorno alla comunità di destino e ora gli risponda costruiscono il suo proprio destino in di noi. Come possiamo salvare l'andatura nazionale in giro a queste problematiche? Perché lo Stato di noi è chiaro che l'andatura nazionale, il movimento nazionale è sfiattato. Non giunge mica oggi a portare un'idea di governamento forte, non ce la faccio manco a parlare di problematiche del quotidiano, perché
Quindi no, se non vogliamo a strada di emancipazione, prendiamo l'esempio di Catalogna. A Catalogna che hanno fatto? Hanno detto di modo chiaro, prima facciamo mangiare il nostro popolo e dopo parleremo di sovranità, che mi pare che è una nozione essenziale. Dopo, l'anarchia, sono d'accordo con che è stato detto dall'EA, l'anarchia è un simbolo forte degli ultimi pasticci coloniali francesi che vogliono spingere l'identità specifiche e a corsi che ne faccio parte. Quando sento certi forze politiche che si chiamano di un movimento nazionale e che dicono che non è mica la colonizzazione, mi faccio assai ridere, perché a Francia, dopo più di 250 anni, dagli impiccati di Oniolo, dagli stragi di Ovio Morbo, tutti si battagli, tutti si macedi, mostrano a volontà feroci di spingere il nostro popolo e ciò che noi siamo. Allora, gli diamo di modo chiaro, è provato, ma siamo sempre qui. E finché fiatta avremo, saremo qui per difendere il nostro popolo, la nostra identità e il nostro paese. Per compiere, e mi pare che c'è l'andatura di tutto il mio gruppo, Scelta Patriota, corsi ci staremo, che le nostre tradizioni e sempre impeteremo la colonizzazione. A ringraziarvi. Messaggio chiaro, perché non hanno mica capito. Paul, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par ma collègue. On s'est concerté pour dire cela. J'apporterai en revanche d'autres éléments pour ma part. Si je peux résumer toutes les contributions au débat qui ont été faites jusque-là, je les résumerai sur un principe. L'immigration dans le cas de la Corse crée potentiellement un déséquilibre de vote entre d'une part les Corses, d'autre part les autres. Dans ce déséquilibre, les Corses seraient défavorisés et par conséquent dépossédés politiquement. Alors, comme l'a dit ma collègue Madame Ferrand, nous ne sommes pas contre, par principe, le corps électoral, mais nous avons une approche nuancée de la chose. Et dans cette approche nuancée, nous aimerions apporter deux choses qui n'ont pas été évoquées, pour nous deux éléphants au milieu de la pièce qui n'ont pas été évoqués, et qui impliquent de prendre un recul historique plus large. Premier constat, la hausse démographique par le passé ne nous a pas empêché de gagner les élections. Je citerai juste un chiffre, j'ai les chiffres de l'INSEE sous les yeux. En 68, la population corse était de 205 000 personnes et en 2015 de 327 000. Donc une hausse de 150 000 habitants n'a pas empêché de gagner les élections à plusieurs reprises sur la décennie 2015-2021. Et j'ajouterai un autre chiffre, c'est qu'il y a une inflexion de la hausse démographique depuis 1999. Inflexion de la hausse, hein, c'est-à-dire qu'on continue d'augmenter, mais la hausse est de plus en plus faible. C'est-à-dire que de 1999 à 2010, toujours les chiffres de l'INSEE, on a une variation de la population de 1,6%, puis de 2010 à 2015, 1,1%, puis de 2015 à 2021, 1%. Et par conséquent, c'est la mobilisation politique de la génération précédente des nationalistes qui a permis de faire en sorte que malgré une hausse importante de la population arrivante se rallie à la cause nationaliste. Ensuite, deuxième éléphant au milieu de la pièce qui n'est pas évoqué et que j'aimerais que nous discussions, c'est quelle est la cause de cette immigration depuis maintenant 3 décennies. Cette cause, elle est avant tout matérielle, elle n'est pas culturelle ou elle ne serait pas, je ne sais pas, sécuritaire ou parce que les gens iraient encore par fantasmagorie. C'est du fait d'un rattrapage économique dans le cadre d'une économie résidentielle et en l'occurrence induite par le tourisme. Donc c'est le fait de la structure économique de la Corse qui est fondée sur un secteur de rente qui est le tourisme et le BTP qui amène une hausse de la population importante. Alors, mettons maintenant que, évidemment, cette arrivée d'habitants est nocive pour notre identité politique et notre identité et nos droits d'expression.
alors il faut s'attaquer au problème à la racine, c'est-à-dire le fait que le secteur du tourisme soit un secteur disproportionné par rapport à tous les autres, capte tous les investissements et empêche la diversification économique. Alors, dans ce cas-là, tout à l'heure, nous allons proposer, notamment dans le cadre du rapport sur l'IA, un amendement proposant de bloquer toute subvention publique directe au secteur du tourisme, au secteur du BTP, de prioriser les investissements publics dans le cadre de secteurs durables, santé, transition énergétique. Donc, dans ce cas-là, tout à l'heure, je vous invite à voter par cohérence notre amendement, puisque nous appelons tout simplement à lutter face aux problèmes à la racine. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Il a sonné, Ayo. Non, mais c'est pour moi que j'ai sonné. Paul, merci pour ces éléments nuancés, en tout cas sur les causes. Et c'est important de le rappeler, c'est vrai. J'y reviendrai tout à l'heure. D'autres interventions? Oui, ben mettez-vous d'accord. Et la main en même temps, dans le même groupe. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi je partage le constat, hein, Paul. C'est vrai, il y a des personnes qui venaient à une certaine époque à donner des chiffres, mais encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse comparer deux époques. Les personnes qui arrivaient avant n'étaient pas présentes sur des débats télévisés en disant « vous me parlez corse, c'est un manque de respect ». Ça, c'était impossible. Monsieur Colonne, vous pouvez en témoigner. Et ça, tu as donné des chiffres, hein, c'est très bien, et des causes, des raisons. Mais comme on l'a dit, nous sommes distintos, hein. Per la comunità di destino è una primura di un movimento nazionale, ma oggi per noi la comunità di destino ci vuole ripensare, è sfarente perché è periodi sfarente, la logica degli anni 80 non è mica quella di 2015, non è mica quella di 2025. Dunque, per noi ci vuole comunque mettere in ballo una nostra raggio di un corpo elettorale nuovo per la Corsica e Samir ha parlato di un tecnico. Vi ringrazio. Samir avete la parola. Infine, avete la parola. Vi ringrazio, signora Presidente. Donc, il faut replacer ce débat-là dans un contexte. C'est qu'aujourd'hui, on a des discussions avec l'État. Il faut rappeler aussi que ce mois-ci va être étudié en Conseil des ministres le projet de révision constitutionnelle. Le projet qui est proposé ne reconnaît pas le peuple corse, mais une communauté. Alors qu'en Kanaki, par exemple, on a reconnu qu'il existe un peuple autochtone. Alors, est-ce que la reconnaissance d'une communauté permettrait de définir un corps électoral? Ça, il faudra le voir avec des spécialistes du droit. Dans tous les cas, pour nous, c'est essentiel. Pour continuer sur l'exemple de la Kanaki, comme beaucoup de mes collègues, parce que c'est un exemple intéressant, en 1998, ils ont obtenu un article spécifique dans la Constitution, donc l'article 76, qui leur confère du coup une autonomie, une vraie autonomie, avec un pouvoir législatif large. Leur corps électoral s'organise sur 3 niveaux. Donc il y a une liste électorale générale, donc qui permet de voter aux municipales, aux législatives, aux présidentielles, aux européennes. Une liste électorale spéciale, provinciale. Et une liste électorale spéciale pour la consultation, donc pour le référendum d'indépendance. Le référendum d'indépendance, c'est quelque chose qui résonne très fort chez nous en tant que nationalistes. On ne voit pas de nouveaux arrivants participer à ce scrutin-là à notre place. Donc pour nous, un corps électoral, il est essentiel. Alors est-ce qu'on va se
se calquer, je dirais, sur le modèle de la Kanaki ou est-ce qu'il faut un nouveau modèle? Moi, je suis convaincu qu'il faut un modèle spécifique à la Corse. Un modèle qui doit prendre en compte évitablement la reconnaissance du peuple corse et sa langue, une autonomie qui doit être à minima autour des compétences hors régalien, donc avec des compétences législatives, un corps électoral spécifique, donc comme on en parle aujourd'hui, et enfin un droit à l'autodétermination. Donc comme l'ont dit beaucoup de mes collègues, pour nous, évidemment, le peuple corse est le seul peuple de droit sur notre terre, et pour nous, aller en deçà de cela, ce serait une défaite politique. Je vous remercie. Jean-Laurent Morazzani. E per rispondere un po' a tutto ciò che è stato detto, comunità di destino, gli antichi undini, poi comprima la sua provenenza, cioè la undia qui, cioè aveva coscienza che ci sono parecchi aspetti che facciano sul popolo e sul paese. Per la definizione di un corpo elettorale è stata detta di no, mi pare che la soluzione è più pragmatica, realista, sarebbe di stabilire su modo e aspetto di 10-15 anni di residenza in terra corsa. Dopo, per chi saienti gli undini in Corsica, penso che abbiamo una piccola idea di si ragioni, risponde a Radio Paul, di un sentimo in Francia che cresce, di insicurezza nei quartieri, anche un malessere profondo da saienti che sono persi, isolati e che cercano un quadro di vita di sicuro di più buono in cui un sole che è presente a ogni tempo dell'anno. Questa è una delle ragioni, è vero. E dopo, saienti qui, quando gli undini e che si installano, vendono i suoi case in Francia e ce la facciano a comprare i case qui, allora che i giovani corsi, quando entrano nel mercato del lavoro, non ce la facciano manco a pedare in locazione un piccolo appartamento in entrata di città. Allora, c'è da essere realista, c'è da mica cascare né un estremo né un altro, c'è da essere, come tu dici in francese, dans le juste milieu. Le juste milieu d'être en cohérence avec la réalité du terrain et les défis qui nous attendent, c'est-à-dire la survie de ce peuple, la survie de son identité et la survie d'un mode de vie. A ringraziarvi. Qual è chi vuole parlare? Torna. Plus d'intervention. Paul. Merci. Oui, ma question à Jean-Laurent. Tu dis que, donc, si j'ai compris, que les Français viennent en Corse pour des raisons d'insécurité. Quelles sont tes sources? Ministère de l'Intérieur, un certain nombre aussi de sources qu'on peut trouver, notamment l'INSEE qui fait état de certains sentiments d'insécurité, aussi des sondages de l'IFOP et d'autres instituts de sondage, notamment Odoxa et Soprasteria. Je te remercie. Oui. Je voudrais aussi répondre et mettre une petite précision. Quand
quand il s'agit de dire qu'avant il n'y avait pas besoin de statut de résident pour les les anciennes élections, il y a eu des discussions en 2014 et 2012 entre Corsica Libre et M. Jacob, qui était élu pour un statut de résident à 5 ans. Donc il n'y avait pas que les nationalistes qui se posaient la question, il y avait un consensus à 5 ans. Bien sûr, les nationalistes voulaient plus, mais le consensus était à 5 ans. Il n'y avait pas que les nationalistes qui étaient pour cette idée. Altre domande di parola? No? Bom, io ho fatto parte di un intimo al principio un discorso, al principio di questa sessione. Faccio un constato che da una parte a più parti di voi per una comunità di destino, in tutti i casi si dà consenso con quest'idea. Di un punto positivo. Capisco e dire appena non sappia mica troppo come l'aveva passato questo dibattito in conferenza di presidente, perché chi è qualcosa di sensibile e allo stesso tempo complicato dal punto di vista tecnico, perché la definizione di un gruppo elettorale è veramente qualcosa dopo che si traduce in maniera operazionale in termini tecnici per scegliere i criteri. Canava che una persona può votare o no, un paese, una ville, ed è complicato. Una gida. Moi, je comprends, ce que je comprends surtout, c'est le traumatisme qui a été provoqué par les velléités de modification du corps électoral en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie de manière globale. Parce qu'on voit bien que l'État a essayé d'utiliser le corps électoral et la modification du corps électoral à des fins politiciennes qui ont créé évidemment le schisme et les émeutes qui ont eu lieu. Le deuxième traumatisme, plus proche de nous, c'est effectivement, et certains d'entre vous l'ont cité, le vote RN. Moi, je respecte bien les gens qui s'expriment dans les élections. La question n'est pas là. La question est qu'on n'avait jamais vu ça. Et que nous avons pu constater que des personnes, y compris des gens qui ne vivaient pas ici, d'ailleurs, se soient présentés et fait campagne. Et ça, on le vit comme une violence. Ça a été vécu par une violence, et vous l'avez exprimé vous aussi. Mais au-delà du ressenti, il faut à un moment donné réfléchir de manière un peu objectivée. Parce que sinon, on peut monter dans les tours pour un oui, pour un non, quand les résultats des élections ne nous plaisent pas. Ils ne nous plaisent pas, mais ils sont là. Donc on voit bien qu'il y a une réflexion à porter, et ce que j'ai dit moi en introduction, ce que vous avez repris les uns et les autres comme chiffres, les chiffres sont froids, eux. Hein. Voilà, le nombre d'arrivées, c'est le nombre d'arrivées. D'où viennent les gens, c'est un fait établi. Depuis combien de temps vivent-ils sur le territoire, ce qu'ils y font? Ça, ce sont des faits objectifs. Il est clair qu'aujourd'hui, les mutations démographiques, avec des causes diverses, qui ne sont pas que intrinsèques à la Corse, qui sont aussi de nature exogène, font qu'il y aura, et il y aura une modification du corps, enfin des intentions de vote en tous les cas, et du corps électoral de manière évidente. Et ça, c'est clair, ça, c'est scientifique. Voilà, ça, on le dit de manière très dépassionnée, ça, c'est un constat. Partant de là, analyse des causes, bien sûr, de manière approfondie et claire. Pas de surenchère, ça ne sert à rien. Identifier des solutions qui sont d'ordre technique, parce que au cours de l'histoire politique, en France, en Angleterre, dans tous les pays européens et ailleurs, la question du vote a été liée à différents critères au cours du temps. À certaines périodes, ne votaient que certaines classes sociales. À certaines périodes, ne votaient que ceux qui payaient un certain niveau d'impôt. Ne votaient que certains qui avaient un certain genre, les hommes en particulier. La Corse a fait œuvre d'innovation en la matière et a été
Paoli a été précurseur en la matière en faisant voter les femmes, je précise, hein, les femmes qui étaient chefs de famille, hein, mica Duteo, quand on gère un mari dans casa, il ne faut pas fantasmer là-dessus non plus, hein, c'était le mari qui votait. Voilà, c'est lorsqu'elle était veuve, en l'occurrence. Hein. Donc, les critères, c'est important. Il y a une proposition politique qui est sur la table aujourd'hui, qui a été faite par Chetta Badriota, en écho à ce qui avait été fait par Nadion il y a quelque temps, 10 ans, qui fait écho aussi à une question de statut de résident, parce qu'on voit bien que le sujet est complexe, multidimensionnel, au-delà du critère de résidence sur le territoire, 10 ans, pourquoi 10 ans? Mais ça suppose que 10 ans. Après, si avec un critère à 10 ans, vous avez un résultat électoral qui ne nous plaît pas quand même, et j'y viens, ben on ne pourra pas rechanger le code électoral. Eh oui, moi je ne sais pas hein, ce que ça donne aujourd'hui, hein, si on prend un critère de résidence de 10 ans hein, et qu'on passe à de nouvelles élections. Hein. Je ne connais pas la couleur, je ne sais pas ce qui va sortir des urnes, hein, même avec un critère de 10 ans. Hein. Donc, les critères, la difficulté, bien évidemment, à ensuite considérer le lien avec la réforme institutionnelle. Moi, j'ai entendu les critiques sur la réforme institutionnelle en cours. L'intérêt de la réforme constitutionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une brique. Et c'est quand même une reconnaissance d'une communauté qui est liée à sa terre, donc forcément statut de résidence et demande d'une compétence en matière de gestion du foncier, qui est liée, et demande aussi de reconnaissance finalement aussi de la langue. Ça c'est clair, communauté linguistique. Ça y est. Et donc si on se prive de ça, on n'avancera pas sur le reste, ni sur colère électorale, ni sur quoi que ce soit. Donc cette étape-là, elle est nécessaire. Elle est absolument nécessaire. Et que c'est un mauvais procès que l'on fait de dire, à mon sens, hein, après on peut ne pas être d'accord, de dire c'est pas bon, c'est insuffisant, mais s'il n'y a rien, c'est pas mieux non plus. Soyons logiques. Et s'il y a une communauté dont on reconnaît le lien à la terre, ce qui a été la proposition de l'Assemblée de Corse à une très très large majorité, d'accord, et on va dire même que tout le monde voulait la compétence foncière, là-dessus, il n'y avait pas de discussion. Maintenant, certains font marche en arrière, mais à l'époque, il n'y avait pas de discussion, il y a un peu moins d'1 an. D'accord. Vous pouvez quand même définir un certain nombre de choses en matière de résidence et de statut de résidence. Donc, sur je dirais, sur ce terrain-là, la critique est facile, l'art est beaucoup plus difficile. Moi, j'entends aussi les propos nuancés de Paul Faure sur la question des causes. Si nous avons aussi une démographie aujourd'hui, une démographie qui a été fortement en croissance jusqu'à maintenant, je dis bien a été, aujourd'hui est toujours en croissance mais ralentie, et ça c'est démontré. C'est vrai qu'à 2040, on sera à 400 000 d'après les simulations ONFAL de l'INSEE. 400 000, alors vous allez me dire, oui, 400 000, bah, 400 000, se lui torna 50 000 persone che non ne fanno mica violi. Enfin, poi poteva i violi, un po' su più fanonda. Dunque, fa dei violi, ma non ci undiamo mica, c'è 50.000 persone che vengono da stro, di sicuro che l'elezione hanno essere di ben di un peggio. Voilà, mais tout cela est relatif aussi. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas non plus uniquement vivre sous le coup du traumatisme du vote RN ou de ce qui s'est passé en Kanaki. Pourquoi? Parce que, comme ça a été dit par plusieurs d'entre vous, à partir du moment où l'on reconnaît qu'il y a une communauté, il y a une terre, une communauté linguistique et dit autrement une communauté de destin, à laquelle ici pratiquement tout le monde souscrit d'après ce que j'ai entendu. Il faut être en capacité d'intégrer. Moi, je m'appelle Maupertuis. Celui qui a lancé le débat sur cette question-là, il s'appelle Morison. Il ne voulait pas de Dupont à la tête de l'Assemblée de Corse, je me souviens, dans 20 ans. Mais ça ne sera peut-être pas un Dupont. Mais il s'appellera peut-être Faure. On a été intégrés. Et là, on prend des noms à dessein français. Mais il y en a d'autres qui ont d'autres patronymes, qui viennent d'ailleurs. Et demain, ça peut être un président d'Assemblée de Corse qui s'appelle Ferreira, Dos Santos,
Voilà. La question, elle est de celle de la capacité d'intégration. On ne peut pas être d'un côté pour la résidence à 10 ans, qui peut s'avérer compliqué d'ailleurs, très compliqué, sur le qui vote, d'accord, et de l'autre, et d'être pour la communauté de destin, moi ça me va très bien, et puis après commencer à criser ou avoir un problème avec les résultats électoraux. Donc vous voyez bien que c'est compliqué. Mais il faut qu'on réfléchisse vraiment et de manière non partisane aux causes, aux critères, d'accord, et à la capacité d'intégration. Et moi je suis contente que ça vienne du STC, que ça a été dit à un moment donné par le STC. Capacité d'intégration sur la base d'un projet. S'il n'y a pas de projet, il n'y aura plus de peuple. Si on n'est pas en mouvement, si on n'est pas en dynamique, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? On fait des commémorations, point barre. Hein. On célèbre la mort. Moi, c'est la vie que j'ai envie de célébrer. Hein. Et le futur. Donc, capacité à intégrer, capacité à proposer un projet. Ce projet passe par les valeurs, passe par la langue, passe par la construction d'outils, passe aussi par des choses très concrètes, hein, les marchés territoriaux en agriculture, hein, dont on va parler voilà, passe par des choses hyper concrètes, et par le travail. Et moi, je ne connais que ça. Et quand vous allez visiter, travailler avec des Catalans, avec des Basques, même les gens des Baléares, où pourtant le gouvernement actuel a été obligé de pactiser avec Vox, par exemple, ce qui ne me fait pas plaisir du tout, hein, du tout. Voilà. Ce que vous constatez, c'est quoi? C'est la capacité de travail, c'est le capital humain. C'est le capital humain. Moi, j'entends qu'il y a des vendeurs qui ne sachent pas écrire Kilikini. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Moi, j'ai vu Kilikini écrit sur un bon de garantie d'un appareil électroménager avec un cas. Avec même 2 cas. C'est beau Kilikini avait 2 cas. Hein. Voilà, j'ai failli m'évanouir. Je m'en suis pas remise. Mais là, j'ai compris qu'on avait basculé, qu'on basculait. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on travaille. Comme on a travaillé sur l'IA, comme on a travaillé sur le foncier, sur les zones de résidence principale, sur les communes littorales, etc., etc. Il n'y a que ça qui paye. L'émancipation ne passera que par là. Pour être cadre, moi j'entends qu'il y a des cadres d'origine continentale, pour le dire politiquement correctement, voilà, qui prennent les postes. Ben oui, mais est-ce qu'à niveau équivalent, il y a les Corses? Pas toujours. Pas toujours. Après, moi, je ne me fais aucune illusion sur la politique de la France à l'égard de la Corse. Hein. Aucune illusion. Hein. Aucune illusion. Et dernier point, sur les résultats électoraux, ne nous trompons pas non plus, mais Jean-Laurent a eu l'honnêteté, Moratzani, de le reconnaître. Le vote est reine. Ce ne sont pas que les néo-arrivants d'Île-de-France, de région sud ou d'Auvergne. Hein. Le vote est reine. Guardate, non dei paesi, falavano a pacchetti oggi, so gente di qui, soccorsi, certo non parlano manco francese. E non conosciano manco i suoi candidati. Vous ne connaissez pas les candidats. Là, il faut s'interroger. Alors, je reconnais que pour vous, c'est traumatisant, ce qui s'est passé, c'est inquiétant, et vous allez être en situation de décider, où que ce soit à l'Assemblée, dans les mairies, dans vos lieux de travail, en tant que membre syndicaliste, parce que nous, on travaille sur la Corse en 2050, mais 2050, c'est vous, on se met cahier, on est Serge Tom, que c'est si court, hein. Au Serge, mi brigolongaïde, hein. Si de oi, di per, si de oi che de travailla. Et la Corse en 2040, avant même 2050, c'est 2,4 seniors pour un jeune. 2,4 seniors pour un jeune. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive a travailler autrement. E per la lingua, io sono d'accordo, cioè cominciare a parlare, anche burro se non struppiamo, anche burro se non ci sbagliamo.
ma o più di parla. D'accordo? Di così chi ce la fa. E os intimo d'appartenenza, di essere membri di un popolo, si va in maniera naturale. Quando la gente guardano nella stessa direzione, sono solidari, guardano quelli che stradiano, si aiutano e la arrivano in avanti. È così che lo si fa. E ciò che ho visto io, non ho mica lezione da, ma di ciò che ho letto, di ciò che ho visto in altri paesi che sono emancipati, che sono fieri, che sono arricchi, ho visto i catalani, ho visto i baschi e altri, e Canarie, le isole Canarie, quelli di Lassore, sono tutti, hanno fatto tutti che, allora, facciamo da per noi, avanziamo e lavoriamo. Beride, non ho mica paura di utilizzare e di usare i nomi di altri partiti o le dichiarazioni di altri partiti. Allora ce l'avanziamo, altrimenti si mulecchi, a Uigo, franchettare. Ecco, ringraziamo per la qualità di vostro lavoro, ma abbiamo tornato a fare, Uigo, abbiamo tornato a fare. Ringraziamo, dopo questo dibattito, penso che noi possiamo andare a mangiare qualcosa, sono un'ora e 10. A dopo. Parlate appena di mettetevi d'accordo non l'emendamento, o mica. Ma se vi siete mica d'accordo, dopo passiamo a uodo, non ci stiamo mica sino a 8 ore stasera. A dopo.
basta domanda. Basta domanda. Alors, j'ai demandé à la technique de monter le son et d'augmenter aussi un peu la température. Adieu. Ah, c'est pour vous conserver, c'est pour vous conserver. Non, enfin, j'ai ouvert, doigt. Davvero. Ecco, allora, ribiemo. No, vabbè, non persaniamo, mica troppo. Ribiemo i nostri dawai. O dibattito d'orientazione generale di fatto. Ora passiamo au primo rapporto enjeux numériques et gestion de la donnée en Corse. Di Pauline Guilada Brisinta. Allez, avec la parola. Donc la Commission du développement économique, des transports et des affaires européennes présente aujourd'hui son rapport Enjeux numériques et gestion de la donnée en Corse. Et ce rapport, il se fonde sur une conviction forte, le fait que la collectivité de Corse doit s'emparer au plus vite des enjeux liés à une nouvelle transition numérique. Parce que cette nouvelle transition numérique, elle est marquée déjà par une forte augmentation de la donnée et également, dans un contexte international, une démocratisation de l'intelligence artificielle. Donc ce rapport, il formule des recommandations à l'Assemblée de Corse qui visent à lui donner les moyens de maîtriser les enjeux liés à la donnée et à ce développement d'intelligence artificielle dans une logique de transformation numérique qui serait adaptée aux spécificités insulaires. Donc pour cela, la Commission, elle s'est enrichie d'une littérature scientifique et elle a également auditionné 6 acteurs locaux du numérique, donc à la fois de la formation publique et privée, Monsieur le Président de l'ADEC, Monsieur le Président d'Initia, Sébastien Simogne, Président de FEMUGUI, donc voilà, une diversité d'acteurs. Donc d'abord, on a souhaité mettre en lumière les lacunes structurelles que connaît notre île, qui freinent de fait la capacité de la Corse à tirer parti de ce développement numérique. Donc on a souligné qu'on était dans un contexte d'une île pauvre, une île qui souffre d'électronisme, hein, la première région, je dirais, de France en termes d'électronisme, un important retard dans le domaine de la R&D, ça a souligné, avec un ratio R&D-PIB très faible, un faible partage de la donnée entre acteurs publics, tout particulièrement entre la collectivité de Corse et l'État, ce qui a été confirmé par Monsieur le Président de l'ADEC, un phénomène majeur de fuite des cerveaux, ça a été également abordé par les professionnels de la formation, et de faibles liens entre la formation privée et la formation publique. Donc pour cela, la Commission a formulé une quarantaine de recommandations que je ne lirai pas ici, mais qui s'articulent autour de 5 thématiques majeures. Donc la première, une des plus importantes, consolider une gestion de la donnée et faciliter une meilleure transmission de la donnée entre l'État et les collectivités, surtout la collectivité de Corse, développer la formation et consolider des liens entre les structures de formation privées et publiques qui collaborent finalement très peu, favoriser une transition numérique éthique, inclusive et durable, ça a été fortement mentionné par nos auditionnés, favoriser une IA qui se mettrait au service du développement économique de la Corse, je l'ai rappelé, une des régions les plus pauvres de France, et mettre la transition numérique au service du développement en Corse des services publics. Donc pour conclure, ce rapport il trace une perspective qu'on a voulu ambitieuse mais à la fois réaliste, faire de la Corse un territoire pilote en matière de transition numérique qui serait capable à la fois de maîtriser ses données, de protéger ses citoyens à l'aune des nouveaux enjeux comme par exemple les cyberattaques, de valoriser ses compétences et d'inscrire son développement dans une dynamique globale d'innovation. Merci. Ringraziabi. Ringraziabi. Allora, déjà eu l'occasione di questo rapporto mi pare proprio d'attualità, di sicuro, ma di non di qualità,
e poi è devato ciò che lo Giulia volesi d'una parte si è stata assente una boghi di esperti che sono venuti a presentare uso barre non questo soggetto è devato una redazione sintetica perché si può parlare e scrivere assai oggi in Italia in particolare ed è riuscito a fare qualcosa di veramente riassunto, dinamico e che ci permette di capire per veramente una rende boumeuse che so io che mi permette di capire a poco prezzo come lo funziona di l'IA, come la funziona e quali sono le opportunità per la Corsica. Sabendo che c'è veramente un grosso dibattito oggi nel mondo, di ADEC, ma di noi dappertutto, anche per il popolo, un grosso dibattito nanta i pericoli che si può avere se c'è un'intelligenza artificiale che pia sovrana l'umano. E non vedo mica così, vedo piuttosto un arnese che è complementario all'umanità, all'intelligenza umana. E poi, come dico sempre, se non c'è mica intelligenza da udito, è anche peggio. Dunque, c'ho la bere l'intelligenza artificiale veramente come qualcosa di complementario all'intelligenza umana. Detto che, per la nostra Corsica, io dico di sicuro una maniera di alzare la nostra autonomia strategica, perché quello con un'amica maestria di mezzi tecnologici è veramente un paese che adesso non ha una via di dipendenza, e questo adesso è un problema. I paesi parlavano giustamente di popolo, di corpo elettorale, i paesi che hanno l'autonomia, quelli che sono indipendenti come Malta per esempio, parlo di isole, l'Islanda, l'Irlanda. Questi paesi indipendenti non è mica gli stessi, hanno un potere legislativo, facendo come le ore, vabbè. Dopo ci sono quelli che sono autonomi e che hanno comunque qualche capacità legislative, penso a Catalogna o Paese Basco, sono paesi che subito si sono messi da tecnologia. E la prima volta, fa 30 anni che sono stata, la prima volta che sono stata in Paese Basco, è stato veramente un confronto tanto perché ha capito che aveva un livello tecnologico assai alto. E hanno veramente portato a sua via di crescita basata non sul capitale umano e a tecnologia. E oggi so questi domini di informatica e di capacity learning e tutto questo sono veramente oni. Dunque, è importante per noi e la cosa che mi dico che forse siamo in ritardo in questi soggetti. È quello il problema. Allora, è un ritardo, ma un ritardo che si può stanciare perché l'imparare si fa di maniera proprio veloce in questi domini, d'accordo? Dunque, un'emica come se voleriamo una bomba atomica, un nucleare, un'emica da tutto, la stessa corsa tecnologica. Dunque, c'è una necessità di fare un bisogno di fare un stato di conoscenze e le devata in questo dibattito. Potremmo fare un complemento con la giornata che organizziamo il 16 di luglio, la settimana prossima, in Corsica prospettiva, in Bastia, perché abbiamo invitato veramente gente che so di altissimo livello, non tassi soggetti, veramente gente fortissime. Ricercatore, uno è stato direttore aggiunto di Meta, per esempio, dunque gente che sono veramente one. E poi, dunque, il diagnostico così l'avremo per quelli che non hanno mica capito
come me, tutto, non ta queste tecnologie, sarà veramente l'occasione di buè in cui il nostro rapporto di avere una visione più fina di difficoltà, ma di pericoli, ma di l'opportunità. Perché chi se non facciamo nulla, a realtà, è che noi siamo delle mani di altri attori che hanno un potere, e un potere anche di monopolio, non sta a fare qui. E c'è un droit veramente liati e completamente bloccati. Allora, non dico mica che la DSE va giù la fare, ma quantunque c'ho la moesi, perché chi penso che siamo in ritardo e c'ho veramente a moesi non su soggetto. E c'ho la moesi non su soggetto, secondo me, di due maniere, perché una tecnologia quale che la sia, cerco di letto con attenzione il vostro rapporto, c'è due maniere di fare con la tecnologia. La rivoluzione industriale, se noi portiamo al XIX secolo, ci sono i paesi non hanno mica fatto innovazione. L'innovazione erano in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Francia, in certa maniera appena in Italia di no, e dopo i tedeschi. Ma dopo gli altri paesi non hanno mica fatto innovazione di scemi. Ma infatti, ciò che hanno fatto è che quando hanno capito ciò che lo si passava in questi paesi proprio sviluppati, hanno adottato questa tecnologia, hanno adoprato questa tecnologia. Ciò che l'ha fatto di noi il Giappone dopo la seconda guerra mondiale, perché è stato messo a quaderno per l'America, sapete? E dunque dopo, 10 anni dopo l'embargo e tutto questo, il Giappone si è messo anche facendo spie, perché sono andati a cercare l'innovazione in altri paesi, hanno adottato tecnologie binando di altri paesi e sono andati forse anche più fuori dopo che quelli che hanno fatto le prime innovazioni. Avete capito? Dunque, non c'è mica essere disperati, ma veramente ci aspicciassi. Di qui è un messaggio, penso, di vostro rapporto. Dunque, o siamo in capacità di bruciare tecnologie simili, ma guardi, è appena difficile perché siamo pochi numerosi, ma ci sono intraprese in Corsica, come l'hai detto, c'è Campusplex, ma ci sono altri che avanzano e che producono assai e che vendono altro i modelli, i logicieli, tutto il software e altrettanti. Ci sono chi producono, ma non avremo mai la capacità dell'America in questo dominio. Penso. Ma anche se non siamo mica in capacità di produrre, c'è questa cultura per poi adottare questi mezzi e queste tecnologie esternesi. E così dopo ci mettiamo in un specie di ascensore tecnologico e siamo alzati anche noi a un livello assai più alto. Dunque è importantissimo e io vi voglio ringraziarvi e poi di noi si vedono l'opportunità mica di fare IA per avere ChatGPT, non mica quella a fare, né di fare ChatGPT né di domandargli di fare una domanda al presidente dell'esecutivo o un riassunto di questa sessione, non mica quella l'utilità. L'utilità è di bere come l'IA ci può fare, per esempio, controllare il livello dell'acqua onde è tutta la Corsica. In tempo di sequia, come l'IA ci può permettere di gestire un turismo a lungo andare, come l'IA ci può permettere di alzare la produzione dell'agricoltura. Di questo è una cosa interessante, mica di scrivere chiacchiere in ChatGPT, di sicuro. Ecco, io ciò che voglio dire non è questo bello rapporto e a parole a chi ha Pia. Paul, je vous en prie.
Merci Madame la Présidente. Effectivement, un premier amendement donc avant toute chose, on a participé effectivement à la rédaction de ce rapport et j'aimerais encore une fois saluer les collègues pour le travail fait. Et nous présentons des amendements dans la mesure où, au cours de ce travail, des désaccords ont pu apparaître et ces désaccords n'ayant pas pu être réglés dans le cadre du groupe de travail, nous le présentons des amendements en plénière. Premier amendement, supprimer toute mention du terme croissance dans l'introduction du rapport. Alors, qu'on s'entende, à gauche, on n'est pas dans une optique de critiquer la technologie en soi, mais de la façon dont on l'utilise dans un projet de société. Et en l'occurrence, le progrès technique comme générateur de croissance, au moins depuis les années 80, ont 3 conséquences néfastes pour nous. Premièrement, le progrès technique depuis les années 80 provoque une augmentation de l'exploitation des travailleurs qui a pour conséquence directe une déformation du partage de la valeur ajoutée en défaveur du travail et en faveur du capital. Troisième conséquence, une exploitation accrue des ressources naturelles. Donc nous avons le cas où le progrès technique est générateur de croissance, mais en même temps remet en question les bases de cette même croissance, c'est-à-dire la nature et la santé de la main-d'œuvre. Donc à terme, en continuant sur de la croissance, on arrivera à la décroissance. Alors le choix, ce n'est pas croissance ou décroissance, mais bien décroissance contrôlée ou décroissance subie. Et pour nous, l'IA, philosophiquement, nous permettrait de rentrer dans ce cadre de décroissance contrôlée. C'est pourquoi nous voulons que le terme croissance disparaisse de l'introduction, puisque utiliser l'IA dans un cadre de développement et de croissance n'est tout simplement pas soutenable. Merci pour cette réflexion que je partage, moi, en partie. On a effectivement, avec certaines technologies et dont l'IA, mais aussi, par exemple, avec le tourisme, des possibilités d'occurrence d'une croissance appauvrissante, en fait. C'est ce qu'on appelle c'est des mécanismes de croissance appauvrissante. C'est important qu'on le comprenne parce que vous avez des technologies, mais aussi certains secteurs d'activité comme le tourisme, qui produisent beaucoup de chiffres d'affaires, indiscutablement, mais au détriment, par exemple, des disparités de revenus très fortes, de l'appauvrissement important d'une partie de la population, et au-delà de ça, qui ont des conséquences environnementales aussi. Parce que le développement de certaines technologies, et notamment la question des data centers, pose question aujourd'hui. Vous le savez. Donc il y a des impacts environnementaux importants. Oui, le sujet méritait d'être souligné. Ce que je ne maîtrise pas complètement, ou que j'ai peut-être pas bien compris, mais c'est peut-être le froid et la fatigue, c'est la question de la décroissance contrôlée ou subie. Ça, j'ai pas pigé. Vous pouvez répondre, oui. Moi, j'aime bien progresser au contact des gens, donc voilà. Le fait est que, actuellement, on va dire les termes, le capitalisme rentre dans une contradiction, exploite des ressources naturelles, mais ces ressources naturelles disparaissent à mesure de cette exploitation, et par conséquent, remet en question les propres conditions de sa progression. Donc en continuant dans cette direction, on sera dans une phase de désaccumulation du capital. Et donc la question qu'on pose, c'est autant anticiper ça, et nous on dit autant engager cette désaccumulation de façon anticipée et que l'on fasse de façon contrôlée. Et ce qu'on voit avec l'IA, c'est que c'est un outil qui permet de conscientiser cette désaccumulation en ayant, notamment par la maîtrise de la donnée, des calculs d'optimisation, etc., et donc désaccumuler de façon planifiée. Alors qu'à contrario, si l'on continue dans la direction d'une accumulation continue du capital qui continue sans cesse à remettre en question donc, les propres fondements de sa progression, alors on arrivera à une situation chaotique. Puisque on le constate déjà statistiquement, on constate une baisse tendancielle du taux de profit et ça se traduit par quoi? Notamment par des réformes des retraites et qui sont socialement chaotiques. Il me manquait bien un petit élément de raisonnement. Donc, vous êtes sur une logique, je dirais sur un fond théorique qui est celui de l'hypothèse marxiste selon laquelle le capitalisme renferme en lui-même ses propres contradictions.
Voilà, et à force de vouloir toujours accumuler du capital pour avoir toujours du plus de profit, non seulement évidemment la classe ouvrière en pâtit, mais à moyen terme, ce sont les petits artisans, dans un premier temps, à cause de l'émergence des monopoles, et d'autres producteurs qui, au fur et à mesure, vont disparaître. Et donc, on a un processus de désaccumulation qui se fait du capital. C'est ça, j'ai bien compris. Bon, ça va, jusqu'ici, j'ai bien retenu mes leçons, moi aussi. Et vous appliquez ça, donc, avec la question de l'IA. Vous croisez cette analyse-là avec la question de l'IA. Donc, plutôt que d'avoir une décroissance subie qui va nous conduire à la catastrophe, à une casse sociale énorme, parce que dans un premier temps, ça va être les ouvriers, ensuite ça va être les petits fonctionnaires, et puis après les petites entreprises, etc. Parce qu'on va avoir les GAFA et tout le reste qui va progresser, des grands monopoles de la technologie qui vont tout maîtriser, on va remplacer l'humain par l'intelligence artificielle. Plutôt que d'avoir cette décroissance subie, vous préférez qu'on utilise l'IA pour avoir une décroissance qui soit contrôlée. Sauf qu'à la fin, on va avoir la même conclusion. Hein. Il y a tout qui va péter. Hein. Eh oui, si on ne parle là-dessus, c'est qu'à la fin, il y a tout qui pète, quand même. Mais bon, il vaut mieux maîtriser la situation. C'est-à-dire qu'en gros, je vais me casser la figure, je vais tomber du dernier étage, mais j'ai un parachute, j'y vais tranquille, quoi. Voilà. Au lieu de se splatcher d'un coup en bas de l'immeuble. Hein, on est un peu là-dessus, voilà. Donc l'hypothèse mérite d'être explorée. En tout cas, ça a le mérite d'avoir un fondement théorique pardon ? Tout à fait, empirique aussi. Donc ça permet quand même de discuter. Mais enfin, peut-être que le terme de croissance, effectivement, mérite d'être au moins qualifié. Je dirais, peut-être je ne sortirai pas croissance, je ne sais pas, chacun. L'Assemblée fera comme elle voudra, mais en tout cas de qualifier la nature de la croissance liée à l'IA si on ne la contrôle pas. Bien, merci. D'autres interventions sur le sujet ? Oui. Merci. Donc, le groupe Tchamal Unida se félicite de la présentation d'un rapport analysant les enjeux numériques auxquels la Corse est confrontée face à une transition numérique globale marquée par une explosion de la data et une démocratisation très rapide de l'IA. La Corse doit être donc à la hauteur de ces défis contemporains et on a aujourd'hui un rapport qui inscrit ces enjeux dans un contexte territorial difficile, comme ça a été dit précédemment, une île pauvre, rurale, particulièrement touchée par l'électronisme et en proie au changement climatique. C'est pour cela que notre groupe salue l'effort d'articulation entre croissance économique et développement d'un numérique éthique et durable. Et c'est pour cela aussi que nous voterons de façon favorable. Ringraziabi. Altre intervenzione non tastura aborto. Bibo, souvent on a demandé qui a déjà utilisé ChatGPT. Oh, c'est vous. Qui a peur de l'IA? Autre question, j'en profite, j'ai un échantillon représentatif, ou presque. Qui a peur de l'IA? Ah, 1, 2, 3, ah, quand même, hein? Quand même. Bon, allez, essayez de venir à la conf à 17h30 au Palais des Gouverneurs le 16. Ouais, ça va être intéressant. Moi, je suis encore partagée. Enfin, de ce que j'ai lu, hein, parce que je me suis quand même renseignée. J'ai notamment lu deux papiers de philosophes. Je veux dire, bon, pour l'instant, et un techno, et un vraiment techno. Pour l'instant, ça ne dépasse pas, oui, ça peut dépasser les capacités de calcul du cerveau humain, ça oui, mais pas la capacité stratégique. Voilà. Et encore une fois, hein, si on est intelligent, on est intelligent. L'IA n'a pas besoin d'intelligence artificielle, hein, qui, comme son nom l'indique, est artificielle. Pauline. Nous, on a profité quand même de l'élaboration du rapport pour montrer ce qu'était une utilisation raisonnée de ChatGPT. Tout est en annexe, par exemple, dans l'élaboration des questionnaires.
Moi, quand j'ai élaboré les questionnaires, j'ai demandé à ChatGPT, en lui donnant notre plan, par exemple, en pièce jointe, et la personne qu'on allait auditionner, dans quel contexte. Et à chaque fois qu'on a fait ce test-là, donc je fais le texte et évidemment je corrige. C'est pas la différence entre le questionnaire final et ce qu'a donné ChatGPT. Finalement, c'est différent, mais à chaque fois qu'on a fait ces tests, j'avoue que le test s'est révélé conclusif et que les réponses de ChatGPT étaient de grande qualité. Voilà. Et au-delà des modèles sous-jacents de l'IA, quelle qu'elle soit, parce qu'il y a différents types d'IA aussi, voilà. Mais le truc important qu'on n'a pas souligné, que vous soulignez dans le rapport, c'est les données. C'est-à-dire que, je veux dire, d'avoir des modèles hyper compliqués, mais ça c'est valable en physique aussi, c'est valable en économie, d'avoir des modèles hyper compliqués, y compris des modèles d'apprentissage, si c'est pas alimenté, la machine elle a besoin de data, comme une voiture a besoin d'essence. Si les modèles de learning n'ont pas de données, ils learnent rien du tout. Voilà, c'est très simple. Donc tout l'enjeu pour être performant, c'est d'avoir les données. Et là on rejoint au niveau régional, au niveau territorial chez nous, une des difficultés qu'on a, y compris en matière de décision publique, c'est la question des données. On va en reparler tout à l'heure avec le rapport sur le foncier, par exemple. En économie aussi, c'est le cas. On en a parlé un peu ce matin en démographie. Si vous voulez savoir aujourd'hui, par exemple, en démographie, à une échelle très fine, territoriale très fine, l'origine des personnes, des choses de ce type, vous ne les avez pas. Dans les négociations avec l'État, donc je ramène à des choses qui sont très concrètes, dont on a parlé tout à l'heure, dans les négociations avec l'État, aujourd'hui, on n'a pas l'ensemble de la matrice des flux entre la Corse, l'économie corse, et le Trésor, enfin ce qu'on appelle les comptes publics français. Voilà, on n'a pas tout. Voilà, même on n'a pas grand-chose. La réalité, c'est celle-là. Donc, une émancipation, y compris sur le plan économique, elle passe par une maîtrise de la donnée. Et la donnée, il faut se poser la question, qui la produit? C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Je veux dire, prenez les données sociales. Jusqu'au XXe siècle, il n'y a pas d'inceste. Bien sûr qu'il n'y a pas d'inceste. Il n'y a pas de données sur l'inceste. Il n'y a pas d'inceste. Eh bien, c'est clair, il n'y a pas de problème social. Donc, la difficulté, c'est ça. Et dans les colonies, les pays qui ont été colonisés, très souvent, il n'y a pas les données. On manque de données parce que un des moyens d'éviter l'émancipation d'un peuple, c'est de couper les robinets de l'information et de la connaissance. Donc il va falloir véritablement que là-dessus on se pose des questions. Parce que penser à l'IA, oui, bien sûr, et c'est important, mais en même temps, il faut de la donnée, il faut alimenter. Sinon, tout ce qui va être produit sur l'IA, à partir sur la Corse, ça va être de la donnée qui est produite ailleurs, qui des fois peut être très bonne, je veux dire, c'est pas la question, mais qui souvent pose problème, qui trop souvent pose problème, parce que c'est pas, notamment dans le domaine économique, pour ce que j'en sais. Voilà. Bien, d'autres interventions? Non? Bon, eh bien, écoutez, encore un sujet passionnant. En tout cas, merci beaucoup pour ce rapport. Alors, sur les amendements, il y en a deux. Alors, les amendements, vous connaissez la règle, normalement, c'est un pour, un contre. Voilà, après, on fait des exceptions, parce que des fois, il y a des amendements qui nécessitent un peu plus de discussion. Mais alors, il y a deux amendements de Fontebo-Boulard. Paul, vous avez déjà évoqué pour Fontebo-Boulard l'objectif, est-ce que vous souhaiteriez le souhait de voir retirer toute mention du terme croissance dans l'introduction du rapport? Donc, vous en avez exposé déjà les motifs. Voilà, et vous parlez d'allocation contrôlée et équitable des ressources. C'est ça? Moi, j'aurais dit aussi production et allocation des ressources, parce qu'il faut bien produire des ressources aussi, non? Non, il faut produire à un moment donné. Pour allouer, pour répartir, il faut produire. Moi, j'aurais dit ça, mais bon, je me mêle de ceux qui ne me regardent pas forcément, mais un peu quand même. Voilà, alors, sur cet amendement, qui souhaite s'exprimer? L'auteur du rapport, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? L'auteur du rapport.
Bon, nous sommes plusieurs auditeurs. Au sujet de la croissance économique. Hein. Oui, au sujet du remplacer le terme croissance dans tout le rapport. Moi, ça, je l'ai déjà exprimé. Non, pas dans tout le rapport, dans l'intro, pardon, dans l'introduction. Je l'ai déjà exprimé ma position à Paul, c'est de dire que ça me semble complètement pas raisonnable dans un contexte qu'on a rappelé d'électronisme qui est complètement lié à ce qu'on a aussi rappelé dans l'introduction, c'est que la Corse est la région la plus pauvre de France. De se couper d'un objectif de croissance économique ne me semble pas viable. Après, on a eu, je dirais, un débat très intéressant entre la décroissance et l'opposition au progrès technique. Tu l'as compris, moi je suis favorable au progrès technique, donc ça ne me semble pas raisonnable d'enlever le terme de croissance économique dans l'introduction du rapport, évidemment. Bien, donc la rapporteure donc n'est pas d'accord avec cet amendement. Donc, qui d'autre souhaite s'exprimer? Non, bon, on soumet l'amendement donc au vote. Qui est contre l'amendement? Contre l'amendement. Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Abstention, pardon, il y a une abstention? Oui, une abstention. Qui ne participe pas? Donc, qui est pour? Donc, l'amendement est rejeté. Voilà, vous auriez mis production et allocation, c'était réglé. Eh oui. Bien. Le deuxième amendement, Paul. Merci. Donc, je vais être plus court, c'est beaucoup plus opérationnel et une conséquence du premier. C'est d'utiliser l'IA comme outil de diversification économique et notamment en faisant en sorte que lorsqu'il y a des investissements en IA sur un plan sectoriel, que les secteurs qui soient investis. Okay. Que les secteurs investis soient la santé, la transition énergétique et j'ai oublié le troisième, et l'éducation, et qu'au contraire, le secteur du tourisme soit désinvesti, dans la mesure où, on l'a dit, l'IA permet des gains de productivité importants, et que dans une optique de diversification économique, il n'est pas envisageable de pouvoir diversifier une économie si un seul secteur capte tous les investissements, et que tous les autres n'en ont pas, justement. Donc, c'est dans cette optique. Et on avait dit tout à l'heure que structurellement, c'est bien le secteur du tourisme qui crée ce déséquilibre démographique. Et donc, c'est dans cette direction que nous souhaitons que les investissements d'IA soient dans d'autres secteurs que le secteur du tourisme, en l'occurrence. Alors, je vous laisse vous exprimer, après je donnerai mon avis, moi aussi. Allez-y. Vas-y, Pauline. Oui, bon, moi je partage totalement l'objectif de lutte contre le surtourisme, hein. Mais ça, on en avait aussi déjà discuté lors de la commission. Le fait est que tu parles de, je dirais, réorienter ou couper, ça j'ai pas très bien compris, les investissements de la collectivité de Corse et, si j'ai bien compris, aussi de l'investissement privé comme Femugui. Moi, je t'ai pris un exemple à l'Assemblée générale de Femugui l'année dernière. Il a été présenté un projet très intéressant d'hôtel, boutique hôtel durable qui, en fait, n'emploie que des Corses, s'appuie sur des matériaux durables, cuisine locale, etc. C'est un très très beau projet. Eux, ils ont besoin des financements de la collectivité de Corse et de Femugui, parce que Femugui finance des petits projets corses. Et le fait est que, en fait, ce qui va se passer, c'est que des chaînes hôtelières qui n'ont pas besoin de ces petits investissements parce qu'ils sont financés par de gros groupes, souvent issus du continent, en fait, vont être privilégiés et on va être amené à une situation d'oligopole et finalement qui vont desservir, je dirais, les intérêts des Corses et des gens implantés ici qui veulent travailler et qui font cet effort-là. Donc c'est plutôt contre. D'autres interventions? Si je peux donner un avis, moi j'aurais fait 2 amendements différents là-dessus. J'aurais fait un amendement où j'aurais dit, je le dis pour la suite, hein, comme ça,
parce qu'autrement, vous allez avoir des contres tout le temps. Hein, ils ne vont jamais passer, vos amendements. Donc, écoutez les conseils d'une boumeuse. Et comment vous dites, victime d'électronisme aigu. Voilà, c'est ça. Aigu, mais elles peuvent en témoigner. Voilà. Donc, orienter le plan d'investissement numérique en priorité, j'aurais dit, en priorité, vers la transition énergétique, la santé et l'éducation. J'aurais fait un amendement là-dessus, en rajoutant en priorité. Vous auriez négocié ça avec les autres et ça passait. Et par contre, l'embargo, alors là je rejoins Pauline, un embargo d'investissement public, bon là c'est votre côté... Voilà. Voilà. Donc, faire un embargo d'investissement public en direction du secteur du tourisme, non, parce qu'un embargo, ça veut dire qu'on coupe toute les velléités d'utiliser une nouvelle technologie qui pourrait justement nous permettre une transition du tourisme vers quelque chose de plus soutenable. Et ça, c'est dommage. Vous voyez ? Ça, c'est dommage. Ne fût-ce que, par exemple, moi j'ai vu lorsque j'étais présidente de l'ATC, l'utilisation de la big data et de l'IA pour voir quel est le profil des touristes qui viennent, mieux affiner l'offre ou réguler dans les hôtels la consommation d'eau, voyez, d'électricité, etc. Ça fait diminuer la pression touristique. Je ne vous dis pas que c'est la panacée, mais au moins dans la période de transition dont on va avoir besoin, parce que c'est facile de dire on veut la décroissance, voilà, cucuy, les petits oiseaux, le bien-être, etc. Oui, mais sauf qu'il y a une période qui est une période de transition. On ne va pas passer à ça d'un coup. D'accord ? Et cette période de transition, il faut l'accompagner, sinon il y a trop de casse économique, sociale, etc. Donc, un embargo définitif et brutal sur le secteur du tourisme, je trouve que c'est trop disruptif, voilà, et trop violent. Il y aura des conséquences trop violentes, parce que du coup, on remplace par quoi d'un coup ? D'un coup, on ne sait pas par quoi remplacer, on ne peut pas. L'économie, vous le savez mieux que moi, hein, c'est du temps long. Donc, vous auriez dû faire 2 amendements, le premier en mettre en priorité, et l'autre, non, l'autre, moi, je ne suis pas d'accord non plus. L'embargo, je ne suis pas non plus d'accord. Vous pouvez répondre si vous voulez. On assume la dimension clivante de nos propositions, et c'est pour ça qu'on fait de la politique, d'ailleurs. Second point, on met simplement en avant qu'on est en situation d'investissement contraint. Et par conséquent, comment, même pour des choses durables, hein, c'est-à-dire que nous, le tourisme, ce n'est pas tant un problème de qualité, mais de quantité du secteur. Et donc que dans l'immédiat, il doit être réduit, et que par conséquent, ça passe par une coupure des investissements. Et on l'a dit, notamment, il y a un manque d'investissement en R&D, donc ces investissements dans d'autres secteurs, ils peuvent passer par la R&D notamment. Donc nous assumons la radicalité de notre chose, et je tiens à insister sur le fait que la décroissance, on ne la choisit pas, on risque de la subir. Donc en fait, même si ça fait mal en fait, au départ de sortir du tourisme, c'est pour nous un mal nécessaire, en effet. Bien, mais c'est parfait, c'est très bien que vous ayez pu vous exprimer là-dessus. Et moi, je respecte les positions, bien évidemment, hein, mais c'est nécessaire aussi d'avoir justement un débat et des échanges. Donc, si l'amendement reste en l'état, je le soumets au vote tel qu'il est. On est d'accord ? Je le soumets comme il est ? Oui ? Ok. Donc, qui est contre cet amendement ? Alors, il faut compter là. Hein. C'est pas exactement la même chose que tout à l'heure. Alors, 22 contre. Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour l'amendement? Vous voyez qu'il faut débattre. 16. Ah oui, je te connais. On est bon? 16? 18. Donc 22 contre 18, vous voyez? On aurait mis en priorité, on passait la moitié de l'amendement. Bien, donc l'amendement est rejeté. Bien.
On apprend pour le futur. C'est bien. Je soumets maintenant le rapport ainsi amendé. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention 4. Qui ne participe pas au vote? Qui est pour le rapport ainsi amendé? Donc tous les autres. Merci. Et encore bravo pour ceux qui ont travaillé le rapport et ceux qui ont cherché à l'amender. Avec une vraie réflexion derrière. Merci. Et je compte sur vous pour qu'une petite délégation soit là, si vous pouvez, mercredi prochain, à Bastia. Parfait, nous passons au rapport suivant. Rapport suivant, donc, qui avait fait déjà l'objet d'un échange succinct, mais à la précédente session, sujet d'importance sur la question du foncier. Donc, rapport intitulé « En finir avec la spéculation immobilière dans les communes littorales sans PLU ». C'est un rapport qui a été examiné en commission Cultura, Lingua e Ambiente, qui avait été porté par M. Laban Giuliani, même si évidemment tout son groupe et d'autres y avaient contribué. Donc, qui va le présenter? Léa, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. J'ai l'honneur de vous présenter ce rapport produit par Lisandro Laban Giuliani pour la commission Langue, Culture et Environnement. Ce rapport mettre fin à la spéculation immobilière dans les communes littorales corses dépourvues de PLU par la mise en place rapide et juridiquement solide de secteurs antispéculatifs, voilà, c'est le titre exhaustif, via une modification simple du PADUC. La spéculation immobilière est l'un des sujets les plus cruciaux de la société corse aujourd'hui, dans son impact sur notre quotidien et dans tous les secteurs qu'elle implique. Le logement et l'aspiration à une vie stable, la protection de notre environnement, l'implication du crime organisé, la mafia dans la spéculation, la gestion de nos ressources et de notre agriculture concernant les terrains, notre démographie, en bref, elle est centrale en tout point. Nous tenons tout d'abord à remercier particulièrement Monsieur le conseiller Julien Paolini pour son implication dans la lecture et l'analyse de ce rapport, ainsi que l'Agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse pour leur retour très positif et constructif. Nous remercions également chaudement les conseillers de l'Assemblée Adiaduentu qui ont voté pour ce rapport à l'unanimité en commission 2 fois, à chaque fois sans ajout ou modification. Alors, pour quelques chiffres, depuis 10 ans, il y a eu une explosion des résidences secondaires. On parle de plus de 20 000 résidences en 10 ans, ce qui l'amène aujourd'hui à un total de 100 000, enfin, pas aujourd'hui, en 2021. Le prix de l'immobilier a augmenté de 138% en moyenne et on atteint des chiffres aberrants sur les communes littorales. La spéculation, elle est aggravée par l'absence de PLU dans de nombreuses communes. On parle également de l'artificialisation des sols, en moyenne 14%, du blanchiment d'argent dans l'immobilier par les bandes mafieuses, etc., etc. Vous l'avez compris, ça comprend beaucoup de secteurs de notre société corse. Cette volonté de lutte contre la spéculation a fait l'objet d'un appel à l'action unanime des élus corses, notamment dans la délibération du 28 février 2025. Concrètement, ce rapport, qu'est-ce qu'il dit? Il présente plusieurs outils. Déjà, les outils antispéculatifs qui sont introduits par la loi Lemeur en novembre 2024, de s'impliquer dans ces outils et de les prendre en compte à part entière et de se les approprier. Également, en outil, de réserver certaines zones exclusivement à la résidence principale pour permettre aux Corses, notamment, de bénéficier du logement. En Corse, toutes ces mesures sont applicables par le PADUC dans les communes sans PLU, qui constituent quand même beaucoup de communes en Corse. Les mises en œuvre recommandées par le rapport, pour arriver aux conclusions, tout d'abord utiliser les procédures de modification simple du PADUC, c'est-à-dire qui est plus rapide, qui a déjà été éprouvé et qui permet d'éviter une perte de temps administratif et législatif. Définir les secteurs antispéculatifs directement, sans cartographier les zones urbaines ou à urbaniser, pour éviter la complexité juridique et à nouveau en arriver à l'objectif principal.
Il y a 12 indicateurs qui ont été retenus pour atteindre ces objectifs qui sont détaillés dans le rapport. Donc voilà, si vous pourrez les découvrir ou les redécouvrir dans le rapport. En précision, c'est toutes les actions, la plupart des actions qui sont mentionnées dans ce rapport sont possibles dans les 6 mois. Sans coût pour la collectivité de Corse. C'est-à-dire que là, on parle d'une action à très court terme qui est pour que l'Assemblée de Corse et les élus puissent être impliqués dedans. Donc, je conclurai la présentation sur le fait que, comme vous l'avez compris, il est urgent de lutter contre la spéculation immobilière. L'outil juridique est disponible, la balle est dans notre camp et celui des élus. Il y a déjà eu des initiatives dans ce sens, notamment le maire de Bonifacio, qui a commencé à mettre en place certaines mesures contre la spéculation immobilière, notamment liées aux résidences secondaires. Également, pour citer un dernier exemple fort, le Pays Basque a déjà mis en place plusieurs mesures fortes. Et évidemment, nous ne prenons pas cet exemple au hasard, en ce que nous savons que les aspirations et ambitions de la Corse y trouvent un écho certain. La loi le permet, la volonté des élus est la dernière pierre à apporter pour la concrétisation de ces mesures. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Madame la rapporteure. Merci beaucoup. Donc, oui, on demandera ensuite une intervention, s'il le souhaite, du conseiller exécutif, que je remercie d'être présent et que je remercie aussi, la rapporteure l'a souligné, pour la grande disponibilité de votre équipe et de vous-même concernant ce rapport. Donc, Angélique, demandez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc, juste pour revenir rapidement donc, sur ce rapport proposé par Lisandro Laband-Giuliani, donc effectivement, il a été renvoyé en commission lors de la dernière session. Alors oui, il a été voté à l'unanimité 2 fois, effectivement, mais juste pour vous rappeler, on a voté 2 fois à l'unanimité parce qu'on était tous d'accord sur le fond. Ça tourne. Et c'est bon, ça tourne plus? Oui, il y a Larsen parce que il y a quelqu'un qui est en ligne en même temps. C'est bon. Donc du coup, oui, non, on était tous d'accord sur le fond. Hein, je tiens à le rappeler quand même ici, mais on avait reçu le rapport très tardivement et c'est pour ça que le rapport a été renvoyé en commission. Donc on a pu bien prendre connaissance du rapport, donc on l'a bien examiné. C'est un rapport qui est très complet, très technique. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit à Lisandre, où je le félicite pour ce travail très rigoureux, de qualité. Je souhaite aussi remercier M. Paolini et ses services pour leur aide. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur la présentation du rapport, tu l'as très bien fait Léa, juste pour dire que voilà, c'est un rapport qui s'inscrit dans la continuité de l'engagement porté par le président de l'exécutif et l'Assemblée de Corse. C'est un rapport qui est élaboré en réponse à l'urgence sociale et environnementale à laquelle sont confrontés notre peuple et notre terre. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les Corses, et particulièrement les jeunes Corses, rencontrent de grosses difficultés à se loger. Donc voilà, encore une fois, c'est un rapport très technique et très complet qui permet de proposer rapidement des moyens de lutte contre la spéculation immobilière. Voilà, donc merci. Merci. D'autres interventions ? Moi, je vais dire un mot et puis je vous passe la parole. Monsieur le Président de l'AUE, bon, effectivement, moi aussi, je tiens à m'associer à Angélique concernant les félicitations à adresser à Lisandro Laband-Giuliani et à la commission qui a travaillé sur ce rapport. Merci pour la présentation. Donc, le sujet, il est d'importance de manière globale, parce qu'on le répète depuis un moment, on a une pression foncière et immobilière exceptionnelle. Je ne reprendrai pas les chiffres. Et concernant ce rapport-là, il cible un aspect particulier des choses, qui est la spéculation immobilière dans les communes littorales sans PLU. Donc on focalise sur la problématique de la sécurisation des servitudes de résidence principales, notamment dans le PADUC. L'idée, c'est ça.
L'idée, c'est d'avoir des zones où on sécurise les résidences, des zones de résidence principale. Voilà. C'est une bonne idée. Bien sûr, ça a été opérationnalisé dans d'autres, mises en œuvre dans d'autres territoires. Cela dit, ce n'est qu'un aspect du problème. Et c'est une approche qui a été menée par Lisandre, qui est une approche très spatiale et juridique, alors juridique a raison, technique, sachant qu'elle est quand même, elle se percute avec d'autres problématiques, des problématiques économiques et des problématiques sociologiques aussi. Et ce n'est pas une critique du tout, hein, c'est simplement pour montrer que le sujet est complexe et qu'en segmentant et en travaillant uniquement sur cette problématique-là, en laissant toutes choses égales par ailleurs sur les problématiques connexes, on risque à un moment donné de mettre en place des dispositifs qui seraient contre-productifs. Je m'explique. Il faut connecter cette problématique en fait à d'autres sujets que sont alors les résidences secondaires, c'est vrai, c'est l'objet quasiment du rapport, puisque par défaut, comme on focalise sur la nécessité de mettre des zones de résidence principale, de sanctuariser des zones de résidence principale, du coup, par défaut, eh bien, on considère que la résidence secondaire, c'est de la spéculation, sauf que les résidences secondaires, il y a aussi les nôtres, il y a celles qui sont vouées à la spéculation, c'est-à-dire des gens qui font des résidences pour uniquement les louer, qui sont en résidence secondaire, mais qui ne font que les louer ou les revendre. Et ensuite, il y a les nôtres. Et oui, la réalité, c'est ça. C'est qu'en France, on a, dans la législation française, on n'a qu'une résidence principale. Donc, tous ceux qui ont une maison au village, ils ont une résidence secondaire. Donc, là, attention, on risque d'avoir une difficulté. Le rapport, j'en ai bien conscience, traite des communes littorales. Hein. On n'est pas dans les villages, là. On n'est pas dans les villages. Bon, cela dit, la notion de village, Île-aux-Rousses à l'échelle nationale, je pense que vous ne me contredirez pas, nationale française, c'est un village. Hein. Voilà. Donc, première question, quid des résidences secondaires? Lesquelles? Deuxième question, deuxième problématique qui est traitée, il y a plusieurs problématiques dans le rapport, c'est la question de la location, Airbnb ou d'autres OTA. Les OTA, c'est les plateformes, hein, Online Travel Agencies. Bon. Mais sur ces OTA, vous avez aussi des résidences principales. Il y a des gens qui l'été louent leur résidence principale. Donc ça vient complexifier le sujet. Parce qu'imaginez que dans une ville littorale, comme l'indique le rapport, et à bon droit, on arrive à sanctuariser les cœurs de ville en résidence principale. Si on ne pense pas à la question de la régulation des Airbnb, les résidences principales l'été, les gens s'en vont au village et l'été le louent quand même en Airbnb. Et vous n'avez rien réglé. Vous n'avez rien réglé. Donc ça, c'est le deuxième point. D'autre part, les résidences secondaires n'appartiennent pas forcément à des personnes physiques. Elles appartiennent elles appartiennent souvent et le plus souvent, à des sociétés commerciales. Des SCI, des sociétés commerciales, etc. Bon, donc ça devient compliqué. Ensuite, dernier point, et c'est important, ça pose la question aussi, au-delà de la location, de l'achat. Parce qu'aujourd'hui, l'accession à la propriété est compliquée, et qui dit achat dit qu'à un moment donné, bien disponible, les capacités d'achat. Donc, dans une économie, comme ça a été répété à plusieurs reprises, le niveau de vie est particulièrement bas, le revenu disponible est bas, difficulté pour les personnes pour acheter, et ça, le problème va rester entier. Si les prix restent élevés à stock constant, les prix vont rester élevés et les gens ne pourront pas acheter quand même, parce que leurs revenus resteront bas. Donc, vous voyez bien que le sujet traité est très intéressant, la proposition faite mérite d'être explorée, et ça on verra ce que nous dira l'exécutif en la matière, mais il ne peut pas être déconnecté quand même d'un certain réalisme vis-à-vis d'autres mécanismes et d'autres problématiques qui viennent interférer avec cela. Je ne parle pas non plus de l'analyse des comportements. Aujourd'hui, qui loue et qui vend?
Et là-dessus, on a besoin de données. Et vous seriez peut-être désagréablement surpris de voir qui c'est qui loue et qui c'est qui vend. D'accord? Donc, on a des mécanismes spéculatifs qui ne sont pas forcément, pour reprendre peut-être un terme cher à M. Faure, des mécanismes qui relèvent du grand capital international. Ce n'est pas la spéculation forcément des années 60, hein, comme sur la test à ventilègne. C'est des mécanismes tout simplement de spéculation, des fois de bons pères de famille. Hein. Il faut être lucide aussi là-dessus. Voilà. Donc, moi, je crois que ce sujet a été bien traité. L'alerte est importante, des pistes très intéressantes, parce que ça a été fouillé, hein, le travail a été fait, sont intéressantes, mais on ne peut pas le déconnecter d'autres problématiques qui vont se poser, une d'entre elles étant la nécessité d'avoir de nouvelles constructions aussi, de primo-accédants, de dispositifs de primo-accédants. J'en parlais ce matin, notamment avec l'exemple de Montcal en Corse, à Calenzane, et la nécessité surtout de contrôler aussi les changements d'usage des biens. Au-delà des constructions, le changement d'usage des biens. Donc en conclusion, la problématique et la proposition sont très intéressantes. Elle est quand même aussi très renseignée sur le plan des données et ça nous invite à avoir un approfondissement tant sur la disponibilité des données, les diagnostics à faire, que sur la faisabilité d'une telle proposition. Voilà, merci. Monsieur, encore félicitations au travail, au rapporteur qui a fait le travail. Monsieur le Président de l'AUE, vous avez la parole. Merci. Merci, Madame la Présidente. Je vais m'associer, bien entendu, à vos propos pour féliciter les membres de l'Assemblée du Adiouantou pour la qualité de ce rapport. Et ce n'est pas pour faire de la flagornerie, je pense réellement que ce rapport est d'un très bon niveau et qu'il aurait même mérité d'être débattu et questionné dans le cadre d'une commission de l'Assemblée de Corse. Donc c'est un travail technique, fourni, intéressant d'un point de vue législatif et réglementaire. Et donc je voulais féliciter l'ensemble des rédacteurs, l'ensemble des membres de la commission. Et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous et les services de l'Agence d'urbanisme et d'énergie et de la collectivité de Corse sur ce sujet, d'autant que finalement cette disposition de création d'espaces antispéculatifs, soit dans les communes à travers des PLU, soit à travers le PADUC pour les communes qui n'ont pas de document d'urbanisme, elle est relativement nouvelle. Novembre 2024, la loi Lemeur et Tchanise, et tout de suite, très rapidement derrière, l'Assemblée du Adiouantou qui se saisit de cette question-là et qui nous propose un rapport très abouti à plusieurs niveaux. Et ça témoigne aussi finalement de l'importance de ce sujet, de la spéculation foncière et immobilière et en corollaire des problématiques d'accès au logement qui touchent notamment les jeunes. Et on voit bien qu'en la matière, on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Au-delà de cette simple disposition législative et réglementaire de la loi Lemeur, moi, Madame la Présidente, je voulais un peu élargir, comme vous l'avez fait, la problématique de manière plus globale à la question de l'aménagement du territoire et à la question de l'accès au logement. Si les dispositions ici qui permettent la création d'espaces antispéculatifs sont bien entendu intéressantes, elles seront insuffisantes si on veut réguler de manière importante les phénomènes qui sont aujourd'hui à l'œuvre en Corse. Et il faudra mobiliser d'autres dispositifs, et divers dispositifs. Ça peut être des dispositifs en matière de fiscalité ou des dispositifs qui conditionnent l'accès au logement à un certain nombre de conditions. Et notamment, la première des conditions, c'est celle de résidence. Et on parle donc du statut de résident. Et c'est prouvé aujourd'hui que dans de nombreux territoires qui sont parvenus à enrayer la spéculation foncière et immobilière, notamment, pas très loin de chez nous, mais en Italie, en Sardaigne ou en Sicile, des îles autonomes au passage, ils sont parvenus à enrayer un peu
la spirale mortifère de la spéculation en mettant en œuvre soit des dispositifs fiscaux, soit des dispositifs qui conditionnent l'accès au logement à des critères de résidence. Et on a notre propre expertise et études sur cette question-là qu'on pourra vous communiquer. Et moi, pour élargir la thématique, je voulais profiter de ce rapport, c'est pour ça que je suis venu, pour aborder la question de la révision du PADUC, puisque cette habilitation offerte par le maire nécessite, comme le préconise l'Assemblée du Ventoux, à minima une modification du PADUC. Ce n'est pas le choix qu'on a fait, on a choisi d'engager une révision du PADUC. Et cette révision du PADUC, elle a été engagée en novembre 2024, donc relativement récemment également, et parce qu'on considère que la seule traduction dans le PADUC des dispositions de la loi Le Meur est insuffisante pour régler la problématique. On va devoir utiliser d'autres leviers également. Et donc, si on mobilise d'autres leviers, on modifie l'économie générale du PADUC. Et lorsqu'on modifie l'économie générale d'un document comme le PADUC, on est obligé de passer par un processus de révision qui est un processus un peu plus lourd que le simple processus de modification et donc qui prend un peu plus de temps. Le calendrier de la révision du PADUC, j'aurai l'occasion de le présenter dans quelques semaines à l'Assemblée de Corse, puisqu'il est à l'ordre du jour de la prochaine session de l'Assemblée de Corse, où on aura un débat sur le périmètre, la méthode et le calendrier de cette révision, qui a donc été engagée en novembre 2024 et qui devrait se terminer en fin d'année 2027. Donc ce rapport, c'est pour moi l'occasion de vous présenter rapidement quels seront les débats de l'Assemblée de Corse sur cette révision du PADUC. Tout d'abord, on identifie deux dynamiques qui nous semblent importantes de prendre en compte dans la révision du PADUC et qui étaient peu présentes dans le PADUC de 2015. On a eu l'occasion d'en débattre ce matin. La Corse, depuis maintenant une dizaine ou une quinzaine d'années, elle connaît une croissance démographique très forte, aux alentours de 1,2% par an. J'ai déjà détaillé ça ce matin, je ne reviens pas sur les chiffres. Ça entraîne un bouleversement économique, social et sociétal majeur. C'est une dynamique qu'on aura à prendre en compte, d'autant que les scénarios nous montrent que cette croissance démographique, si on suit la conjoncture et la tendance, elle va se poursuivre dans les prochaines années. Donc, première dynamique à prendre en compte dans la révision du PADUC, l'évolution démographique de la Corse. Deuxième tendance à prendre en compte, la question du dérèglement climatique. Et on a eu aussi l'occasion de l'aborder ce matin. Je veux dire, c'est une problématique qui est mondiale, qui est globalisée. C'est difficile de la réguler à l'échelle d'un petit territoire insulaire, montagneux, de 300 000 habitants. Et on voit bien que nous, l'impact carbone de la Corse, si on le compare à celui de la Chine, il ne pèse pas grand-chose dans la problématique du réchauffement climatique. Donc on va avoir à le subir. Comment on s'adapte, comment on résiste, comment on est plus résilient face à ces enjeux. Donc voilà, deux dynamiques qui étaient présentes dans le PADUC de 2015, mais qui quelque part étaient un peu diluées dans les différentes orientations stratégiques. Et je rappelle également que le PADUC de 2015, il a été porté à titre principal par la mandature de gauche, présidée par le président Poggiagobi, et que les nationalistes, s'ils y ont contribué, par voie d'amendement, leur vision est bien présente, mais quelque part diluée. Donc, on a besoin d'une révision du PADUC, et on a besoin d'une révision du PADUC qui rappelle les fondamentaux et qui réaffirme les fondamentaux du combat nationaliste que l'on porte et que beaucoup d'ici portent également. Donc, une révision du PADUC qui intègre deux dynamiques structurantes, quelque part qu'on subit, mais qu'on ne peut pas continuer de subir, et qu'il faut qu'on intègre, et une révision du PADUC qui intègre également les fondamentaux du combat nationaliste, et je vais en citer seulement trois, à titre d'exemple. Premier élément qu'on souhaite intégrer dans la révision du PADUC, la question de la protection et de la défense des biens communs. Alors qu'est-ce que je mets derrière ce terme de protection et de défense des biens communs? Je vais vous en citer quelques-uns, vous allez comprendre très vite. Les biens communs,
c'est l'accès à l'eau, c'est l'accès aux milieux naturels, c'est l'accès aux plages, c'est l'accès aux forêts, c'est l'accès aux réserves naturelles. Les biens communs, c'est la langue, c'est le patrimoine, c'est la culture. Et donc, les protéger, les défendre et permettre un accès à ces biens communs pour les Corses et les sortir des logiques finalement du marché, des logiques d'accaparement, des logiques des monopoles, en gros des logiques où les intérêts particuliers ou partisans priment sur l'intérêt collectif. Donc, première notion qu'on se propose d'intégrer dans la révision du PADUC, la protection et la défense des biens communs. Deuxième notion, et ça fait le lien avec ce rapport, la lutte contre la spéculation foncière immobilière pour l'accès au logement. On a 3 dispositifs qu'on va pouvoir mobiliser d'un point de vue réglementaire. La réduction de l'artificialisation des sols. Je rappelle que sur les 10 dernières années, la Corse a artificialisé ses sols 2 fois plus que la moyenne française. Elle a artificialisé ses sols bien souvent en consommant beaucoup d'espace, en discontinuité, sur des principes qui sont contraires à la loi littorale. Elle a urbanisé ses sols pour construire beaucoup de résidences secondaires. Autant de résidences secondaires que de résidences principales. Oui, Madame la Présidente, il faut qu'on s'interroge. Qui loue, qui vend et qui achète? C'est un territoire qui est attractif où, je dirais, le marché, notamment des meublés de tourisme et des résidences secondaires, a des niveaux de rentabilité qui sont exceptionnels, et ce n'est pas moi qui le guide, hein, c'est l'Institut des finances publiques et donc des organismes d'État qui l'ont également objectivé. Donc la lutte contre la spéculation foncière immobilière, on a des outils, réduction de l'artificialisation des sols, loi Le Meur, loi Elan, qui seront intégrés au PADUC. Mais bien sûr, il faudra également réfléchir sur des évolutions législatives et réglementaires, notamment pour aller vers un statut de résident. Dernière priorité, la lutte contre la criminalité organisée et les pratiques mafieuses. Vous le savez, l'Assemblée de Corse, et vous avez travaillé également sur le sujet, s'est saisie de ce sujet brûlant. On a eu une session extraordinaire de l'Assemblée de Corse sur le sujet, et au cours de cette session de l'Assemblée de Corse, un amendement a été porté pour que la question de la lutte contre la criminalité organisée et les pratiques mafieuses soit intégrée dans la révision du PADUC. Ça fera partie également des priorités que nous avons identifiées dans le cadre de cette révision, même si, bien sûr, vous le savez, hein, ça relève des compétences en grande partie de l'État. Terminer en vous disant que, bien sûr, cette révision du PADUC, il faudra qu'elle intègre l'évolution institutionnelle de la Corse et le processus d'autonomie, puisque qui dit autonomie dit pouvoir législatif et normatif, peut-être des transferts de compétences en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, peut-être la possibilité demain d'avoir un statut de résident ou d'une fiscalité qui permette d'enrayer un certain nombre de mécanismes spéculatifs. Et donc, forcément, il faudra qu'on réfléchisse en même temps qu'on révise le PADUC, qu'on ait un regard sur les évolutions institutionnelles de l'île et donc la trajectoire vers un statut d'autonomie, mais en intégrant donc l'autonomie institutionnelle, mais aussi toutes les autres formes d'autonomie, l'autonomie énergétique, l'autonomie hydraulique, l'autonomie numérique, la souveraineté numérique, etc., etc. Pour terminer, simplement sur le calendrier, pour vous dire que bien sûr l'Assemblée du Haut-Ventoux sera consultée aux différentes étapes de cette révision du PADUC. Ce qui est proposé, enfin ce qui sera proposé hein, à la fin du mois à l'Assemblée de Corse, et si l'Assemblée de Corse bien sûr le décide, c'est qu'on ait un travail donc, qui soit mené jusqu'à la fin 2027 avec des rapports d'étape réguliers. Ces rapports d'étape, ils vont notamment traiter de la question d'urbanisme, autour de la réduction de l'artificialisation des sols, autour des dispositions de la loi Le Meur, hein, qui est l'objet de ce rapport, et autour de la traduction dans le PADUC des dispositions de la loi Elan, donc des lois qui sont intervenues après le PADUC.
Et l'Assemblée de Corse, bien sûr, et l'Assemblée de Yayuintou sera bien sûr saisie tout au long de ces différentes étapes. Je terminerai, je conclurai en vous disant que ce nouveau PADUC, le président du Conseil exécutif l'a dit, je l'ai également rappelé moi lors de la dernière session de l'Assemblée de Corse, ça doit être un PADUC de combat. Un PADUC de combat face au modèle, je veux dire, qui s'impose aujourd'hui à nous et qu'on subit trop. Nous, ce qu'on veut construire, c'est une Corse qui soit conforme aux fondamentaux du combat nationaliste, au combat, je dirais, de plus de 50 ans, et aussi une Corse dans laquelle on puisse vivre dignement. Vivre dignement, ça reprend beaucoup des questions que vous vous êtes posées ce matin. Vivre dignement, c'est pouvoir se déplacer, pouvoir faire le plein de sa voiture avec un prix de carburant accessible, pouvoir se nourrir avec des prix de produits de consommation qui soient accessibles pour les ménages et corps. C'est pouvoir se loger, accéder à un logement, tout simplement, pouvoir acheter un terrain, pouvoir construire sa maison. C'est ça, vivre dignement. Et c'est ça que le PADUC, en tout cas, doit affirmer politiquement et doit avoir des outils qui puissent le permettre, même s'ils seront probablement, sur un certain nombre de points, insuffisants, sans autonomie législative et réglementaire. La révision du PADUC, elle doit donc pouvoir permettre aux Corses de vivre dignement, mais aussi de travailler et de produire librement. Travailler et produire librement, c'est aussi refuser toute forme de menace, d'intimidation dans un certain nombre de secteurs stratégiques de l'île ou toute forme d'accaparement. Et enfin, la révision du PADUC, elle doit pouvoir permettre de moins subir l'évolution démographique, moins subir le changement climatique et pouvoir décider ici, et c'est ça aussi l'autonomie, pouvoir décider ici en responsabilité de l'avenir de notre île. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Donc, sur ce rapport, est-ce qu'il y a des amendements? Oui. Alors, il y a un amendement, oui, un amendement de Tiamalunita. Vous voulez l'exposer? Pauline. Merci Madame la Présidente. Notre groupe tient quand même à saluer la technicité de ce rapport qui est très riche et qui propose quand même à droit constant une solution quasiment clé en main pour les communes sans PADUC et aussi féliciter sans PLU, pardon, sans PLU, et de féliciter aussi le rapporteur de s'être pris quand même de ce dispositif, une loi qui a été adoptée juste fin 2024. Cependant, il fallait souligner dans la conclusion, et nous avons fait un ajout dans cette conclusion pour dire que, en fait, ce dispositif, il dépend de l'alternance politique et du fait que les élus communaux et territoriaux partagent ces objectifs de lutte contre la spéculation immobilière et qu'il est important, du coup, de mettre l'accent quand même dans ce rapport en conclusion sur le fait qu'il nous faut un dispositif constitutionnalisé et donc beaucoup plus stable et sécurisé et donc qui serait le statut de résident. Merci. Bien, merci. Donc, qui veut s'exprimer sur cet amendement? Pour ou contre? Présenté par Thiam. Léa? Non, mais c'est hors temps, ça. Oui, pour quelques éléments de compréhension vis-à-vis de ces amendements, on en a discuté avec Pauline pas mal de fois et le statut de résident, c'est clairement un outil qui est extrêmement important pour la lutte contre la spéculation immobilière. Là, sur le coup, on tombe parfaitement là-dessus. Après,
pour l'amendement. Là où nous, on va exprimer une abstention, c'est plus sur la place qu'il aura dans le rapport. En conclusion, en fait, le statut de résident, c'est un outil à part entière qui est extrêmement puissant, mais qui ne constitue pas une finalité. D'où la place en conclusion qui, pour nous, n'est pas vraiment pertinente. En revanche, on se rejoint parfaitement sur le fond. C'est un outil qui est très puissant, qui doit être intégré et qui, pour le coup, a sa place dans cette question-là. Bien, donc s'il n'y a pas d'autres interventions sur l'amendement ou d'explication de vote, je mets au vote cet amendement qui est contre l'amendement de Tiama, qui s'abstient. Donc abstention de Fontebourg-Boulard, qui ne participe pas et qui est pour. Tous les autres sont pour. Merci. L'amendement donc est adopté à l'unanimité pour le coup. Bien. Maintenant, je mets au vote cet excellent rapport ainsi amendé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci encore à Monsieur Paolini pour sa coopération. C'est parce que je connais un Julien Angelini qui est doyen de la fac de lettres. Non, pas du tout. Pas du tout. L'association d'idées, d'ailleurs, aurait été fortuite complètement. Voilà. Bien. Donc, le rapport est adopté. Parfait. On a 2 beaux rapports. Merci beaucoup. Il va falloir les faire fructifier. En tout cas, ce qui est intéressant au-delà du fond, c'est la méthode de travail, la technique. Voilà, ça ne va pas se transformer demain matin, évidemment, de manière opérationnelle. Mais par contre, la posture, je dirais, elle est très bonne. La méthode, elle est très bonne. Et du coup, ça permettra d'alimenter aussi les discussions au moment du PADUC, par exemple, ou dans le cas d'investissement IA. Voilà, ça c'est intéressant. Merci beaucoup. Nous allons passer aux motions. Non, il y a d'abord avant les motions. Alors avant les motions, on faudrait rajouter un point à l'ordre du jour parce qu'on nous a averti que le 15 juillet se réunit le Conseil d'aménagement, de l'aménagement et de l'urbanisme, donc il y a un lien évident avec ce dont on vient de parler et beaucoup de choses d'ailleurs qu'on a dites depuis ce matin. Donc en fait, on nous demande la désignation d'un conseiller de l'Assemblée Adiouentou pour ce conseil-là. Voilà. Il demande un représentant de l'Assemblée Adiouentou. Donc la réunion est le 15 juillet, la semaine prochaine. C'est pour ça que ça arrive au dernier moment. Alors, première chose, je demande si vous êtes d'accord pour qu'on traite ça maintenant. Il y a une urgence. Donc, je fais voter l'urgence. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Donc, le point est rajouté à l'ordre du jour. Merci. Donc maintenant, il faut réfléchir, est-ce qu'il y a des candidatures pour être membre du Conseil de l'aménagement et de l'urbanisme? Oui, en général, oui, mais maintenant, beaucoup de choses se font en visio. Hein. Ouais, Julien, pardon, Monsieur le Président, le Conseil de l'aménagement et de l'urbanisme, il se réunit où en général? Le 15, oui. Ah là, c'est à Bastia, bon. Ah d'accord, c'est chacun son tour. C'est alterné. Bon, ça va. Voilà. Bien, donc il faut un conseiller. Mais après, le conseiller qui rentre, il reste au conseil. Hein. Ce n'est pas que pour le 15. Hein. Voilà, celui qui entre au conseil, il y reste. Il est membre, non, à vie, peut-être pas, mais en tout cas, le temps que dure ce conseil et que dure notre mandature. Non, à vie, non. Hein. Ça fait un peu dictatorial, à vie. Hein. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des candidats? Oui. Pauline. Moi, je me suis proposée, mais habitant, je dirais, le tiers du temps à Paris, si les réunions sont en visio, si c'est possible en visio. D'accord. Bon, je pense pas, non. Ça peut arriver, mais il y a quand même des décisions à prendre en matière d'urbanisme. Ça m'étonnerait qu'elles soient
Ouais. Et pardon, et aussi une réunion tous les combien? Tous les mois, tous les 3 mois? Mais Julien a disparu, je ne sais pas. Madame la secrétaire générale du Conseil, est-ce que vous pouvez nous informer? Ah. Eh oui, bien sûr. Les réunions sont plutôt en présentiel et fortement liées à la révision du PADUC. Donc, voilà. Bon, on va être dans des sujets, je ne veux décourager personne. Voilà, mais il ne s'agit pas d'aller faire les potiches, voilà. Les potiches, on n'en veut pas, ça vous avez compris, personne. Hein, voilà. Et ça va être un peu technique quand même. Voilà. Donc, bon, on vous donne encore un moment pour réfléchir. Hein, de toute façon, on a cette motion. On va rester encore un peu de temps ensemble. Hein, voilà, il fait bon. Tigampé, bon. Voilà. Bien, donc vous y réfléchissez. Il y a Léa qui serait partante aussi. Il y a Léa qui est partante. Mettez-vous d'accord entre vous, on en rediscute tout à l'heure. Vous voulez faire une pause, mais pas longue, hein? Dio strafar, hein? Dio strafar, et dobu mineo, hein? Donc, allez, suspension de séance.
Allora, ribiemo be piace. Allora, diramo a questo punto supplementario che concerne il consiglio di l'acconciamento di territorio e l'urbanismo. Allora, qual è che candidato? Allora, Pauline si candidata, c'è chi si altro? No? Allora, metto a voto, qual è chi è contro? Qual è con mica, astensione, qual è chi vota pro? Dunque, a ringraziarvi a tutti, dunque Pauline rappresenterà l'Assemblea di Gioventù a questo Consiglio. Ecco, così è fatta. Dunque, passiamo ora a seduta di emozione. Allora, prima è presentata da Fronte Popolare. Allora, di una che dirà guida poi un pezzetto, c'est celle qui concerne les protecteurs, la protection des lanceurs d'alerte. Bon, c'est peut-être pas la peine de relire tous les considérants, parce qu'elle est dans les tuyaux depuis quelque temps. Oui, bien sûr, je vous en prie, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Donc, cette motion venait à l'époque au moment d'un événement dramatique qui est la mort de Pierre Alessandri. Donc elle trouve sa source ici, mais pas seulement. C'est-à-dire que les lanceurs d'alerte, au sens aujourd'hui de la loi française et pas de la loi européenne, je le précise parce que ce sont deux définitions différentes, Pierre Alessandri était considéré comme un lanceur d'alerte et il y a également d'autres corps de métier tels que les journalistes notamment qui sont considérés comme des lanceurs d'alerte et dont aujourd'hui la position dans notre société est menacée par différentes influences extérieures, ils ont des menaces physiques, des menaces en termes de moyens, etc. etc. Donc cette motion, au moment de sa rédaction, avait pour source l'événement dramatique dont j'ai parlé. Cependant, elle a une vocation plus large, qui est de manière générale de protéger déjà la liberté d'expression sur certains sujets et de porter symboliquement un soutien, une protection pour les personnes de la société civile qui décident de prendre des risques pour dénoncer des situations qui nuisent au bien commun. Donc voilà, je vous laisse, je laisse à votre sagesse le vote de cette motion. Merci. Donc je demande son avis à l'exécutif. Bien, merci. On a bien compris que la marge de manœuvre, évidemment, est ce qu'elle est, compte tenu des compétences que nous avions. Donc c'est d'ordre surtout moral et symbolique. On est bien d'accord. Donc, la motion, qui souhaite s'exprimer? C'est un pour, un contre. Donc, on est bien d'accord, je le dis à l'endroit des présidents qui me remplaceront dans une demi-heure. Présentation de la motion par le rapporteur, enfin par le rédacteur. On demande l'avis au Conseil exécutif et on soumet à l'appréciation de l'Assemblée un pour, un contre. Et on passe au vote. S'il y a des amendements, évidemment, on analyse les amendements. D'abord, voilà. Donc, oui, Florian Riolache souhaite s'exprimer. Juste pour dire qu'on s'associe pleinement au contenu de la motion, qui s'inscrit pleinement dans le sens de la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte du 21 mars 2022, tout en rappelant que la mise en place de ce type de dispositifs territoriaux ne saurait dispenser l'État dans ses prérogatives régaliennes en la matière. Oui, je souscris complètement. Bien. Qui est contre? Qui veut émettre un avis contre? Personne. Donc, on soumet au vote la motion. Qui est contre? Qui s'abstient contre la motion? D'accord. Donc, tous ou que ceux qui ont levé le doigt? Que ceux qui ont levé le doigt. D'accord. Donc, 2, 4. 4. Donc, qui s'abstient?
ne participe pas. Donc, STC, Juventud du STC, et qui est pour la motion? La motion est adoptée. Ringraziapi. Allora oggi c'è una mozione di budget nazionale nella titolarizzazione di giovani professori abilitati. Quelli che ha presente? On a des bourgs. Allora, mi sentite? Donc, questa mozione interviene in un contesto veramente pericoloso per la nostra lingua, che è troppo spesso minacciata, prima da decisioni prese contro l'utilizzazione di questa lingua in assemblea, ma anche da corrieri di parenti dei elevi, come il presidente della FCPE 2A, che denunciava l'imparare di un corso a scuola. Donc, io penso che è veramente importante per la salvezza di questa lingua di stare a tutti i livelli di secondario e così che la titolarizzazione anche all'Accademia di Corsica di professori abilitati in corso in secondario mi pare essenziale. Si potrebbe così sviluppare filiere bislingui, come è detto in un progetto accademico, perché penso che voi sapete il corso è uno degli assi prioritari di suo progetto accademico, e così che noi domandiamo dunque a titolarizzazione in priorità di professori abilitati in lingua corsa, ma anche di professori corsi in generale a questa accademia, e domandiamo dunque di stare l'insegnamento di questa lingua per la sua difesa. Vi ringrazio. Ringraziati Viviane, e che bello parla che tu hai qua. È magnifico. Ringraziati. Allora, mi pare che lui allora, avviso di un consiglio esecutivo. È favorevole, positivo, mi pare che lui sia un emendamento di scelta. Qual è che lo presenta? Giù. Allora, è giusto una piccola modificazione, pas precisa, di un secondario, perché al primo livello è di diamis in piazza, dunque è giusto una precisazione. Voilà. Sì, Babà. Ma giusto per cela oggi come sono completamente d'accordo con l'emendamento. Babà. Allora, Babà. Altre domande di parole? A pro di mozione o contro mozione? Nimo. Allora, metto primo a voto l'emendamento di scelta patriota. Qual è chi è contro l'emendamento? Contro. Qual è un voto mica? Astensione. E qual è chi vota a pro dell'emendamento? Tutto il mondo è adottato all'unanimità. Ora emette dunque, se voi siete d'accordo, il rapporto emendato così, di questa maniera, a voto. Qual è chi è contro il rapporto? Qual è un voto mica? Astensione. E qual è chi vota a pro? Tutto il mondo vota a pro. A ringraziarvi. È adottato all'unanimità. Nemico rapporto di mozione. Ecco, allora, ora c'è una mozione di Juventud di OSTC a difesa contro i voghi di Voreste, scusate, foghi di Voreste. Donc cette motion, vous savez qu'il y a une pression incendiaire assez forte en Corse. Il y a eu des campagnes de sensibilisation qui ont permis de réduire drastiquement les pratiques de chez nous, donc beaucoup de mise à feu. L'augmentation de la sécheresse est un fait, et elle intervient aussi en hiver. Comme M. Paolini a pu le dire tout à l'heure, ça a été même précisé dans le PFENI. Il faut savoir qu'en Corse, 80% du territoire est du combustible. C'est-à-dire qu'un feu qui part au sud peut très facilement finir dans le Cap assez rapidement si les éléments comme le vent et tout sont présents. On a aussi du maquis, du pin et tout qui sont très favorables à cette évolution rapide.
Il faut savoir que ces derniers temps, on a une diminution des départs de feu, mais une augmentation de la surface parcourue. Donc c'est vraiment un fait qui est présent. On a une diminution des milieux ouverts due au déclin de l'agriculture. Et par le tourisme vert, on a de plus en plus de monde dans les massifs forestiers, donc une augmentation encore une fois du risque incendie. Il existe pour la saison estivale, donc qui dure à peu près du 1er juillet au 15 septembre, des groupes pionniers, donc qui sont des saisonniers qui sont mis en place, plus de pompiers présents sur le terrain. Il existe en hiver des opérations de brûlage dirigé, des feux tactiques pour réduire la surface de combustible pour les milieux agricoles par exemple. On a des renforts de Canadair, des HBE lourds qui arrivent sur la Corse donc pour intervenir rapidement, des renforts militaires, de la surveillance incendie et il existe aujourd'hui des modèles informatiques et des ouvrages d'FCI sur le terrain. Cependant, tout ce dispositif n'est présent en partie que pendant la saison estivale. Sauf que, comme je l'ai dit, le risque intervient maintenant même l'hiver. On a eu d'ailleurs en 2020 le feu de Baville qui a été très important et qui est intervenu en hiver. Donc cette motion, ça serait pour une prise en compte de ce risque tout au long de l'année et par exemple un dispositif comme les pionniers qui pourrait fonctionner sous forme d'astreinte qui serait trop lourd. Parce qu'aujourd'hui, les pionniers, en fait, c'est un groupe qui intervient sur les feux naissants, donc pour éviter, par exemple, le feu qui est actuellement à Solar, qui part d'un coup de foudre et qui, au final, a parcouru des hectares. Donc le but serait vraiment d'intervenir toute l'année assez rapidement et éviter ces catastrophes naturelles. Ce dispositif, donc à l'année, permettrait aussi des opérations de brûlage dirigé effectuées par un plus grand nombre de personnes et donc une meilleure connaissance des feux de forêt. Et ça permettrait une activité de ces saisonniers en fait, tout au long de l'année, qui est quand même un confort pour eux, qui sont pour la plupart des étudiants, et c'est quand même un petit revenu financier qui pourrait les aider toute l'année en réalisant ces astreintes. Voilà, merci. Per la vostra proposta. Allora, abbiamo mandato prima l'avviso all'esecutivo, cosa ne pensa? È sicuro? Dunque, favorevole. Mi pare che lui... Allora, c'è adesso un emendamento, mi pare, anche due. Un emendamento e un sottoemendamento. Così imparate, Allora, prima, qual è chi è contro questa mozione? Così, qual è chi vuole parlare contro? Nimo. Qual è chi vuole parlare a pro? Di qualcosa? E dite quelque chose. Un bigoste in onda, fate qualcosa. Allez, Jean-Laurent Morazzani. Mi fa piacere un po', boh. È vero che c'è una mozione importante, tanta tematica che ci deve premurare a tutti, tanta la vena di avere questa corsa e come mantenerla tutto il lungo dell'anno. Dunque, è vero che questa mozione va in suo senso e noi la sosteniamo e ne abbiamo votato pro perché oggi più che mai ci tocca a essere di fronte a questi problemi qui di riscaldamento climatico, tutte le problematiche che noi conosciamo e questa mozione è un simbolo forte di queste problematiche. A ringraziare. A ringraziati. Allora, l'emendamento, qual è che ha fatto un emendamento? C'è Samir, vai burro, spiegaci. Allora, vogliamo cacciare accerta l'unità di spingivoghi, di poi spingere questi voghi spaventosi e accerta l'unità di gorsi di proteggere il nostro ambiente. Alors, je m'explique parce que j'ai l'impression d'avoir froissé un petit peu la présidente du STC. Non, tout simplement... Mets-toi mal avec le STC, tu vas voir. Non, juste... c'est plus un amendement par rapport à la forme qu'au fond. Le fond, il n'y a pas de souci. C'est juste que, voilà, pour moi, notre Assemblée se prononce en son nom et pas au nom des pompiers ou de l'ensemble des Corses. Donc voilà, c'est juste un amendement pour rendre la motion un petit peu
plus sérieux. Je pense que ça n'entache pas le dispositif qui est proposé dans cette motion-là. Je pense qu'on sait tous que les pompiers ont la volonté d'éteindre les feux. Donc voilà, c'est juste pour rendre la motion un petit peu plus sérieuse. Allora, quindi l'emendamento proposto chi è, so capisco piuttosto un emendamento di fondo, di forma, più che strafari, ma on est manca forse completamente d'accordo STC, di non male, sono mica d'accordo. Allora andate-vous, diteci, cosa volete fare? Donc, on comprend ce que vous nous dites, mais il y aura un sous-amendement. Donc, il n'y a pas de problème, on enlèvera la première phrase qui dit que les pompiers donc, éteignent les feux, mais bon, c'était plus pour tourner sous le sens que lorsqu'on leur a dit qu'il ne faut pas intervenir, ben, ça les touche directement et ils sont bloqués. Par contre, pour dire que les Corses veulent protéger leur environnement, ça, on remplacera, on remplacera acert par considerando, parce qu'on ne peut pas fermer les yeux là-dessus, et c'est de fait, les Corses veulent protéger leur territoire et ils sont attachés à leur terre. Merci. Si je peux rajouter un petit complément, excusez-moi. Je ne suis en aucun cas froissée. Voilà, pas du tout. Je suis très contente. Et effectivement, comme l'a très bien dit Lisandre, ce qui est important pour nous, c'est de quand même préciser que nous, les Corses, on est attachés à notre terre et qu'il est important de préserver notre environnement. Oui, donc c'est un considérant. C'est considérant la volonté des Corses de protéger, alors mica un nostro ambiente, uso ambiente. Donc on va faire monsieur le secrétaire général aussi, si vous êtes d'accord, voilà, une petite modification à ce niveau-là. Bon, donc, Samir, tu as entendu le STC. Moi, je n'ai pas de conseil à te donner, mais moi, je serais d'accord. Alors, vas-y. Vas-y, je t'en prie, tu as la parole. Non, comme vous avez dit, on ne va pas se froisser avec le STC. Et je vais poser un sous-amendement. Non, il y a juste une petite erreur de syntaxe. Juste à la place de dire un nostro ambiente, dire uso ambiente. C'est tout. Ah, bon, pardon. Tu n'as pas écouté, on l'a dit. On parlait dans tous les sens. Voilà. Eh ben voilà. Non, c'est bon, on l'a dit ça, on l'avait vu. Donc, on est bien d'accord, on enlève accerta, a ulinta di spingiavoghi, di bue spingie, sti voghi spaventosi, adiula giudidi, en casai, donc caccemugue, c'est appena più bella, sta muzione, e ci deniamo, ma cambiando, mettiamo, considerando la volontà di gorsi, e mettendo una rendeci per piacere ai gorsi. Non mica un aggettivo qui, d'accordo? Bon. Di brudegge uso ambiente. Femo così. Allora, primo budemo usot emendamento. Et des capito? On vote le sous-amendement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Sous-amendement adopté. Nous votons maintenant l'amendement ainsi sous-amendé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? L'amendement ainsi sous-amendé est adopté. Nous votons maintenant la motion ainsi amendée. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? La motion est adoptée à l'unanimité. Bello travaglio, a ringraziare po demo nostro sostegno ai spinghivoghi, che sti carchioni sono stati appena non ta ovron di l'incendi, è stato difficile e poi da me dorna, ma orosamente già zicchia e pensiamo di no a quelli di Marseille, on le legiso parecchi corsi, di no a Uigo, dunque perché è stato difficile a Marseille. Vabbè, allora c'è quella non ta lingua corsa. Chiama l'unità. Avete la parola. Vi ringrazio signora Presidente. Dunque, va già presentare mozioni nella lingua corsa, dunque, che è stata depositata dal gruppo Chiama l'Unità e confermata dai gruppi Scelta Patriota
e di gioventù USTC. Dunque, questa mozione ha parecchi scopi, perché ci tocca rammentare parecchi fatti. Ci sono parecchi fatti a rammentare, dunque prima, quello di a mancanza di riconoscenza della lingua corsa, fra uguali l'interdizione da adoperare la lingua corsa dentro all'emiciclo dell'Assemblea di Corsica, prima su fatto qui, e dopo all'ondatura di certi giudizi che si credono sempre in tempi coloniali, riprovarendo sempre la dopo di un metodo di bilinguismo in un sistema scolario corso. E donc si può mettere l'esempio di Perrin di AFCPE, che è stato un bel esempio di un'andatura proprio colonialista intorno al sistema di bilinguismo in un sistema scolario. Ecco. Allora, a ringraziati, ma un mandato a viso a un si esecutivo, a viso vaurevole. Dunque, in questa mozione mi pare che lo ci sia di noi emendamenti, uno solo, ed è sempre Samir Bescerighi. Anche sai che mica vata so domanda a bocca, altrimenti abbiamo parlato tutta la giornata. Anche di Gabi du corpo. Avete la parola. Allora, cosa è questo emendamento? Allora, l'emendamento è chiaro, proponiamo da nulla prega che la lingua corsa sia securizzata da un quadro giuridico chiaro, protettore, permettendo lo sviluppo di lamparire immersiva, ufficialità e riconoscenza della lingua corsa come un sapere fondamentale. Dunque, rimpiazzato da domanda al Presidente esecutivo di Corsica di rivendicare la riconoscenza della lingua corsa nella Costituzione in luogo di discussione con lo Stato francese iniziate dopo le mosse della gioventù in 2022, arnese giuridico obbligatorio per permettere un quadro chiaro, protettore, permettendo lo sviluppo di lamparire immersiva, ufficialità e la riconoscenza della lingua corsa come sapere fondamentale. Domanda e legge. Allora, questo è l'emendamento. Allora, non ce n'è che uno. Allora, prima non c'è mozione. Qual è chi vuole parlare di qualcosa non c'è approdi a mozione? Sì, puoi parlare. E noi, il nostro gruppo, bon, di sicuro che siamo appro tutte emozioni per la lingua che ferma la nostra primura per il nostro popolo le detto. Bon, non ho mica da parlare, torno una volta di elo, perché dopo penso che un giorno, quasi, Monsieur Perrin, tutto il mondo ha parlato di elo oggi. Ma è un esempio odinco, dunque noi abbiamo fatto un emendamento perché pensiamo che è importante di noi, ma ve l'assicuro, siamo pro questa mozione. Vi ringrazio. Quelli chi vuole dire qualcosa contro? No, o vuole difendere Monsieur Perrin o vuole lasciare tranquillo a Gilles Simeoni. Allora, non c'è l'emendamento, chi dice la 8 o di l'esecutiu? Favorable, beride. Favorable. Dunque, abbiamo messo a voto l'emendamento. D'accordo? Qual è chi dice contro? Qual è con vote mica? Astensione e qual è chi vote a pro? Tutto il mondo è d'accordo. Allora metto a voto a mozione emendata in questo senso, qual è chi dice contro, qual è con vote mica
Astensione, quelle chi boda pro, tutto il mondo, a ringraziabi di adottata, due parole prima di lasciarvi a poco presso una misuretta, due informazioni non a questione di lingua e di l'uso di lingua nell'emiciclo, come sapete, c'è stato un ricorso di un brevetto prima di parte, un brevetto le large, si mandato un tribunale amministrativo e mu berso e mu fatto un ricorso davanti a Corte amministrativa d'appello di Marsiglia e mu berso e mu fatto un ricorso davanti a un Consiglio di Stato e mu berso di no. Ma dirà l'unica maniera di poter andare al di là davanti a altre giurisdizioni internazionali. Dunque, in cui il Presidente dell'Esecutivo, a nome personale, è mandato davanti alla Corte europea dei diritti umani. Je répète que pouvoir parler sa langue maternelle est un droit humain. D'accord? Donc, la langue corse n'est pas co-officielle, elle ne le sera pas probablement avant quelque temps, mais néanmoins, on a un droit de parler notre langue maternelle. Il y a une différence entre la co-officialité et l'officialité d'une langue dans les services publics et dans des institutions comme la nôtre. On doit pouvoir parler notre langue, je persiste et je signe. Donc nous irons faire un pourvoi devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et il y a de nombreuses études et également analyses documentées des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies, notamment la commission qui traite la question linguistique à l'échelle internationale, qui va dans ce sens-là. Donc, allora continuare a non tasto soggetto, e ne abbiamo parlato abbastanza oggi, perché di un pilastro maggiore di sovranità e di lavoro di questo popolo, e anche di capacità di integrazione. Ecco, a ringraziarvi. Allora, abbiamo mandato un vicepresidente di bene, per piacere, perché c'è una commissione appena aperta, a nuova commissione non la lingua, sotto la presidenza di Romain Colonna, dunque abbiamo dato una misuretta e poi dopo borto. Non scappate mica. Allora, emozione lascio qui. Allora, ora abbiamo da passare a mozioni a preservazione di un commercio di loci di Santa Lucia depositata dal gruppo di USTC. Vi lascio la parola. Una piccola mozione per un nostro caro conchiglio, l'Occhio di Santa Lucia, con credenze popolari della nostra cultura, tra sto conchiglio. Allora, esiste una vera economia per via della vendita di l'Occhio di Santa Lucia. L'articolo 411 alinea 1 che protegge la raccolta a mare non è rispettata o la raccolta è tollerata in poche quantità per la raccolta di questo conchiglio. Tra questa mozione vogliamo preservare un'economia anche culturale
e volemo creare un commercio di qualità isolano e più un commercio di quantità. Volemo favorizzare l'artigiani corsi e un nostro saper fare, l'ambiente e per compiere un commercio a lungo andare. AOP Label, poco a dire, tanti a fare. Ringraziamo. Ringraziati. Allora, non sta mozione la avviso di un consiglio esecutivo. Allora, un gruppo appro, pas par là, un'intenzione di voto. Oui, bon, quelques mots sur cette motion mais c'est un sujet qui est très précis et c'est d'autant mieux parce que c'est les sujets très précis qui parfois passent à l'as dans les grandes questions économiques. Donc c'est un sujet qui est très important dans le sens que, comme tu l'as très bien souligné, ça a de l'impact non seulement sur le commerce, mais aussi sur un objet qui est quand même très symbolique en Corse, donc qui a un aspect culturel en plus de ça. J'ajouterai une nuance, évidemment, c'est qu'il y a toujours la prise en compte de la pression de la ressource, qui évidemment, cette motion y répond en partie. À partir du moment où il y a une régulation, il y a une proposition d'AOP, etc. Ça, c'est tout à fait, ça va tout à fait dans le sens d'enlever la pression de la ressource, mais ça reste quand même quelque chose à prendre en compte à partir du moment où on fait de la pression sur une ressource naturelle. Il y a, voilà, ça amène une solution sans être la solution complète. Quel qui s'y a contre? Ina, alors passons au vote. Quel est qui s'abstiene? Quel est qui participe au vote? Quel est qui vote contre? Après, adottat all'unanimità. Allora, dopo passiamo a una mozione portata da Chiama l'Unità non au sostegno ai cristiani d'Oriente. Quelle qui veut piler la parole, la pas présentée là? Alors, cette motion vient en soutien à la minorité des chrétiens d'Orient et se base sur un constat simple, c'est-à-dire que aujourd'hui, la première religion au monde à être persécutée, c'est le christianisme, avec 380 millions en 2025 de chrétiens persécutés, soit un chrétien sur 7. Dans certaines régions comme le Proche et le Moyen-Orient, ce chiffre est important, monte à un chrétien sur 5. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allora, l'avviso di un consiglio esecutivo non sta sa mozione. Allora, abbiamo un emendamento. Abbiamo un emendamento du groupe Fronte Populaire. Merci Madame la Présidente. Alors cet amendement est un amendement d'ouverture, c'est-à-dire que qu'il passe ou qu'il ne passe pas, on votera pour votre motion de toute façon, puisque nous, à gauche, quel que soit, dès qu'il y a une avancée pour une minorité opprimée, en l'occurrence c'est le cas des chrétiens dans plusieurs régions du monde, nous votons pour. Maintenant, nous nous posons la question, pourquoi les chrétiens en particulier? Alors, ça vient d'être dit, c'est que, effectivement, un chrétien sur 7 est persécuté, mais en termes de volume, effectivement, cela représente une majorité, mais si on prend d'autres religions, en termes de les proportions, par exemple, si on prend les Yézidis, il y a 10 ans, ont subi un génocide de la part des Daesh. Donc, à partir de là, c'est la quasi-totalité du groupe religieux qui est persécuté. Une première remarque que nous avions vis-à-vis de cette motion, c'est la définition du mot chrétien d'Orient. Qu'est-ce que vous entendez exactement par chrétien d'Orient? Pour nous, la définition nous semble confuse dans la mesure où, à l'alinéa 2, par exemple, vous citez, vous semblez mettre les chrétiens d'Afrique dans les chrétiens d'Orient. Alors, je veux bien que vous pensiez aux Coptes égyptiens, mais dans ce cas, ça me fait un seul pays d'Afrique dans cette compréhension, dans cette définition. Deuxième point,
Et on l'avait déjà dit que les chrétiens ne sont pas la seule minorité religieuse persécutée. Nous pensons aux juifs de Lituanie qui sont sous la menace notamment d'un parti appelé Aube du Yémen, qui a une vingtaine de parlementaires et dont le leader est ouvertement antisémite. Nous pensons aux Alaouites de Syrie qui, du 6 au 9 mars, ont fait l'objet d'un massacre qui a fait plus d'1 millier de victimes en seulement 3 jours. Et nous pensons évidemment aux sunnites et aux chiites de Palestine qui faisant l'objet actuellement d'un génocide. Donc cet amendement est long, je le conçois, et modifie grandement la motion, mais en réalité, nous pensons enrichir la motion plus qu'elle ne n'enlève son sens initial. Allora muda passa all'avviso non tu samandamento, un avviso a pro, un avviso contro. Baptiste. Allora, non è mica tanto un pare contro, ma bon, il nostro gruppo sa da stena e vota contro, ma un problema non è mica al fondo. Siamo bella sicura da consento per la difesa di tutti i popoli oppressati a causa di un'appartenenza religiosa. Ma qui, questo emendamento cambia il corpo di mozione di Pusat. Ringraziamo che il tema di questo emendamento non sia mica una menzione, una mozione di Pusat, e in questo senso non voteremo mica pro, non essendo mica contro il fondo che forse siamo da consento, ma avremmo preferito un'altra mozione che sarebbe stata assai interessante di noi. Ecco. Ange Toussaint, vous vouliez ajouter quelque chose? Pour compléter ce qu'a dit Bati, je suis assez d'accord parce que bon, on parle d'un amendement d'ouverture. Je pense que c'est un amendement de mélange. Voire même c'est une nouvelle motion. En fait, c'est plein de sous-motions qu'on nous apporte pour dire on va défendre un tel, on va défendre l'autre, on va défendre Pierre, Jacques, Paul. Moi, je suis pour. Moi, la défense de tout le monde, ça me va. Simplement, je pense que il faut savoir rester concret. Là, on propose une motion concrète, c'est-à-dire qu'on propose à la collectivité de Corse de faire marcher sa compétence qui lui est dévolue, sa compétence humanitaire qui lui est dévolue par la loi NOTRe auprès de relais associatifs concrets. Il y en a 2 en Corse, c'est l'œuvre d'Orient et l'aide à l'église en détresse. Il n'y en a pas pour les Druzes, il n'y en a pas pour les Ouïghours. Ça ne veut pas dire que je ne les soutiens pas, loin de là. Mais l'Assemblée Adia Juventus avait déjà pris position en 2017 pour soutenir les chrétiens d'Orient. Je propose de renouveler ce soutien et de manière concrète. D'accordo, allora passiamo al voto dell'emendamento. Allora, astensioni? Qual è che partecipa? Astensioni? 4, 5, 6. Vabbè. Qual è che partecipa già mica al voto? Qual è che è contro? E qual è chi vota pro? Allora, l'emendamento è ricusato. Ora passiamo al voto per mozioni. Astensioni? Può dare un avviso? Si peut dans l'avis. Jean-Laurent, il voudrait faire une intervention pour la motion, en faveur de la motion. Pas dans l'avis. Non, on est mica votato. Si può?
Allora, passiamo a voto. Per astensioni. Non ta mozione. Qual è che partecipa già mica a voto? Qual è chi vota contro? Appro. Allora, pagompio, l'ultima mozione depositata dal gruppo Fronte Popolare per lotta contro gli accidenti di lavoro in Corsica. Merci. Alors, la question des accidents au travail est un sujet assez invisibilisé. En l'occurrence, si on prend le cas de la France, en réalité, la France est très mauvais élève en termes de morts au travail annuelles. On parle de centaines de morts au travail et avec une majorité une surreprésentation des travailleurs et travailleuses de 18-24 ans dans ces morts au travail. Par exemple, on peut compter lors des mois de mai, juin, 3 morts d'apprentis de 15, 16 et 17 ans sur leur lieu de travail. Et la Corse, dans cet ensemble statistique, est l'une des plus mauvaises élèves dans ce même pays qui, en termes de proportion de morts au travail par travailleur. Les statistiques de la DRETS sont claires de ce côté-là en Corse. On est à une vingtaine de morts au travail par an en Corse, avec une surreprésentation du BTP et des chutes de hauteur, en l'occurrence. Une démultiplication des accidents graves qui sont passés de 2 à 16 en 2022. Sachant qu'il y a plusieurs zones d'ombre statistiques en ces termes, puisque évidemment les travailleurs non déclarés qui seraient morts au travail ne sont pas comptés dans ces statistiques. Les personnes qui mourraient des conséquences de leur travail chez elles ne sont pas comptées comme mortes au travail. Imaginons un travailleur qui inhale des gaz toxiques et qui le soir chez lui meurt la nuit, il n'est pas compté comme un mort au travail. Et les morts ou accidents du travail sur le trajet du travail, c'est-à-dire vous allez à votre travail, vous mourrez dans un accident de voiture, vous n'êtes pas compté statistiquement comme un mort au travail. Et la Corse est d'autant plus mauvais élève sur le sujet que, et là ce n'est pas le fait de la CDC mais bien des services déconcentrés de l'État, qu'elle n'est pas engagée dans un plan régional de santé au travail. En l'occurrence, le plan régional de santé au travail est adopté dans plusieurs régions et il s'agit d'une initiative d'administration déconcentrée de l'État, comme la DRETS ou bien et en collaboration avec l'ARS en général. Donc nous appelons tout simplement le Conseil exécutif à demander aux services déconcentrés de l'État d'engager un plan régional de santé au travail. Par ailleurs, à la CDC, pour les travailleurs qui travaillent dans ces locaux, d'améliorer la prévention en termes de risques psychosanitaires. Et enfin, sur les contrats de marché public, d'améliorer les critères de sécurité au travail dans la sélection des entreprises qui prendraient ces contrats. Allora, primo l'avviso di un consiglio esecutivo non questa mozione. Je suis sûr que vous dites qu'il va dire avis favorable. Je vais faire un dernier effort pour cette motion avant de terminer cette session, simplement pas pour réagir sur l'ensemble des risques au travail au niveau français, mais vous dire simplement ce que fait la collectivité de Corse pour lutter contre ces risques professionnels, avec une stratégie qu'on juge volontariste, puisque depuis 2018, en matière de prévention des risques professionnels et de lutte contre les accidents, un certain nombre d'actions ont été entreprises en accompagnant les services dans l'évaluation et la réduction des risques, notamment les secteurs qui sont exposés à des contraintes physiques ou psychosociales. Un service de prévention a été constitué au sein de la collectivité de Corse avec 8 conseillers qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, afin de mailler au mieux et de pouvoir faire preuve d'une réactivité accrue. Le service prévention des risques professionnels a évalué chaque année plus de 300 unités de travail, donc c'est quand même un travail qui est très conséquent, hein, et elle a émis des préconisations afin d'améliorer les conditions de travail des agents de la collectivité de Corse, et ça s'est traduit notamment par le déploiement continu
et adaptées aux métiers sur les gestes, la sécurité et les risques psychosociaux. Une mission justement sur ces risques psychosociaux spécialisés dans l'accompagnement des agents existe donc depuis 2018. Plus récemment, en 2022, la collectivité de Corse a fait le choix d'équiper l'ensemble des sites où il y a plus de 10 agents d'un défibrillateur automatique externe, ce qui permet aussi dans certains cas, qu'il puisse servir aussi aux populations qui vivent à proximité de ces sites de la collectivité de Corse. Et par ailleurs, nous avons mené un plan ambitieux pour cibler les risques particuliers, notamment les risques routiers, et sensibiliser les agents sur l'importance des ports des équipements de protection individuelle. Un accompagnement spécifique a aussi été mené pour les jeunes agents qui sont souvent plus exposés à ce type de risque et pour ceux qui sont en contrat à durée déterminée ou en situation de handicap. Enfin, je terminerai aussi pour vous dire qu'il y a une coopération bien sûr avec l'ensemble des acteurs du territoire, notamment, vous l'avez évoqué, par le lancement d'une conférence régionale pour la santé au travail qui va permettre de réunir l'ensemble des services de l'État, les partenaires sociaux, notamment les syndicats bien entendu, ainsi que les médecins du travail et les organismes spécialisés afin de bâtir une stratégie commune en ciblant bien sûr les publics jeunes de 18 à 24 ans. Donc, l'objectif est clair, aller plus loin dans la prévention, faire plus de sécurité et que ce soit un enjeu partagé et durable et ainsi contribuer à la réduction de ce type d'accident. Je vous remercie. Ringraziai. Allora, se un gruppo può parlare, lo dà uso avviso favorevole non questa mozione. Jean-Laurent. Una tematica assai interessante da sviluppare, qui da di il benestare degli impiegati non solo di lavoro. Di sicuro che ne abbiamo avuto pro di questa mozione, ma per l'esempio di spingifuochi che sono sempre in prima linea, che pidono i rischi tamanti per difendere la natura, gli enti in casali quando ci sono i fuochi, dunque una mozione assai interessante che deve portare di noi non parecchie piste di riflessione, non diventare di un lavoro e di un benestare dell'impiegato in differenti luoghi, che sia il servizio pubblico come le imprese. Ecco. Marie. Alors, en tant que représentant du syndicat des travailleurs corses, bien évidemment, on est complètement pour cette motion. Le but étant effectivement d'éviter au maximum les accidents du travail, puisque ça, c'est des choses qu'on voit au quotidien. Accidents du travail, accidents de trajet, les morts au travail également. Les maladies professionnelles, il y a un registre énorme de tout ce qui peut arriver aux différents salariés en Corse. Donc c'est un sujet très important pour nous et il est évident que nous soutenons la motion à 100%. Qualche sia o dà un avviso sfavorevole? No? Alors passiamo au voto. Qual è chi s'astiene? Qual è qu'on participe già mica au voto? Qual è chi vota contro? Qual è chi vota appro? Adottata all'unanimità. Allora, avremo davanti una piccola sospensione di udienza.
Allora, per piacere, allora, prima vi voglio ringraziare di avermi aspettato, so che avete lavorato, c'est pas ça d'avant? Eh ben voilà, je vais enfin pouvoir prendre la retraite. Super, bon, allora, a ringraziare, no, normalmente so io che già finisce questa sessione, ni una boccia fuori, dunque tenia a seguire uno per ringraziarvi per tutto il lavoro che è stato fatto prima, perché il lavoro è due. La sessione di un colpo per parlare, per dibattere, di sicuro, ma il grosso lavoro si fa prima, a ricerca, a riflessione, eccetera, eccetera. Ma dopo c'è la sessione, che è un momento politico, di appena un teatro di noi, a forma di un teatro, di così, di politica. E poi, dopo, cosa si passa dopo? Cosa si passa dopo? Ci vorrebbe e aspiriamo che lui ci sarà una seguita ai proposte che sono state fatte dei rapporti. Non ho mica detto prima, ma a direzione o direttore non può mica seguire di affari numerici di agullettività è stata assai interessato da vostro cartolare. Ne ho parlato con lui anche ieri, perché l'ho detto pro avvocati, mi ha detto un po' su mica, ma sono stata interessata, hanno trovato un rapporto di alta qualità, non rimango mica un rapporto di Lisandro Labangiuliani, posto che c'è stata di Gambi, con il presidente dell'Agenzia dell'Urbanismo e dell'Acconciamento di territorio e dell'energia. Dunque, il lavoro è stato fatto, ma ora deve essere valorizzato. Non sarà mica tutto ribiato così, di maniera franca e chiara, ma l'idea è fatta. E poi soprattutto, a me ciò che non mi vede piacere, che lo dici piano giovani, queste idee, siamo mica tutti d'accordo tra noi, ma anche burro, noi non da maggiorità, ed è normale di avere, ma ora abbiamo tutti capito, con tutte le problematiche presentate oggi, che ora non c'è più aspettare. Siamo veramente a un nuovo di usato, come lo si dice, perché il mondo cambia di maniera proprio veloce e che d'altronde in Corsica è capito che l'uso di Corsica è in trancia di cambiare di nuovo, la faccia di Corsica cambia e questa è capito. Dunque, io penso che abbiamo bisogno di lavorare e di lavorare insieme. Dopo ognuno verrà ciò che lui vuole alle elezioni, quale che le sia, piano municipale, territoriale, che di altro fare. Ma abbiamo bisogno di lavorare e di costruire arnesi. Ora c'è l'andaci, non si può più aspettare e di giurare, non si può più fare così. C'è troppo, abbiamo messo troppo tempo in certi affari e sorti esce di una riunione di commissione lingua sotto la presidenza di Romain Colonna, dunque abbiamo avanzato prima il mese di dicembre e abbiamo mandato che l'assemblea di gioventù potesse partecipare. Dunque, due persone, sarebbe che due persone veramente hanno fatto di lingua e di politiche linguistiche. Dunque, pensate appena a due persone che potrebbero bene in questa commissione, sarebbe perché io voglio che i giovani siano associati a riflessione. Perché l'arnesi che noi costruiamo ora non sono mica per noi, l'ho già detto, non sono mica per noi, sono o per i nostri violi, o per voi, o per i nostri violini. L'affari, ma non c'è mica, anche se non ci sarà mica co-ufficialità, non è mica possibile, lo sappiamo. Dunque, c'è un servizio pubblico della lingua, c'è parlare la lingua, Jean-Laurent l'ha detto parecchie volte ed altri, e ora c'è l'avanzata. Non possiamo mica stare così. A dire di ello, di colpa dell'esecutivo, di colpa di un tale, dell'opposizione. No, altrimenti non c'è mica la sorte. E la vita franca chiara, non ci sortiamo mica. Non è mica possibile. Dunque, due persone per andare, anche burro due e dopo diremo, ma ce la lavoriamo prima un mese di dicembre, perché c'è da avere proposte in politica linguistica e poi dopo la commissione deve continuare. E io sono di quelli che pensano che c'è una commissione permanente nella lingua, permanente, e basta, cioè fa così. Dunque, se c'è due candidati a mie idee subito, e io i nomi subito, allora c'è Jean-Laurent,
Allora, Gine 4, allez, 4, 5, 5. Allora, vi faccio una proposta. Allez, allora, pigliamo i nomi. C'è Viviane. C'è Viviane e Filippi, così tutti i gruppi sono rappresentati, o basi. C'è Geronimi, Jean-Baptiste. Giovanotto, come vi chiamate? Bartoli Azabed. Azabi, ma on tout ça, mais rigondem. Eh, sicuro. Ange Toussaint, je n'aurais pas dû oublier, quand on s'appelle Ange Toussaint, au violi. Ange Toussaint, en diulusantu. Dopo, Jean-Laurent Morazzani, ne posso mica biadegge, hein? Quanto ne ha giù? 4. Allez, e giù a nota chi di là, vi chiamate? Anadea, Prosperi. E io ho begazumie. Ho begazumie. E tu? Allora, io vi faccio a proposta, perché chi dopo ci sono i corsi, ci sono i corsi e riunioni e tutto questo, non andate mica a 6, vi mettete da consento, d'accordo? A un massimo 3, non potete mica essere più numerosi voi che le eletti dell'Assemblea di Corsica, facciamo così, ma uno dell'altro, a chi ha all'esame, a chi ha entrenamento di una sottopughe, a chi deve andare a una veste, a chi è in viaggio, a chi di un treno, a chi ha un laggio, o mica laggio, così c'è sempre, si è sempre presente a questa commissione. No, visio per tous, everybody in visio. Oh, bei burro. C'è una proposta che può convenire a tutto il mondo e io propongo che noi facciamo un duetto e ogni volta mandiamo un duetto e un'altra così secondo le disponibilità di tutto il mondo. Jean-Simon, io quando avevamo la convocazione per la commissione, perché questo mica io che scelgo, non è mica scelto, anche burro, che non arrivi mica stasera a 5 ore. Quando c'è la convocazione della commissione, io avevo Jean-Simon e Jean-Simon facciamo un gruppo, un sottogruppo, come ci sono i sottoemendamenti, facciamo un gruppo per non WhatsApp e così sappiamo quale chi ci va, d'accordo? Ma on scala di mica 6, perché cosciamente una grega è un complotto di presidente dell'Assemblea di Corsica, sapete? Non si sa mai, eh? Dunque, ecco, facciamo così. Allez, vabbè. Quello prima affare, il secondo affare, a Zabed, io ho messo un ballo 2 anni fa, Corsica Prospettiva 2050, e abbiamo lavorato assai, e siamo sempre in train di lavorare. Allora, ce ne 2 che sono membri permanenti di un laboratorio, di un lab. C'è un labo di prospettiva. Dunque c'è Paul Faure e Florian Riolacci, d'accordo? E abbiamo fatto ciò che noi chiamiamo il tempo zero, volesi la situazione cosa è a Corsica in statistiche, quella abbiamo fatta. E abbiamo riflettuto con personalità e esperti nanta rende forze demografiche, cambio tecnologico, cambio climatico, tutte grandi transizioni mondiali che hanno un impatto nella Corsica, geopolitica nella Corsica, e abbiamo identificato 5 grandi forze e esterne, che è il primo affare, e 23, come si dice, variabili? Varievole, 23 varievole, e ogni varievole ha 3 ipotesi di evoluzione. Dunque, per dire, ci sono assai evoluzioni possibili. E dopo questa evoluzione abbiamo costruito vari scenari. D'accordo? Dunque, siamo a un punto e tutto questo è controllato, lavoriamo di noi con un gabinetto di studio, guardate in internet le plan bleu. Le plan bleu sono quelli che hanno fatto per l'UNESCO e progettazione e l'evoluzione del Mediterraneo.
lei ha lavorato bene, casca di della Polfor, gli spiegate così, a Gibodi anche, c'est rien. Dunque, abbiamo lavorato con quello di Blanc Bleu. Dunque, se ma un punto on doit abbiamo identificato e barriere, ma non abbiamo mica, come si chiamano, non abbiamo anche scenari, perché è complicato. Dunque, abbiamo due, come li chiamano, due focus group, uno con l'ESEC, il Consiglio economico sociale, e uno con l'Assemblea di Gioventù. E abbiamo scelto di via a conferenza di presidenti, allargata ai presidenti di commissione, più i due, se non ci sono di già, i due membri di un laboratorio, Florian e Paul, d'accordo? E questo gruppo ha da lavorare non ciò che li chiamano le fiction. Bon, c'est vraiment la science-fiction, là. Hein? Bon, veramente. Dunque, non c'è visione per avere uno straviso, ma di veramente una maniera di lavorare per farvi parlare, per sapere ciò che voi pensate. Non mica di maniera matematica, un modello. Questo abbiamo fatto e questo è un affare. Questo è facile a fare. Non mica di va parlare a gente di questa generazione come li erano a Corsica a 2050. Ecco, e c'è un lavoro particolare in gruppo che si fa. Dunque, a Zanu sono convocati per il 23, mi pare, a Madina, e il 23, una mattinata, e mi ha lavorato tutta la mattinata non qui, d'accordo? E dopo, di tutta maniera, io penso che vale il corpo di arrivarci tutti insieme un punto, non qui, mica da una sessione, forse ci aduni minuti e proviamo a lavorare non qui e tornare insieme, d'accordo? Dunque, voglio veramente assaggiare perché chi a Corsica di domani non mica forse a me, ma piuttosto a vostra. D'accordo? Dunque, di pensare a Corsica di domani, anche burro lo dico assai cattivo non di costruirla bene, quando è anticipata, costruita, infatti. Beride un muro a facca e cercare di cambiare di direzione. Di quello che è importante. D'accordo? Ecco, altre domande, questioni diverse? A ringraziare, il 23 in due si passa, in aiaccio qui. D'accordo, ringrazio. Qui on dà a sala, perché saremo una ventina a massimo. Donc sarà qui, o qui on dà sala a rende sala 2. Bon, qui, in aiaccio, di tutta maniera. Perché qui non si può mica fare in visio. C'è di una tecnica, non so mica se gli dico studianti che hanno già fatto tecniche di focus group. Tu sì, oui, au plan bleu. Eh oui. Voilà, sono tecniche di sociologia per far parlare gente, non da certi soggetti e bere la reazione di gente. Dunque, quando depositi un visio è più complicato. È più complicato. Il y a un ritorno diretto. Il y a des biais, come on dit. Bon, di progrès si torna a fare in corso, ma sono si parla mica, non si parla mica di noi, dunque, ecco. Dunque, se voi siete d'accordo, possiamo compiere questa sessione, questa terza sessione, è stata veramente di qualità. Gli anziani membri che erano qui, Manuetto che dirà veramente di qualità e c'è un progresso. Allora, l'affare di onda guida nemica di figlia sempre andaredo e di compararsi a quelli che sono meglio, l'affare di andare in avanti, e di quello che è importante. E penso che abbiamo fatto un passo da voi qualche mese. Ecco. A ringraziarvi, buone vacanze per quelli che sono vacanze, buon lavoro per quelli che lavorano, so che assai lavorate, ma approfittate di noi appena. Ecco. E passate all'ombra perché cadeva il caldo. A ringraziarvi.